The prevailing view of Africa, as seen through the lenses of major news networks of the world, has two extremes. That's the good Africa, that is safaris, pyramids and wildlife, and the bad Africa, that is wars, famine, diseases and hopelessness. Many people have been boxed into this belief system and hold just one of these two extremes in their minds. However, not many people take time to realize the endless possibilities that lie between these two extremes. This is where the vast majority of Africa's 1.2 billion people live. The vast majority of Africans who go about their day without any crisis. Unfortunately, the media does not cover the mundane. It is not sensational or thrilling to report about the hundreds of millions of Africans who did not wake up in a refugee camp. It doesn't happen because it doesn't sell. It is uninteresting. Well, I thought it would be interesting on this day to talk about an important date on the Africa events calendar. Exactly 58 years ago to the day, on May 25th, 1963, African leaders of the time set this day apart to mark the formation of the African Union, as well as the continent's achievements since colonization. They called it Africa Unity Day, also known as Africa Day. With the exception of Liberia and Ethiopia, all African countries spent years under European colonial power. In one way or another, almost all African countries were victims of the colonial period, and the effects of colonialism are still visible today. Many scholars say that the current political instability, social disorder, and economic crisis in some parts of Africa have their roots in the colonial period. Other scholars have reservations on this matter. Personally, I share both ideas. In a sense, there are still impacts of the colonial period, but this is not a get-out-of-jail-free card for African leaders, since not all problems can be derived from the legacy of the colonial period. In the 1950s, some African countries gained independence from their colonial powers. These independent countries tried to establish a specific day to be celebrated by Africans to create a sense of unity and solidarity. A conference of independent African states was held in April 1958 in Accra, Ghana. Including Ethiopia, the conference was attended by 8 countries, and April 15th was declared as African Freedom Day. 5 years later, on 25th May 1963, heads of states and governments of 32 African nations met in Addis Ababa, Ethiopia, hosted by Emperor Haile Selassie. By then, more than 2/3 of the continent had achieved independence. At this meeting, the Organization of African Unity was founded with the initial aim to encourage the decolonization of Angola, Mozambique, South Africa, and the then Southern Rhodesia. A charter was established in a bid to improve the living standards of people across member states. At the end of the conference, Haile Selassie exclaimed, "May this convention of union last 1,000 years." Although the Pan-African Congress had been working towards similar goals since its foundation in the year 1900, this was the first time such a meeting had taken place on African soil. This historical day was commemorated by the OAU annually as African Liberation Day until the year 2002, when the leaders renamed the OAU to the African Union. Since all African countries had already gained their independence from their European colonial masters, the name African Liberation Day was changed to Africa Day. The day is marked not just in Africa but around the world, also by various African communities in the diaspora. Different African countries observe the day with various activities, such as panel discussions,
speeches by Pan-Africanists and political leaders, rallies and concerts. Some celebrate the day as a public holiday, while others do not. 12 countries observe Africa Day as a public holiday: Ghana, Mali, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Angola, Chad, Comoros, Equatorial Guinea, Lesotho, Liberia, and Mauritania. Despite the name change to the African Union, both the name and the date of Africa Day have been retained, and Africa Day provides an opportunity to acknowledge the achievements of the African people. In addition to efforts from national governments, it is the responsibility of Africans themselves to play a complementary role of doing much more than just a commemoration of the day. One African is doing his part to ensure the legacy of Africa Day lives on to future generations. After an illustrious football career that spanned nearly 2 decades, Kenyan soccer legend Musa Otieno is now giving back by using what he knows best, his footballing experience. In the shadow of Table Mountain in South Africa's Cape Town, Otieno is helping nurture the talent of young refugees, many of whom sought asylum in South Africa. The team goes by the name Africa United. It began with only a few players, but the number has grown rapidly as word of the free coaching spread across the city. They've already had a few success stories. They have just won the Africa Day Trophy tournament and have had 5 of their players sign contracts to play in Bahrain. You cannot go and see somewhere where you'll find that foreign players are coming together, like in different countries. It's not easy because we're having the whole of Africa here. You know, our thing is just to come and enjoy. And for me, my goal is to see them, you know, getting something out of football. And while Cape Town has long been called the mother city, it is the nurturing attitude of inhabitants like Otieno that is ensuring that this generation of youngsters experiences hope. One of the founding fathers of Africa Day, Kwame Nkrumah, said something so profound to the day, quote, "Unite we must. Without necessarily sacrificing our sovereignty, we can forge a political union based on defense, foreign affairs, and diplomacy, and a common citizenship, an African currency, a monetary zone, and a central bank. We must unite in order to achieve the full liberation of our continent." Africa has come a long way since the first declaration of World Africa Day in 1963, and as the day is celebrated this year, all Africans around the world should strive to intensify local, regional, and global efforts to keep the momentum going. Our desire to inspire a passion for learning about Africa runs deep. If you'd like to have some better understanding of the continent, start now by subscribing and you'll be on your way. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Tushereke pamoja ushindi kwa ukombozi wetu, tujitowe wenyewe, tusimame pamoja kulinda uhuru na umoja wetu. Enyi Bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tuungane sote tuimbe pamoja, kuenzi shikamano hatima yetu. Tujitowe wenyewe kupambana pamoja, uhuru na umoja vita.
Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Tuungane sote na tujibidishe kutoa kilicho bora kwa Afrika, chimbuko la wanadamu, chemchemi ya utamaduni, tumaini letu wakati wa mafarakano. Enyi bwana na binti wa Afrika, mwili wa jua, mwili wa anga, tuifanye Afrika mti wa uzima. Dediquemo-nos e levantemos todos para defender nossa liberdade e unidade. Oh, filhos e filhas da África, essência do sol, essência do céu, façamos da África a rua da vida. Nosso destino, dediquemo-nos e combatemos todos para a paz durável e justiça sobre a terra. Oh, filhos e filhas da África, essência do sol, essência do céu, façamos da África a rua da vida. Unamo-nos e trabalhemos juntos para dar melhor de nós a África, berço da humanidade, fonte da cultura, nosso orgulho e esperança para sempre. Oh, filhos e filhas da África, essência do sol, essência do céu, façamos da África outra vida. Unisons et célébrons tous ensemble les victoires de notre libération. Engageons-nous et levons-nous tous comme un seul homme pour défendre notre liberté et l'unité. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Unissons-nous et chantons tous ensemble pour maintenir les liens de notre destin. Consacrons-nous et combattons tous comme un seul homme pour la paix, la justice durable sur terre. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique
berceau de l'humanité et source de culture. Notre fierté et espérance est au lever du jour. Oh, chers fils et filles de l'Afrique, chers du soleil, chers du ciel, faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Good morning. Good morning, ladies. Good morning. Bright and early, right? How are you all feeling? Good, good. Thank you. It's hard to wake up in the morning, but we're so excited. Very excited, very excited. So let's begin with introducing ourselves and who we are as we allow the other MCs to come in. Good morning, good morning. Looking beautiful. You're all looking like fresh. All looking fresh. You're all looking amazing in your beautiful colors. So as everybody comes in, let's start with our introductions. Who would like to go first? Pamela? I picked on you. She's like, I'm not ready. Let's start, ladies. Welcome. I can start with the introductions. Good morning, everyone. For those who know me, morning is my thing. So I'm already with that full energy. I already had my coffee. Hi, everyone. My name is Alice Santos. I am a former paratrooper, operational manager of APC Business Alliance based in London. I worked in hospitality for over 10 years, and I have this amazing business part, which is Neuza Ketoja. She's also, together with me, a co-founder of Her Self-Success Academy. I am the founder of the 30 Days Challenge Think Like a Warrior program, which is, as you can see, waking up early with this level of energy. So I'm going to pass the mic now to Neuza Ketoja. Morning, and welcome to African Doers Business Day. I'm so excited. So as Alice said, I work alongside Alice in APSC Business Alliance, the UK team. We build global bridges for Afro-Portuguese businesses, and we also global partners with Tropics Business Summit. So welcome. A little bit about me. I'm an international speaker, MC, host, and mindset elevation coach. And as Alice said, also co-founder of Her Self-Success Academy, which is all about empowering our women. So I'm going to pass it over to Pamela, who will introduce herself too. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pamela Viniquin, je suis régionale partenaire Afrique de l'Ouest du groupe Tropics et je suis tellement heureuse de vous accueillir ce matin. J'espère que vous allez bien. Bonjour Karima, bonjour Alice, bonjour Nessa. Bonjour. Alors, en dehors du fait que je sois communicante, donc qui travaille chez le groupe Tropics, je suis aussi fashion designer. D'ailleurs, ce matin, je porte un boubou de ma marque qui s'appelle Fenu Style. Donc, voilà. Alors, bonjour, salamu alaikum. I'm greeting you in my language. My name is Karima Ghanem and I'm from Morocco. And I would say bonjour, good morning, barka da zua, mambo karibo. At least that's what I know from the few African languages. I am Moroccan by birth, but I'm Pan-African by spirit. I'm president of the International Center for Diplomacy. I'm also CEO of Africa My Home. I'm also an international expert in public policy and also digital communication. And I'm very happy to be here with you today at the African Doers Business. And I'm very honored to be one of the MCs of this exciting day. And I'm speaking to you also with my traditional clothes to celebrate culture, identity. I'm very happy and privileged today to introduce a very distinguished speaker.
I'm introducing today Her Royal Highness Queen Diambi Kabatuswila for a welcome address. Queen Diambi was crowned as the ruler of the Bena Chiamba people of the Bakwa Indu of the central Kisai region of the ancient Luba Empire in the Democratic Republic of Congo on August 31, 2016. In addition to her title of the Queen of the Order of the Leopard, she was crowned in Salvador de Bahia on March 3rd, 2019 as Queen Mother of the Bantu people of Brazil and received several honors and awards. Queen Diambi holds a doctorate in public administration, a Master of Science in Applied Psychology, and a Master of Science in Mental Health Counseling, and several other degrees. From a young age, Queen Diambi has always been interested in all matters concerning the restoration of the African identity through the study of the African history and the cultural heritage of the continent and beyond. And as today we are celebrating Africa Day, we're celebrating culture and identity, I'm sure she will share with us a lot of insight in this regard. One of her main projects, besides the enterprise of rural development of Central Kasai, is to seek alliances to change the narratives about the African people. Please help me welcome Her Royal Highness Queen Diambi Kabatuswila. Greetings and salutations to your majesties, your royal highnesses, your excellencies, distinguished guest speakers, and participants. I am Queen Diambi Kabatuswila Chiyumwata, Mukalenga Mukajiwa Nkashama, Wabakwa Luntu Wabaluba, Wakasai wa Congo. That is Queen of the Order of the Leopard of the Bakwa-Luntu people who are part of the Luba ethnic group of Kasai in the Democratic Republic of Congo. I am also Grande Mãe do Povo Bantu Brasileiro, that is Queen of the African descendants of Brazil. And as of very recently, I am Queen of the Congo descendants of Panama. It is a great joy and honor to welcome you today to this summit to talk about the investment that ought to be done into the youth of Africa for the future of politics and economics on the continent. It is a privilege to stand in front of you as a traditional authority of the continent to speak about the youth, because I may represent the past in many instances, but I am very much present today, and I am very much concerned about the future of our continent, but not just on the continent, but also for everybody of African descent in the world. When we speak about investing in the youth, it is of course about education, because the most important investment we have to do in our youth is about education. However, for way too long, our education model has been copycat of the Western education model. And we think and we value the Western education system as being the one that can yield to the best for our children and our youth to become outstanding citizens for Africa in the future. It comes out that this has not necessarily been proven to be true. And I trust that it is time that African people start reflecting on building their own education system with information that will be important for our youth to integrate in order for them to become really stand-up citizens and capable of making sound decisions for the continent and for themselves, wherever they are. For way too long, the education system we have inherited is an economic system we inherited from colonization. And most of the curriculum that is there have value. However, there are many missing parts. And the missing parts of that education has to do with our own history
and our own traditions and our own culture and our own values. Yes, indeed, it is important to educate our children in mathematics, technology, engineering, and sciences, and of course, humanities. But it is also important that we reevaluate our education system so that we can put in the center of this information that we teach our children. We can put in the center the value of our own culture. You see, my dear ones, culture is not just about folklore, music, and arts and craft. Culture is really about our worldview and how we see ourselves into the world. And for way too long, Africans have all been seeing themselves as if they were not important, as if they were a negligible quantity in the mix of humanity. And yet all this is false. But we have yet to communicate the truth to our children and to our youth. I went to school in Congo, in Kinshasa, for many years in my elementary school and some of my high school as well. And very rarely have I learned about a brilliant history of my people of the Congo. I never learned in Congo when I was going to school that in Congo we were doing mathematics 25,000 years ago. It's only later in life that I learned about the bone of Ishango and all the intricate calculation that the bone of Ishango was able to do. I am also appalled that we don't learn about our true history, that we have not learned about Kemet or Egypt as being part of the African classical history. We also don't learn much about our own cultures, our own kingdoms. And yet for hundreds and if not thousands of years, Africa has harbored some of the most amazing and wonderful civilizations. And we have been the foster of many, many knowledge in science, in architecture, in arts, in medicine, in astrology, in astronomy. So many discoveries have been made in Africa. And yet again, our education is not Afrocentric. Our education till today is still very much Western-centric. The problem with that is that as a psychologist, I can also talk about the question of identity. If we don't have solid foundation to base our identity as African people and to make sure that our children and our youth are proud of being who they are, and understand that they come from mighty ancestors who have been extremely brilliant in innovation and technology in all the domains, including philosophy and spirituality, then we will always think that we're lagging behind everyone else because we want to copy and be like them. There is no way we're going to develop the continent if we want to develop the continent in the cultural paradigm of something else, somebody else. It is time that African people start to evaluate the education system, redesign the education system to better fit the needs we have on the continent, so we can better teach our children and our youth the skills that they will need, not just to be engineering, to do engineering or other things, but also to reflect and to come up with sensible solutions for the problems we have on the continent. Many of us lack of information that are important to resource ourselves, to become strong and to be building our future on solid basis. This is why I encourage many of our governments to really invest in culture, to really invest in unearthing the history of our people, to making sure that we tell our story with the right paradigm, with the right perspective. And we include that in the curriculum of our youth. Because when someone has an identity built upon solid grounds, that person, these children, these youth can stand strong and can be confident that just like their ancestors, they are very much capable of defining and designing a future for themselves.
So I encourage you to really consider in every single investment that you do for education to ensure that the theme of our cultural heritage is central, because everything can be looked upon with the perspective of our own identity. It is time for Africa to speak her own voice. It is time for Africa to stop just imitating blindly models that have been superimposed upon us, thinking we're going to find there really well-rounded heads to make sure that we make sound decisions for our future. It is time that Africa rises and Africa stand tall and proud of being who she is. So let's teach our children who they are. Let's remember who are the mighty ancestors we come from. Let's tell them the history of their people. For thousands of years, we held the initiative of history. For thousands of years, we have contributed to greatness on this planet into the world civilization. So it's time today to rise and shine our best light again. So on that note, I'm going to leave you, and I'm going to leave you wishing you a wonderful summit and a very insightful discussions. Thank you. Wow, those words were just incredible and so inspiring, so inspiring. I just got some snaps of the intervention, and I was really it really made me think about my experience and culture as an African that is in diaspora and a daughter of parents that came from Africa and absorbed all the Western culture, and now later in life that we feel that call to give back and to bring all our knowledge and skills to Africa. Change our paradigm is something that is so important that we have to create our own, not adapt what is Western, and adapt that is really us knowing about our history, knowing about our family, everything that was built before, and is so strong and so powerful. I want to thank for this opportunity to speak right after. I'm really, really inspired. And now we will pass the mic to introduce our partners. And we can start with Olafunke. Okay. Ekaro, that means good morning in Yoruba. And welcome to the Tropics second annual African Doers Business Day 22. My name is Princess Olufunke Adebonojo. I am the head of communications and PR for Tropics Business Summit, and also president of Princess Communication, which is an international PR and communications firm. So I'm coming to you from Benin, but I am originally from Nigeria, which is the most populous nation in the continent of Africa, with approximately over 180 million people. But I'm also coming to you by way of the United States, where I was actually born. So I'm happy to be here with you all, and I'm glad that you've come to celebrate Africa Day with us, which is originally on May 25th, but we have our own Africa Doers Business Day, which we celebrate a few days later. So we're coming together in unity and to celebrate all the countries of the African continents. And so thank you for that. And the theme, which is investing in Africa youth for a stable and economic political future, it's important to invest in the future of our youth, to give them a voice, to educate them, to support them, and to teach them our culture and our traditions, but also to support their aspirations and their dreams. But most of all, we need to give them a chance to contribute to their society and let there be a transition from the older generation to the next generation. And this will help our youth have a chance to better their communities and their nations. So thank you so much.
relax, enjoy, because we do have a treat for you. And thank you so much. Thank you so much, Princess, for your welcoming note and welcoming remarks. And I would like to personally thank Her Royal Highness Queen Jambi for that powerful message which has spoken into our minds and gotten into our heart. And we thank her very much for awakening our mindset, and which is very what we were expecting from her. So we really, really extend our thank yous to the royal house in Congo, in Mozambique, because you are also being watched by the king of Mozambique. So that's a word I wanted to share for Neuza, especially who's from Mozambique. And it's important that we celebrate and take back the power of what Africa used to be back in the day, the power that it is today, and the superpower it will still be in the years to come. So my name is Venicia Guinaud. I think we've got many Francophones waiting for us to also speak in French. So I'll give a word in French so that our friends can also understand what I'm saying. Donc bonjour, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous. Je commence mon mot d'ouverture surtout en remerciant tous les partenaires, mais d'abord dans l'ordre diplomatique et royal, Sa Majesté la Reine Jambi du Congo, et celle qui aujourd'hui embodies, en fait représente ces deux Congos, ce bassin du Congo, et qui nous a égayés en cette cérémonie d'ouverture. Je salue dans l'ordre également nos partenaires, la Chambre de commerce Luxembourg-Cap-Vert, qui est représentée par la personne de Monsieur Lino Varela. Je remercie les apports de Princess Communications, qui derrière s'occupe de tout ce qui est programmation et aussi structuration justement et préparation des speakers. Je salue Pamela Viniquin, qui est à la tête de FENU Group, qui est un groupe aussi en Afrique de l'Ouest qui soutient le Tropics Business Summit, le Tropics Group et aujourd'hui African Doers. Et je n'oublie pas de saluer Monsieur Osvaldo Gomez, qui est là parmi les femmes de Only Men on Screen Among Queens, and is the king who puts queens high. And in French, we say, il n'y a pas d'homme sans femmes. Et le pouvoir des femmes aujourd'hui est reconnu aussi au sein de cette organisation qui regroupe à la fois des Africains et des Portugais jusqu'au Brésil. Et c'est ça que nous voulons montrer, la diversité de cette Afrique qui ne cesse de se mouvoir. Je ne manque pas de remercier deux de ses collègues également, Neusa Katoja et Alice Santos, qui font partie de cette même organisation et qui sont des lusophones et qui aujourd'hui vont nous égayer. Alors, le plus grand plaisir pour moi est de présenter Karima Ranem, qui pour moi est une valeur sûre, est une femme icône, est une alpha leader du côté du Maroc, et c'est aussi une partenaire justement du Tropics Group qui est là à l'écran avec nous pour nous parler en arabe. On va apprendre des mots en arabe, des expressions, des anecdotes en arabe, et c'est donc pour nous aussi l'occasion d'aller à la découverte de l'Afrique du Nord dans sa diversité, en allant du Maroc vers le Moyen-Orient. Et c'est véritablement une célébration d'Afrique que nous voulons très, très inclusive en termes de richesse culturelle, en termes d'héritage, mais aussi de patrimoine. Alors, je ne serai pas longue, je vais laisser la parole à mes autres partenaires et collaborateurs, et je souhaiterais aussi remercier enfin tout le board du Tropics Group of Companies, ainsi que Tropics Magazine, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir vous apporter cet événement-là, toutes ces expériences à distance comme en présentiel, et je ne manquerai pas de vous inviter tous au Cap-Vert du 10 au 15 octobre, où nous allons véritablement célébrer l'Afrique comme nous savons le faire en présentiel à Praia, où nous attend
effectivement le gouvernement capverdien et qui demande justement à voir la descente de 100 délégations, des délégations venant de 100 pays, de 5 continents. Alors ne manquez pas de booker votre ticket parce que c'est en train de filer. Je vois Pamela qui sourit parce que ça file, ça file, ça file et nous attendons cette Afrique-là diverse, justement, qu'elle nous retrouve au Cap-Vert, qui est aussi le pays de Alice Santos, qui est une fille du Cap-Vert. Alors, je laisse la parole à Pamela, qui va nous dire un mot au nom du Tropics Business Summit, mais aussi au nom du FENU Group. Alors, merci beaucoup, Vénitia. Donc, une fois de plus, bonjour à chacun d'entre nous. Avant de commencer mon mot, je vais quand même adresser un petit mot en fond. Alors, le fond, c'est la langue qui est parlée au Bénin. Mechele mimimafu gandia ni kwabo. Je viens simplement de dire, mes parents, mes amis, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Bienvenue sur cette célébration. Alors, aujourd'hui, je prends la parole en tant que le groupe Tropics déjà, parce que c'est avec beaucoup de joie et surtout beaucoup de fierté que nous avons pu organiser cet événement, encore une fois de plus, grâce à nos partenaires, mais surtout grâce à vous. Parce que s'il n'y avait pas des personnes formidables comme vous, nous n'aurions rien à dire aujourd'hui. C'est parce que vous êtes des militants, c'est parce que vous êtes des travailleurs, c'est parce que vous êtes des battants que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour vous célébrer. Alors, j'aimerais faire un clin d'œil au laboratoire Leilab, qui est basé justement en Normandie, mais qui est une initiative gabonaise, qui est l'un de nos partenaires assidus sur cet événement que vous aurez l'occasion de découvrir très bientôt. Je prends aussi la parole au nom du FENU Group. Alors, c'est ce groupe béninois qui est corps et âme dans la cause des jeunes, dans la cause des Africains, dans la cause des African Doers. Nous sommes un groupe qui travaillons dans le secteur du textile, de la mode et aussi de la décoration, mais nous sommes à fond dans le support de tous les African Doers. Alors aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir beaucoup de talents africains, pas des moindres en fait. Ce sont des personnes qui ont un parcours, ce sont des personnes qui ont travaillé, ce sont des personnes qui sont là en fait pour démontrer que l'Afrique peut évoluer par elle-même. Donc, je vais vous dire, restez câblés, n'hésitez pas à partager en fait ce live pour que toutes les personnes que vous aimez et tous les amis de l'Afrique puissent se joindre à nous pour cette grande célébration. Je vais remettre la parole à Karima. Merci. شكرا. غادي نتكلم بالعربية لكل المتابعينا والمتابعات ديالنا. اليوم كنحتفلوا اليوم افريقيا، اليوم مخصص لموضوع مهم اللي كيهم الشباب ديال القاره الافريقيه، خصوصا ان اليوم الشباب هو فاعل في جميع السياسات القاريه. الشباب اليوم هو ايضا فاعل في التنميه، وكما كتعرفوا ان اليوم كاين واحد الدور كبير للشباب في تسطير السياسات وكذلك يعني تقييمها. واليوم غادي تشاهدوا معنا وغتسمعوا معنا مجموعه ديال الكفاءات الافريقيه اللي غادي تشاطر معنا مجموعه من المشاريع والمبادرات الافريقيه، وكنتمنوا ان تشاركوا وتساهموا معنا من خلال اللايف اللي غادي يكون في الفيسبوك وفي اليوتيوب. تشاطروا معنا مجموعه ديال الاراء ديالكم وكذلك حتى التطلعات ديالكم، وان شاء الله غادي نتفاعلوا معكم خلال اليوم عندنا حافل بالعديد من المناظرات وكذلك العديد من المشاركات على المستوى الافريقي وكذلك حتى من الجاليات الافريقيه في الخارج. شكرا لكم. Merci beaucoup, Karima. We're going to give the stage now and the mic to Mr. Osvaldo, the king representing all the men of Africa from Africa to Brazil. Welcome, Osvaldo. Thank you very much, Vanessa. It's a pleasure. It's a pleasure to be here. It's an honor as well, surrounded with such beautiful and wonderful queens. And I must say that I'm impressed. I'm impressed with the Queen's speech. I'm impressed with the way he starts with our Inu. We say
Portuguese. And what I want to introduce myself as APC CEO, but before that, I want to say bom dia, which is good morning in Portuguese. And I'm going to say a few words in Portuguese to my fellow Portuguese who do not speak Portuguese, and they are actually seeing or watching this very important event that's happened, and I'm proud to be part of it. So APSC Business Alliance is a business that is actually focused and is made to actually to the African market, to businessmen, small, big companies that actually are operating or starting as well. The aim is for us to start developing our tools and carry on working together, not only uniting us all, but also important to carry on working together and to understand the importance and how we can deliver our collective performance in a very successful way. And I'm working with wonderful ladies. We have two of them here that you already introduced, Alice and Nilza, which I'm very proud of it. And I'm always salute them and learn with them. Very great team. I'm going to actually just say it in Portuguese to my fellow people and community in UK. I'm from Cape Verde first, before I actually finish. I'm from Cape Verde, where I'm actually Cape Verde descendant. My parents are from Santo Antão. I was born in Portugal and reside now in UK, London. All right, so now in Portuguese. Bom dia, meus caros e amigos, colegas e família, e todos aqueles que estão a assistir hoje. É um prazer estar aqui. Hoje tivemos um discurso bastante importante sobre a educação, o que acreditamos que é a base e é a estrutura de uma cultura. Também é importante para que a nossa mente possa mudar. Ela precisa então começar através de uma boa educação, e hoje aqui a nossa rainha do Congo fez isso e muito bem. Eu estava a apresentar em inglês a minha organização, a APSC Business Alliance, onde trabalho com minhas maravilhosas e lindas rainhas, que estão aqui, duas delas, a Alice e a Neuza. Eu faço parte desta maravilhosa equipe, que é aqui representada pela uma das presidentes da Tropics, a Vinícia, e estas maravilhosas mulheres que temos aqui. É um prazer fazer parte deste grande evento e espero que todos vocês que entendem a nossa língua português possam cada vez mais participar destas iniciativas que visam a construção, a união e o trabalho junto. O nosso trabalho como APSC Business Alliance é isso, é dar continuidade ao trabalho de negócios, startups em toda a África, na diáspora, visando não apenas a união, mas o desenvolvimento coletivo das empresas em termos de parcerias, cooperação entre instituições, organizações, países africanos, e dar continuidade a essa participação e essa cooperação de forma eficiente. É bastante importante que estejamos juntos, sim, mas é mais importante ainda que continuamos juntos. A APSC visa facilitar e trabalhar nestas ferramentas de continuar juntos, seja ela cooperativa, seja ela em família, seja ela em relacionamento dos nossos jovens na rua com os seus amigos. É bastante importante termos os nossos treinamentos desenvolvidos especificamente para atender os africanos. E é isso que a APC Business Alliance faz. Eu quero agradecer imenso a oportunidade dada à APC Business Alliance para estar aqui hoje pela Vinícia. Thank you very much, Vinícia.
I will leave the word for you. Thank you so much. I think I'll leave the floor to Alice just to conclude the salutations and to introduce our next panel. Thank you so much. Bom dia. Osvaldo spoke in Portuguese and I was thinking, I haven't spoken Portuguese to my fellow speakers. Bom dia a todos. Vamos passar agora para o primeiro painel que vai falar sobre leadership na política e diplomacia. I just want to introduce the next speaker will be Neuza. Before I speak and I forget to unmute my mic, I just want to say bon dia. I am an African Mozambique queen, and I wanted to just talk about what I'm wearing just really quickly. It's called a capulana. Capulana is a wrap, like a sarong, that us women wrap around our waist or sometimes to carry our baby, or it can actually be made as a dress. You cannot see it today because I'd have to stand up and do a twirl. But before we go into the next track, I just want to leave a small quote, which is, "The greatest gift is the inspiration. It opens up the door to many possibilities." And today, the African Doers Business Day is all about inspiring our nations, not just in Africa, but beyond, to show the great kings and queens that are still here and building a legacy. So bom dia to all. So the first track we're going to introduce, as Alice said, in Portuguese, and we're going to have also someone speaking in French, is Political Leadership and Diplomacy. And we've got a few round tables happening. So the first panel that we're going to introduce is Africa Free Trade Agreement. Great expectations, tough questions, which solutions, the impact of regional integration versus bilateral diplomacy on bilateral trade and investment. So in this panel, we've got amazing speakers and panelists who are going to take the floor and discuss this amazing issue. Welcome, welcome, welcome. Hello. Hello. Can you hear me, please? Yes, perfectly, yes. Yeah. Okay. Greetings from Colombo. It's a pleasure to join you from the island country of Sri Lanka, that's in South Asia. And it's my pleasure to also thank Venetia for inviting me. Well, the topic is about African trade. I'm an international affairs advisor and an academic lecturing on small island states comparative politics, as well as an award-winning journalist. And I mainly focus on regional integration in South Asia and Afro-Asian integration on economic trade and diplomacy. Going back onto the topic, Africa is the second largest continent in the world, right? There is 1.3 billion people in 55 nations. Combined by this African Free Trade Agreement brings about a 3.4 trillion GDP economy together. Whilst we talk about Europe, European exports is about 68%, and Asian exports goes up to about 59%. But in Africa, it's a bit low. It goes to about 16%. But through this free trade agreement, it gives access to the 55 nations as well as to other nations to have the access to this massive market in Africa. What does this African trade do? It came into effect in 2021, signed in 2018. It will bring about poverty reduction in mainly about 30 million people will be taken out of poverty in the next couple of years. Out of that,
firstly, West Asian countries will be the beneficiaries out of this, and secondly, it will be the Central African countries. In the Western African countries, about 12 million people will be out of poverty through this free trade agreement, and about 9.8 million people coming out of that in Central Asian countries. Also, economic growth will go up to about $292 billion. What are the challenges? This will have a kind of effect on producing and on sales for small markets. However, 50% of the GDP of the African nations come from Egypt, South Africa, as well as Nigeria, and the 6 sovereign island states that belong to the continent. But this will bring about cohesion. This agreement brings out welfare benefits to the more vulnerable nations, and it also brings a unity and a trust with neighboring nations of Africa. This agreement will open a new chapter in global trade diplomacy, as well as giving a new pathway to Africa with European nations as well as Asia. It connects the world. This new chapter in economic diplomacy came just 1 year back, but it has already shown signs of major milestones. Africa was in the past 5 decades to 6 decades, the continent saw new democracies coming up, colonies being transformed into sovereign nations, as well as Nigeria, South Africa, and the northern African states like Egypt showing such vast economic potentials. Okay, thank you very much, Mr. Fernando. Welcome to our first panel. We were expecting Mrs. MOUÉLLÉ to come along and introduce herself. My name is Christelle Kedi. I'm the lead for this conversation in regards to African free trade. You shared your views regarding that specific subject, and we thank you very much in regards to what is happening and the potential. Actually, my first question would be about what are your thoughts in regards to what's going on with the African passport, since most of the African people are not having an easy access to it, and it's more likely to be international people or people like me from the diaspora who have access to this passport. And what would be the impact of such circumstances, having mostly diaspora people and international people being able to have a free trade in Africa? Thank you. Yes, thank you very much. It's a very interesting question. Yes, such common visa process has been implemented through ASEAN, SAARC, as well as in the European Union. It's called like the Schengen visa. Now African Union coming together as a union with 55 nations and giving this agreement gives free visa business access. Also, it's a new chapter opening movement of people, movement of goods in the continent, as well as movement of goods with other continents. Already the African Union has signed an agreement with the European Union. This gives further access to the European diaspora and the American diaspora to come through the European Union access route with their integration with more policy reforms. So I would say this agreement came into effect in 2021. So that's last year. So we can see with a 16% intra-export regional order in the region, with this new trade agreement, this gives access, and the passport and visa procedures, travel procedures will be much easier in the coming years. Okay, thank you very much. So you are thinking that, in fact, we are following the EU model, and because of this aspect, it might take a bit longer to get a full access for most African people to truly and effectively have this
Africa free trade state. My second question would be more about the political leadership. Do you think that having Africa free trade might have an impact on our local political governments in Africa? Definitely, as I said before in my introduction, through this agreement, it is said that 30 million people will be out of poverty in the African states. Definitely, when people and the most influenced nations will be from the most poverty-driven countries in Central as well as West African states. So when these states come out of poverty, definitely there is an influence on the political setup that impacts the socio setup. So economic driving factors will create a better world, a more welfare-driven economies, and the political good governance systems will come with regional integration. That's the new world order through multilateralism, then bilateralism. Thank you very much for this prompt specification. Since you already introduced the subject, now I would like us to discuss more about the practical aspect of this African free trade. Which sector do you think might be impacted by this new commerce? If I go specifically, even Japan or any other country, and when it comes to Africa, it will be the small and medium industries. That's the small producer. That's why the 30 million people coming out of that sector is for the beneficial arena in that sector that benefits the small and medium, like a small food cart producer or a person who will be doing textile t-shirts or anything, selling his producing in Congo and selling it in Rwanda or in South Africa, where the big GDP economies are there. So movement of goods will also come with, as you said, the visa procedures, the new trade agreements. Red tape will be taken out from nations. Nations becomes block of countries rather than separated. So trust building as well as economic impact and political setup impacts the most vulnerable people in this sector, and it will influence for a better world. So do you think it's going to strengthen the already existing trades with different continents? Yes, definitely there is an agreement with European Union, and also this new agreement brings Asia closer to Africa. And Asia is the closest continent for Africans to access. Yes, European nations provide these great opportunities for African nations. However, we have to take the example of ASEAN 10 nations like Singapore, Vietnam, which were at some point occupied by colonial nations. They have seen conflicts, and now it has transformed as one of the 11 best nations when it comes to economic growth. So Africa is seeing the same order, which Africa has seen, one of the best countries. It's where things happen. Africa is the next continent after Asia that things will bloom. It's already happening. That's why I said 3.4 trillion GDPs there. It will grow up to 5 trillion in the coming years. So that will influence the African nations. Yeah. And my last question would be about the job creation. Do you have some statistics or some specific ideas in regard to how much this Africa free trade might have an impact on unemployment across the continent? I would say now, when 30 million people come out of poverty means that's a massive amount, right? That means they are employed, right? So it won't be formal employment, but it can be very informal employment also. But it is the lady who will produce these bananas in her home garden that will go to the big companies that have invested through the African trade agreement, like big supermarkets. And when all these small producers send to the big blockchains, they will send it to other nations which are close by. I think Africa also needs investment on transportation. Taking trade barriers, red tape out also needs infrastructure empowerment. Because in Africa, there are a lot of rivers.
right? So people have to cross rivers and go, especially Central African nations. So these bridges and all these things also have to be invested through multilateral organizations like the World Bank. The African Union should be supported. And I should say America and European Union nations should look into Africa, because there's greater presence of French diplomacy, Belgium diplomacy. They should further enhance this whole method of enhancing diplomacy that benefits them, because things can be produced cheaper in Africa and it can be sold there. So in the end, it's about interdependency, which is a international relations theory called Robert Cohen found that interdependency of economics brings down conflicts and it flourishes nations. Big nations, small nations depend interdependently. Thank you very much. Yeah. So from what you just said, if I had to sum it up, in fact, you are explaining that the Africa free trade is an opportunity to reinforce international relations and also to upscale in terms of job creation and industry management, as well as political leadership. Now, would you have a last word for our audience? Thank you. Yeah, I see a massive participation of African entrepreneurs, CEOs, as well as different political academic leaders coming into the forefront. And this message also goes to other nations coming out of Asia, which is blooming, as well as new democracies like India, rising countries are there, China, India, Asian powers, as well as our traditional powers coming out of America and Europe. They must think of Africa and invest and help Central African, Southern African countries. And this will be an interdependent policy in a new diplomatic dynamic. So it should open a new chapter in the 21st century for new democracies. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Srimal Fernando. So you heard it. Africa has many opportunities in the next upcoming years, and we are happy to see our continent growing and opening even more international relationship with the entire planet. That was our first panel. Thank you very much for those who have been attending it. It's being recorded, and I think we're gonna have to move on to the second one. Have a good day and enjoy this celebration. Thank you again to Dr. Fernando. Thank you very much for inviting me.
Hello Pamela, bienvenue, une beauté à tous ceux qui se joignent à nous. En attendant le prochain panel, je crois que je vais te laisser la parole Pamela pour pouvoir égayer notre audience. Tu as certainement des anecdotes à partager par rapport à l'Afrique, surtout pour toi qui es à la fois originaire d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Alors, à toi le podium. Ah, aléa du direct. Alors, Pamela va certainement nous rejoindre. Je ne sais pas si tu m'as entendu, Pamela. Alors, je t'invitais en fait à partager des anecdotes en fait qui te sont chères. Donc, à toi le podium pour pouvoir égayer nos digi-spectateurs en attendant le prochain panel. Alors, est-ce que ce sont des anecdotes? Alors, je vais partir d'abord sur quelque chose qu'on a l'habitude de dire au Bénin. Alors, quand vous venez au Bénin, la première chose qu'on va faire, c'est que pour vous accueillir, votre hôte va prendre de l'eau qu'il va d'abord verser par terre, ce qui signifie en fait qu'on vous souhaite la bienvenue et que la terre béninoise doit être fraîche pour vous. Et ensuite, on va vous servir un verre d'eau que vous êtes obligé de boire. Parce que lorsque vous venez au Bénin, quand on vous sert cette eau, c'est une façon de dire on est heureux de vous accueillir, on va bien prendre soin de vous, donc vous devez vous désaltérer pour vous détendre. Et si vous arrivez au Bénin, ne vous inquiétez surtout pas si vous êtes assis quelque part et que vous voyez quelqu'un vous dire « bonne assise ». Je sais, vous vous dites « c'est quoi bonne assise ?» Alors au Bénin, quand on dit « bonne assise », c'est juste une façon de vous dire – c'est une façon de vous dire « vous êtes là, vous ne vous ennuyez pas, est-ce que ça va ?» Et comme c'est trop long de dire tout ça, de formuler tout ça, ben on va simplement vous dire « bonne assise ». Alors, ne vous étonnez pas aussi quand vous arrivez au Bénin et que vous croisez quelqu'un dans la rue et que la personne vous dit « tu as fait un peu ». Je sais, ça paraît un peu bizarre quand on dit « tu as fait un peu », mais en fait, c'est le terme pour vous dire « vous avez bien travaillé aujourd'hui, est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui ?» Donc, on va vous dire « tu as fait un peu ». Alors, je sais que c'est un peu bizarre parce que moi aussi, je me posais la question, je me disais, mais pourquoi un peu? Pourquoi on ne dit pas, tu as fait beaucoup? Pourquoi on dit, tu as fait un peu? Et puis, ma maman m'a dit, non, on dit, tu as fait un peu parce qu'en fait, c'est par séquence. Le un peu convient au moment où la personne t'a vu. Donc, lorsque la personne te reverra une seconde fois, bah, il te demandera encore si tu as fait un peu. Et donc, quand tu prends un peu, plus un peu, plus un peu, bah voilà, tu en as fait beaucoup dans la journée quand même. Donc ça, ce sont des petites expressions que nous avons ici au Bénin. Et ne soyez pas étonnés d'entendre un Béninois vous dire ce genre de choses. Donc ça, c'était vraiment le premier petit tip à partager. Et moi, j'ai une question. Je sais qu'il est super tôt, mais j'ai besoin que les gens dans le public me répondent. Mais dites-moi un peu les Africains, pourquoi quand vous dansez, vous faites un visage, un genre? Pourquoi on fait ça? Pourquoi nous, les Africains, nous avons ce truc-là, en fait? Pourquoi on ne peut pas danser simplement? Pourquoi il faut d'abord taper dans les mains, prendre les pas, changer le visage? Expliquez-moi un peu en commentaire. Ne riez surtout pas, je suis très sérieuse. J'ai étudié la question et j'ai besoin d'avoir des réponses par rapport à ça. En tout cas, alors tu parlais tout à l'heure, Pamela, tu as fait un peu du Bénin, mais au Congo, on dit aussi, mais comment tu vas, Pamela? Si par exemple tu dis, Vénitia, comment ça va? Et moi, je te réponds, ça va un peu. Ça va, oui, tu dis ça va un peu. Tu dis pas, je vais te dire avec l'accent congolais de Brazza, hein. On dit, ça va un peu. Donc, quand tu dis ça va un peu, ça veut dire ça va, mais tu as des objectifs ici. Mais tu n'es pas encore arrivé, tu es en route. Voilà. Tu dis ça va un peu. Tu dis pas ça va très bien. Si tu entends quelqu'un qui dit au Congo Brazza, ça va très bien, ça veut dire qu'il est riche. Voilà ce que ça veut dire. Oh, d'accord. Ça veut dire qu'il est fortuné, il est riche et tout ça. Oh, donc en fait, si je comprends bien, c'est un peu quand même dans la culture africaine d'y aller un peu. Je vais vous faire rigoler. Modestement, je vais vous faire rigoler. Alors, j'ai une tante à moi. Non, mais vraiment, Tata, pardon à l'avance, parce que je sais que tu vas te reconnaître. J'ai une tante à moi, quand tu lui demandes, Tata, est-ce que tu as mangé?
elle répond toujours, oui, j'ai trouvé un petit truc tout à l'heure que j'ai mangé. J'ai mangé un peu. En fait, c'est vraiment, genre, vous pouvez finir de dîner là comme ça et tu lui dis, Tata, est-ce que tu as bien mangé? Elle va dire, oui, j'ai mangé, mais en fait, j'ai juste mangé un peu. Et maman a souvent l'habitude de lui dire, mais finalement, toi, tu manges quoi? Que un peu ou quoi? Si je comprends bien, ça doit être alors dans la culture africaine d'y aller de façon modeste, en fait. Que ce soit pour répondre à une question, que ce soit pour dire j'ai mangé, que ce soit pour beaucoup de choses, en fait, on y va mollo. Mollo, exactement. Alors, pour notre prochain panel, nous avons Madame Laté, Madame Danielle Laté qui est à l'écran, que l'on peut tous voir. Et je vais lui demander de retourner son écran en landscape mode pour qu'on la voit en plein écran. Alors, bienvenue à Madame Danielle Laté qui se joint à nous depuis le Cameroun. Et elle va nous parler justement de la ZLECAf. Pamela, peut-être que tu as un mot à dire parce que le Cameroun, c'est aussi un de tes pays de cœur. Oui, alors moi j'aimerais dire bienvenue à madame et bienvenue au Cameroun. Effectivement, le Cameroun, c'est un de mes pays de cœur parce que c'est ce pays-là qui m'a vu grandir, c'est ce pays qui m'a bercé, c'est aussi en fait mon pays du côté de ma mère et honnêtement, c'est un très très beau pays et je vous invite, si vous ne connaissez pas le Cameroun, à découvrir. Je vous laisse la parole, madame. Madame déjà, oui. Je peux? Allez-y. Allez-y. Oui. Merci beaucoup aux panafricaines, je le dirais comme ça. Merci à tous ceux qui se sont connectés. On a partagé dans les groupes. On espère que les Africains se mobiliseront massivement parce qu'on parle de l'Afrique, de la journée de l'Afrique, même en différé. Nous saluons l'initiative, surtout venant des femmes, parce que la femme est est au centre et au cœur de l'Afrique. La femme va pérenniser un peu tous les acquis de nos ancêtres. Qu'on le veuille ou pas, la femme reste au centre de la prospérité que nous avons en Afrique. Et elle est indubitable, je vais dire. Je ne trouve pas assez de mots. Donc, je suis Danielle Laté, la présidente du réseau des femmes actives d'Afrique centrale et promotrice d'une foire qu'on appelle la FOTRAC, la foire transfrontalière annuelle d'Afrique centrale. Je suis aussi la vice-présidente de la coalition des organisations de la société civile d'Afrique centrale pour la paix et la prévention des conflits. Ça veut dire tout simplement que développement et paix se côtoient. Pas de développement sans la paix. Alors, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, nous avons pensé depuis 17 ans, les femmes ont pensé qu'il fallait se mettre ensemble et déjà pour fédérer, pour plus de solidarité, parce que nous avons remarqué que nos ancêtres à l'époque n'avaient pas beaucoup de soucis. La solidarité était de mise. Donc, les familles n'étaient pas assez, on n'avait pas ces phénomènes aujourd'hui de famine, d'individualisme, d'égoïsme, d'égocentrisme, et l'entrepreneuriat était florissant. On a l'Égypte antique, on ne va pas revenir là-dessus, ou surtout le Mali, l'Empire Saoud, l'Empire de Gao et tout ce que nous avons connu. Maintenant, pour parler de stimuler la croissance, je pense fortement, et nous pensons, parce que je parle au nom du réseau des femmes actives d'Afrique centrale, donc je ne suis pas là seulement pour le Cameroun, je suis camerounaise, je suis panafricaine. La ZLECAf est une clé pour le développement. Ça, c'est indubitable. Maintenant, comment la rendre opérationnelle? Comment opérationnaliser? Et surtout, les jeunes entrepreneurs, les femmes qui exercent le commerce transfrontalier, comment elles pourraient se mouvoir librement? On a certaines zones en Afrique qui sont déjà opérationnelles, en tout cas en matière de ZLECAf, avec la suppression des visas, l'expert le disait tout à l'heure, l'harmonisation des tarifs. On a plusieurs défis à relever. La libre circulation des personnes et des biens, notamment en Afrique centrale. Comment comprendre qu'entre des pays frères, qu'on ne puisse pas circuler librement? On va nous parler des infrastructures. Ce n'est pas le plus difficile. L'Afrique centrale et l'Afrique regorgent des richesses. Nous le voyons encore au Mali aujourd'hui et dans d'autres pays. Chaque jour, on découvre des minéraux, des puits de pétrole, ainsi de suite. Pourquoi pas à l'image, par exemple, des Émirats arabes, n'aurons-nous pas autant de prospérité? Le défi est là.
les Africains doivent conscience. Les jeunes entrepreneurs doivent continuer à oser. Les gouvernants doivent nous faciliter la tâche. Circuler librement, sécuriser les documents si c'est tout. La biométrie, ce n'est pas le plus difficile. Le Gabon vient de rejoindre des documents sécurisés. Les infrastructures, telles qu'on l'annonçait, ce n'est pas le plus difficile. Quand vous arrivez au Rwanda pour aller à l'aéroport, il y a un endroit où vous vous retrouvez à être scanner vos bagages, vos véhicules et tout. Je pense que ce n'est pas le plus difficile pour l'Afrique. Donc, stimuler la croissance, c'est libérer ces barrières non tarifaires, cette tracasserie policière que nous voyons partout. Quand vous voulez arpenter un corridor partant, par exemple, de Libreville à Douala, vous imaginez une soixantaine de barrières où on vous demande l'enregistrement, où on vous demande le visa, alors que normalement, il n'y a plus de visa en zone CEMAC, par exemple. Quand vous voulez traverser le Congo, disons le fleuve Congo, de Kinshasa à Brazzaville, je l'ai fait déjà, comme vous avez l'impression que vous partez de Paris à Douala, dans un avion un peu d'une compagnie, on ne sait comment. Donc, je pense que les Africains devraient prendre en main, et surtout les gouvernants, nos jeunes, notre jeunesse et les femmes qui sont au cœur de ce commerce transfrontalier. La ZLECAf est une bonne chose. Nous sommes allés à la ZLECAf et nous leur avons dit, ne restez pas au sommet. Vous travaillez avec les gouvernants, c'est bien, mais allez-y à la base. Parce que nous, depuis 17 ans, nous avons pensé déjà à créer une plateforme d'échange comme la FOTRAC, la foire transfrontalière, aux frontières, pour pouvoir ramener ensemble sur le terrain les gouvernants, en tout cas nous en avons eu plusieurs, des ministres de différents pays, des administrations de tout type, les commissaires des grandes institutions aux représentants des CER, Communautés économiques régionales, que ce soit d'Afrique centrale ou les institutions telles que les Nations Unies, UNOCA et autres. Donc, il faut carrément que les Africains prennent conscience. Réduire les inégalités, ça passe par là. Stimuler la croissance, ça passe par là. Soutenir l'investissement des jeunes, soutenir l'investissement des femmes, c'est pas la mendicité. Les banques doivent pouvoir prêter de l'argent. Nous travaillons avec des banques qu'on ne va pas citer parce que nous ne sommes pas là pour fustiger. Nous sommes là pour proposer, dire à nos banques régionales, essayez de voir, les subventions, ça existe. Donner aux tout petits opérateurs économiques, aux tout petits entrepreneurs, start-up, un minimum, ça se fait déjà. Dans des programmes, on le voit. Mais est-ce que toute la masse est touchée? Il faut l'information, la communication, les voies de communication. Il faut partager l'information. Il faut recruter les meilleurs. L'Afrique a ce potentiel. Et enfin, je pense que les inégalités seront réduites. Alors, s'il y a des questions. Bien sûr. Moi, j'ai une question à vous poser parce que je suis aussi un enfant de l'Afrique centrale. En fait, moi, je suis vraiment une panafricaine. Je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. J'ai eu cette chance-là de grandir justement en Afrique centrale. Et quand je dis en Afrique centrale, c'est pas que le Cameroun. Donc, on va aller en Centrafrique, les deux Congos et vraiment faire tout le tour. Aujourd'hui, quel est le constat à votre niveau? Est-ce que vous pensez que déjà les Africains du côté de l'Afrique centrale ont ce besoin ou ce désir-là de traverser déjà les frontières, c'est-à-dire d'aller visiter les pays frontaliers? Est-ce que vous sentez ce besoin-là au niveau des Africains? Ben, écoutez, la FOTRAC, la foire transfrontalière, a été inspirée justement par les difficultés que rencontraient les Africains, d'abord les femmes, les jeunes, à vouloir justement se mouvoir librement. Et au fait que les frontières étaient fermées et que les conditions de transit étaient des fois invivables avec des violences observées. Donc, le besoin est réel, mais il y a eu beaucoup de frustration au point où chacun préfère rester chez soi. Covid aussi a amplifié ou bien, comment dire, aggravé la situation. Il est là, il existe. Et c'est le plus simple parce que les frontières, on a des familles de part et d'autre des frontières, mais aujourd'hui, avec des barricades artificielles qu'il faut absolument lever. Le besoin est là, madame.
D'accord. J'ai une autre question aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est surtout un problème de désinformation? Parce que j'ai l'impression que c'est vrai, d'un côté, il y a ce problème justement pour pouvoir traverser les frontières. C'est compliqué. Il y a trop de protocoles. Il y a les vrais protocoles institués, mais il y a aussi justement les faux protocoles que les gens mettent en place en fait pour se remplir les poches, pour même en fait, je vais dire, braquer les gens. Mais est-ce que ce n'est pas un problème en fait de désinformation? Ben déjà, il y a ce gros problème de désinformation et c'est pour ça que je parlais de communication. Par exemple, en zone CEMAC, il y a eu déjà des actes et des décisions sur la libre circulation. Ça veut dire simplement qu'un citoyen des 6 pays pourrait partir, comme on le fait en Afrique de l'Ouest, d'un pays à un autre sans difficulté, mais avec quand même une carte d'identité informatisée, ou alors un passeport biométrique avec une lettre d'invitation. Ça, déjà, la masse ne le sait pas. Donc, cette communication, c'est réellement un besoin. Même maintenant, vous n'avez pas voulu parler de corruption. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas éviter ce thème. J'allais y venir. La racaille qui se retrouve parmi nos agents sur les voies le long des corridors ou aux frontières, on la connaît. Il faut élaguer, il faut qu'on ait des États forts, il faut qu'il y ait un instrument et même la société civile qu'elle se mette ensemble, tel que vous le faites là, que les gens se mettent ensemble pour crier comme on le fait, afin que ceux-là aient honte, s'ils n'ont pas peur, mais qu'ils aient au moins en eux un peu de honte et d'humanisme, à tracasser des femmes, des jeunes qui veulent, par exemple, aller commercer librement, des jeunes qui sont en danger, parce qu'aujourd'hui, on nous brandit la carte de la sécurité, c'est les États qui doivent s'occuper de la sécurité, c'est eux qui doivent construire les infrastructures fiables, c'est eux qui doivent faire des documents biométriques fiables. Alors, pour permettre aux citoyens de la communauté de s'épanouir et que la ZECAF soit réellement opérationnelle. Elle doit descendre ras de terre et que les gouvernants puissent collaborer, on parle de collaboration, qu'il y ait des plateformes de collaboration, qu'on éduque les jeunes à la paix, qu'on leur trouve de l'emploi, qu'on crée de l'emploi, parce que créer de l'emploi, c'est aussi pouvoir permettre à celui qui veut se mouvoir librement, d'avoir les moyens de ne pas devenir un danger, de ne pas être un intrus, de ne pas être un élément dangereux pour les autres. Voilà. Merci. Alors, à cela, moi, j'aimerais aussi soulever quand même un point parce qu'avant de se lever et de prendre la route et de dire que je veux aller dans tel ou tel pays, il faut déjà qu'il y ait la disponibilité des documents identitaires. Aujourd'hui, on sait très bien comment ça se passe. Lorsque tu vas pour faire ta carte d'identité, un document qui est censé durer 72 heures au maximum se retrouve à sortir au bout de 2-3 mois. Ça, c'est vraiment un problème. Aujourd'hui, les populations ne sont pas vraiment informées sur la liste des documents effectifs qu'il faut fournir pour avoir ce genre de documents. Et aussi, moi, je pense qu'il y a une régulation qui doit être faite. Si je me trompe, vous me direz. Il y a une régulation qui doit être faite, par exemple, au niveau des tarifs. C'est-à-dire une carte d'identité dans un pays doit avoir un montant fixe. Vous parliez tout à l'heure de corruption, j'allais y venir parce que la corruption commence déjà là-bas, à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas combien il faut payer pour pouvoir se faire une carte d'identité. Et ne parlons même pas du passeport, mais le passeport est devenu le diamant aujourd'hui. Pour avoir un passeport, il faut passer en fait par des étapes, il faut faire des mois, il faut glisser de l'argent aux uns et aux autres. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on se penche aussi sur ces questions-là. Et vous, quelles sont les pistes de solutions que vous avez? Madame Edna, je vais vous dire, je reviens à la FOTRA, qui est cette plateforme d'échange et de partage où nous amenons les gouvernants à nous retrouver, à retrouver les citoyens de la communauté. Déjà, la prochaine édition, sans publicité, c'est du 28 juillet au 6 août à la frontière du Cameroun avec le Gabon et la Guinée équatoriale, où vous retrouvez des Ouest-Africains, des Centres-Africains, des Africains de l'Est, avec des ministres, des chefs d'entreprise, en tout cas des dirigeants les plus inimaginables. C'est une zone frontalière, c'est une zone rurale, mais c'est cela. Nous continuons le plaidoyer et je pense qu'au Cameroun,
les choses venaient de changer. Parce que vous aurez pu attendre pendant 3 ans votre carte d'identité qui ne jamais n'apparaissait. Aujourd'hui, il y a des codes où vous pouvez appeler, les passeports, ça a changé, ça a augmenté un peu, mais au moins, ils ont pris la peine d'organiser, oui. Il y a même des postes sur la voie publique où vous pouvez vous enregistrer, obtenir votre rendez-vous. Honnêtement, il faut saluer quand ça marche. Mais la plupart des pays, les agents véreux, c'est eux le problème. Qu'ils soient dans nos administrations en ville, sur les corridors, aux frontières, je veux dire dans les zones de transit, les aéroports, ça a changé. Aujourd'hui, on peut vous dire votre Covid est périmé, n'est pas bon parce qu'on veut vous estorquer. Et ça, c'est presque partout. Donc, je pense qu'on doit continuer le plaidoyer. Je crois que nous avons un petit souci de qu'on doit continuer à écrire, à inviter sur la table des discussions ces dirigeants. Et surtout, vous, les médias, je pense que vous jouez un rôle clé. Des plateformes ayant honte de nos mauvaises pratiques, essayons de changer parce que le changement doit s'opérer d'abord en nous, les Africains. Nous devons être proud to be an African. Nous devons être des personnes, on l'a toujours été, des personnes, regardez comment Dieu nous a créés, le port altier, la façon de faire, la force physique, la force mentale, spirituelle. Pourquoi nous salir? Pourquoi nous salir? Je pense que les Africains, chacun devrait, avant même de regarder ces gouvernants, qui sont aussi des Africains, parce que partant de nous, il y a les autres, c'est de bas en haut, top to bottom, nous devons opérer des changements, chasser la corruption, libérer les corridors, lever les barrières non tarifaires, afin que la femme ou le jeune qui veut partir du Cameroun pour le Ghana, du Gabon pour le Tchad, sache que je vais aller commercer, voilà les conditions. Donc, communication, dialogue, et clarté. On parle de transparence, pas ce flou artistique. Dès qu'on nous a signé des décisions, des actes, on les met dans les tiroirs. Il faut que nous allions les chercher. Nous allons les chercher. Nous devons, avec Tropic Business et d'autres plateformes comme la Fotrac et autres, continuer à vulgariser les tests afin que les citoyens de la communauté soient informés et puissent agir. Puisqu'on parle de corruption, c'est le moment pour moi aussi d'aborder un aspect de la chose dont on ne parle pas souvent. Malheureusement, le problème, c'est que la corruption se situe aussi au niveau des personnes, entre griffes riches, ou des personnalités. C'est-à-dire ces personnes-là qui ne veulent pas passer par la procédure normale pour obtenir leurs documents. Eux, ils ont institué la chose. Quand ils veulent un passeport, ils vont simplement glisser de l'argent et le passeport va sortir en 2-3 jours. C'est-à-dire qu'on va laisser tous les documents qui sont en attente en instance, on va aller traiter leur demande directement parce qu'ils ont glissé quelque chose. Est-ce que derrière, ce n'est pas aussi ça qui pousse justement ces autorités-là à bien s'étaler, pour ne pas dire à bien s'allonger un peu dans ce genre de pratique? Mais bien évidemment, on dit qu'il n'y a pas de corrompus sans corrupteur et vice-versa. Donc, je parlais de ce changement qui doit s'opérer en nous. Si un temps soit peu, on devient intègre pour ceux qui ont perdu leur intégrité et leur valeur. Si chacun en lui se dit non, je ne dois pas le faire, on peut remercier des amis, mais soudoyer, c'est déjà un drame. C'est ces mêmes personnes qui vont acheter les diplômes pour leurs enfants, pour leur progéniture. C'est ces mêmes personnes qui corrompent toute la société et qui pensent que tout est aliénable, tout peut être acheté à coup d'argent et qui font perdre à nous toutes les valeurs. C'est ces mêmes personnes qui créent les guerres parce qu'elles vont monnayer avec des forces maléfiques pour venir créer les situations rocambolesques ou comment dire, vraiment néfaste pour l'évolution de notre pays. Parce que quand vous allez, par exemple, aux États-Unis et que vous faites des deals avec certains trafiquants, leur promettant du pétrole dans notre zone pétrolière, en tout cas le golfe de Guinée et autres, on sait ce qu'il y a dedans, ou même les zones qu'on dirait sahéliennes. Au jour le jour, on découvre que l'Afrique a un potentiel énorme
on voit les conflits partout. Nous savons que c'est les nôtres qui facilitent. Et honte à eux. Honte à eux parce que la corruption, comme on le disait, ça part de la carte d'identité qu'on va soudoyer aux grandes, aux richesses énormes, au potentiel dont regorge notre continent, qui n'a pas besoin de mendier, mais qui a besoin de se construire avec les citoyens de la communauté, chacun dans son domaine, le bois, l'or, les mines, tout cela, le troc même, nous pouvons faire le troc. Nous pouvons faire le troc et en levant toutes ces barrières psychologiques, matérielles, physiques et financières. Enfin, nous pouvons aboutir au développement de notre continent, de notre joli continent. Le tourisme, nous avons la diversité touristique, la diversité naturelle, géographique. Que vous dire encore? Merci, Madame Laté. Moi, je vais profiter pour poser une question à Madame Mireille. Bienvenue parmi nous, Madame Mireille. Moi, j'ai envie de vous demander ceci. Quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe au niveau justement de cette libre circulation entre les zones? Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Je ne vous parlerai pas d'un ressenti parce que ça serait quelque chose d'individuel, de personnel, et ça serait de la subjectivité, alors que moi, je ne travaille que sur la base de l'objectivité. Concernant la SCTA, il s'avère que je suis une experte indépendante au sein de l'Union africaine, que je travaille aussi avec le NEPAD, etc. Donc, moi, j'ai un autre regard qui est de l'intérieur vers l'extérieur, mais par réciprocité selon la position de la personne. Tout la FCTA est aujourd'hui l'espace commun de libre-échange économique de biens et de personnes, qui est le dernier qui a été installé sur un continent qui est celui de l'Afrique, alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais il y a une expression en Côte d'Ivoire qui dit « le retard n'empêche pas le bonheur ». Donc oui, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Ce qu'il y a, c'est qu'il a été voté le passeport africain, qui n'est aujourd'hui pas disponible pour tous les Africains, mais que pour les autorités. C'est aussi de savoir se constituer, parce que on fustige tout le temps les gouvernants, mais on se fustige pas nous-mêmes, parce que nous sommes quand même plus nombreux que les gouvernants et les gouvernements et les dirigeants. Exactement. Ils font des dispositions selon nos recommandations également, mais si on se les approprie pas, si on se coordonne pas, si on n'est pas stratège, ça n'aboutit à rien. Ça veut dire qu'ils feront toujours de l'entre-soi. Ils se réuniront seulement entre eux. Mais quand il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place, il va peut-être falloir aussi qu'avant que les gens condamnent les choses ou les personnes morales ou physiques, qu'elles aillent aussi à l'information et de savoir ce qu'il en est. Parce que toutes les informations sont publiques. Peut-être que vous ne savez pas où y accéder, mais dans ce cas-là, rapprochez-vous de personnes qui sont dans ces environnements, comme c'est mon cas. Donc, la libre circulation, rien ne vous empêche de la faire aujourd'hui. Il y a l'harmonisation des barrières qui est en cours, des barrières douanières. Je le sais, puisque j'ai énormément travaillé avec les délégations et les États membres pays. Donc, je vais pas m'épiloguer là-dedans, mais tout y est. Tout est là aujourd'hui pour que vous puissiez travailler correctement. Mais c'est à vous de vous saisir, c'est à vous de constituer vos équipes, c'est à vous de faire ce qu'il y a lieu de faire avant de se plaindre de l'autre. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est d'abord lui-même. Donc, on va aussi cesser de dire il n'a pas fait ça, c'est pas comme si on n'est pas là, il nous a pas donné et tout. Mais vous, où êtes-vous? Démontrez-moi que vous avez été prendre l'information, démontrez-moi par les faits, par les actes et sur le terrain que vous avez fait ce qu'il y a lieu de faire et qu'on vous a bloqué là-dessus. Par rapport à la corruption, la corruption, c'est une autre acculturation qu'il faut imposer aujourd'hui dans nos systèmes africains. Moi, je suis désolée, depuis 2016, je voyage tous les mois en Afrique et à tous les niveaux, donc de la société civile jusqu'à étatique, je n'ai pas eu effet de corruption. D'abord parce que moi, ma manière de travailler, je l'impose aux gens et je lui dis non, moi je ne corromps pas quelqu'un, j'ai une autre manière de pouvoir t'apporter de la richesse et en plus la première richesse est le capital humain. Donc ça n'est pas le capital pécunier, tout ce qui est capitaliste, et c'est à vous de vous constituer selon dont vous disposez pour faire une création de richesse
et de vous créer des opportunités de marché parce que les gens vont toujours vers les mêmes segments traditionnels et qui aujourd'hui sont trop engorgés alors qu'il y a d'autres moyens de pouvoir prospérer. Merci beaucoup Mireille pour votre intervention qui est vraiment un appel justement à la population, qui est un appel à tous les Africains. C'est à vous d'aller chercher l'information. Merci aussi Madame Laté parce que nous avons passé un très bon moment en votre compagnie. Je vais dire à Madame Mireille que nous allons chercher l'information. Si nous réagissons, ça veut dire que, je dis bien depuis 17 ans, nous travaillons pour les questions de libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, en Afrique centrale. Donc, on peut lui dire de façon concrète, pendant les expéditions faites, c'est à nous de leur donner de l'information. Et si nous travaillons pour l'alerte précoce, ce n'est pas par hasard que je suis vice-présidente de la coalition des OSC d'Afrique centrale pour la prévention des conflits ou la paix. Ça veut dire que, actrice de terrain depuis 20 ans, elle est diplomate, comme elle le dit, mais la base, c'est tout autre chose. Nous devons relayer l'information afin qu'on trouve les solutions. Nous ne sommes pas ici en diplomatie. Peut-être qu'on doit le dire en langage un peu plus fin, comme on le fait, parce que c'est ce qu'on fait là. Mais les problèmes, Madame Mireille, vous devez être au courant. Peut-être qu'on doit établir, après votre topic et les recommandations, qu'on puisse établir des liens entre nous pour dire, écoutez, voilà, parce qu'on le fait déjà avec UNOCA, on le fait avec la CEAC, on le fait avec d'autres institutions. Donc, je ne parle pas en tant qu'une vulgaire actrice du développement. Je vous parle en tant qu'un expert, s'il vous plaît, et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, mesdames. Je ne vous ai pas manqué de respect et mon intervention ne vous était pas personnellement destinée. J'ai parlé sur un plan générique et avant de dire que je suis institutionnelle, je suis une personne de la cité. Je suis une petite fille de paysan parce que mes parents sont Sawa, tous les deux. Et mes grands-parents paternels viennent de Magamba. Donc, effectivement, vous êtes donc ma sœur. Tout à fait. Enchantée. Ma mère est Sawa. Et vous savez également que sur la CEMAC, vous savez que la CEMAC, c'est extrêmement particulier. Merci on se parlera en Douala bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun de plaisir. ces belles dames. Nous allons continuer la conversation dans le live sur Facebook, c'est-à-dire vous allez au niveau commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Vous pourrez leur apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup. Hello, Nessa. Your mic is... Hello. I wish I could understand everything, Pamela, but I've actually decided for all the French speakers out there, I'm going to challenge myself and learn French. So I'm going to just ask a question because I know you guys have all been listening. Everyone's really engaging. Thank you to all the audience. I want to say thank you to Venetia and Princess who are on the scene making sure this all works. And thank you so far to all of the speakers and panelists and amazing MCs. So we've got an amazing king coming up. But before I say his name, I'd like to pose a question to everybody. I want to see who answers this question first. Who quoted, "It all seems impossible until it's done"? Who knows the answer to that question? So I want the audience, everyone who's watching on Facebook, on YouTube, from your homes, from Africa, from all over the world, because this is going global. Answer that question. It all seems impossible until it's done. This is another quote, and I don't want you guys to tell me what it is. And it relates to this young king, soon to be president, that I'm going to introduce now. And it's an amazing quote, which is, "Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure." And this king is powerful. So I'm going to introduce Edmilson Angel, who's an Angolan king, and he's going to talk a little bit more about himself. He's got 10 minutes to have a nice conversation with us. And he's the founder of Change One's Life. And his topic of discussion today is how to invest in African youth for a stable economic and political future. Edmilson, welcome, and the stage is yours. Thank you very much for that introduction, Elsa. It is indeed my great honor to be here. Obviously, honorable guest speakers, delegates, and participants, it is indeed my great honor to be with you today at this African Doers Business Day.
under the theme Investing in African Youth for Sustainable Economic and Political Future. My name is Edmilson Angelo. I am from Angola. I am the founding director of Change One's Life, which is an international social enterprise led by African youth, implementing practicable, sustainable, and ecological solutions to develop the continent since 2014. But I'm not here to speak too much about myself, neither am I here to speak too much about my work. I want to use my minutes to provide some reflections of the power of our youth and our continent in general. You see, I'm 29 years old, and throughout my entire life, I have always heard one thing about my continent. Africa is extremely rich. But as I began to embark on this journey to change the narrative about Africa and started to take part in conferences like this, I began to understand that the richness of our continent is not oil, it's not gold, it's not diamond or any other natural resources that we have. The richness of our continent lies within our hearts. It lies within our youth. It lies within our roots of existence as people. I am because you are, and you are because we are. And together we make this beautiful place we call Africa. But as we discuss concepts, innovations, and solutions for the problem of our time, let us not forget to dive into the roots of our existence as people to really understand who we are, and where we want to be as people, as country, as a continent, and as youth of Africa. You realize during this conference that perhaps we all know the problems we face as a continent: bad governance, corruption, gender inequality, unemployment, conflict, lack of infrastructure, dependence mentality, you name it. You realize that we all know the problems of our continent. And perhaps we also know the solutions, and we are quite clear about them. But I wish that this conference becomes an opportunity to shift the mentality from I know the solution to how we implement the solution, where I am, how I can, and with whatever I have, how we implement the solutions to Africa's problem. We are in an era of made in Africa. Africa is everywhere. Because of our youth, Africa is everywhere. As we hear the drums in our Afrobeat taking over the globe, we see our sportsmen and women performing at the highest level while waving that African flag with pride. We see our leaders leading some of the most important institutions in the world. I'm talking about the World Trade Organization, the World Health Organization, and many others. This is Africa. But Made in Africa should not just be about representing Africa outside of Africa. Made in Africa should also be about what we are doing within Africa and for Africa. We are 54 countries, and they say we are too many. We no longer want to be too many. It is time for us to be enough, enough to have our voices heard, enough to come together and solve the problems of our time and beyond our time. And in order for us to be enough, we need to be one, then let us all be one Africa and one African youth. We see many multinational companies coming to Africa, like Google, Twitter, looking to invest heavily in the continent. They're not just coming to provide us with jobs or just to explore our huge market. They're coming because they know that there's a youth with great potential, with great capacity to innovate and to solve not just our problem, but also the problems of everyone else. So I hope that everyone taking part in this conference uses this conference to discuss and put into actions innovations that will promote good governance, youth participation, employment protection, the protection of the environment, gender equality, access to education, healthcare, water, electricity to all Africans. Let us take the concept of out of our brains into paper and turn them into actions and innovation and solutions to the challenge we face today. So thank you very much. These are just some of the words that I had for my minutes. I know that I only had 10 minutes, but Wakanda forever, invest in African youth. Thank you. You've absolutely nailed it, Admilson. Everything that you said is that it's not that we are too many countries. We are more than enough, right? And it's about us really letting that light shine. And the quote that I mentioned at the beginning, which is our deepest fear is not that we are that inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It's not that we are scared of the dark. We're scared of the light. Because we're scared of how much shine we have inside of us. And what you've done is an amazing story. When I heard you speak, I was like, yeah. And when we made a joke, but it was a true joke.
You've got my vote as the next president. You know, I've got pictures with this gentleman. I can sell them for lots of money later on. So thank you so much. It was a pleasure having you. We hope you stay and continue to listen. We've got Lino Varela, which is one of our partners here in Tropics Business Summit, saying, well done, Edmilson. It was an inspiring speech. Thank you so much. We appreciate you. We hope that you stay on board and that you come back with us to Cape Verde in Tropics Business Summit, which we're going to talk a little bit more about. So thank you so much for being here. Take good care. Get stronger. Thank you very much. So I think we still had a bit more time. So we're going. Jerusalema ikhaya lami ngilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ngilondoloze uhambe nami zungangishilana ndawo yami awukholana mbuso wami awukholana ngilondoloze zuhambe nami ngilondoloze
Alors, bonjour à tous. Je me présente, Henrietta Rakoto. Je suis CEO de la société Rakoto Consulting Group, qui est présentement spécialisée dans la partie mobilité étudiante et entrepreneuriale, accompagnement porteur de projets, à Pointe-Noire au Congo. Très bien. Mon micro passe ou pas? Tu Là, m'entends on bien? t'entend. Très bien. OK, ben, je vais enlever le casque. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, il est question. Moi, je suis Josiane Maténé. Je suis manager général de 3MG Consulting, qui est une agence de communication basée au Gabon. Et je suis, entre autres, initiatrice des Samba professionnels. C'est quoi les Samba professionnels? C'est un séminaire d'échange de compétences que nous organisons au Gabon depuis 2014, qui donne la possibilité à nos jeunes de rencontrer des modèles de réussite dans des domaines divers et variés. Et depuis 2014, c'est près de 1300 jeunes à qui nous avons donné la possibilité de bénéficier de ces panels. Et je vais profiter, vu qu'on parle de la journée de l'Afrique, pour rendre un hommage à, déjà même, c'est un grand fan de Tropic Business Magazine. C'est une famille à Vénitiens que nous avons perdu. C'est Amobe Mevege, un grand panafricaniste qui est décédé l'année dernière. Donc, je voulais profiter de ce panel pour lui rendre aussi hommage, puisqu'on parle de la journée de l'Afrique aussi. Et donc, nous avons Pamela qui nous a rejoint. Bonjour, Pamela. Bonjour, Josiane. Bonjour, Henrietta. C'est un plaisir pour moi de rejoindre en fait ce panel parce que je vais être là pour faciliter un peu les choses pour vous. Comme ça, moi, je vais me placer en modératrice et ça va vous donner justement l'opportunité de bien détailler, de vraiment bien déballer ce thème. Ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve en présence de deux jeunes femmes africaines qui font tout pour que les choses bougent. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Donc, si vous êtes en train de suivre ce live, moi, je vais vous inviter à envoyer beaucoup d'encouragement à ces deux jeunes femmes que vous avez à l'écran en ce moment. Parce que vous savez quoi? Ce sont des jeunes femmes de moins de 35 ans. Et ce sont des femmes qui sont en train de vraiment faire bouger les choses. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement de la jeunesse. Nous allons parler du développement. Moi, j'aimerais d'abord avoir un peu le point de vue de Henrietta. Aujourd'hui, à ce stade, que penses-tu de la jeunesse africaine? Alors, global ou localement de là où je me situe? Globalement, puis localement. D'accord. Alors, localement, moi, j'ai effectué mes études en France. Donc, je suis rentrée au Congo définitivement depuis août 2021. Les remarques que j'ai pu noter, c'est qu'il y a... moi, je me base principalement dans le domaine éducatif. C'est vrai que je suis dans la partie entrepreneuriale pour la partie formation. Je forme des gens, que ce soit dans des ateliers ou plus dans la partie accompagnement de porteurs de projets. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au niveau enseignement local, dans les écoles, universités, c'est qu'il y a un certain retard par rapport à la francophonie. Des cours, même avec des jeunes avec qui j'ai pu échanger, certains cours ne sont pas encore réellement au niveau, si je peux dire, concernant des domaines spécifiques, en fait. Donc, pour moi, là, il y a déjà un grand problème. Et globalement, s'il faut parler en termes de l'Afrique globale, il y a certains pays, bien évidemment, qui ont de l'avance. Je peux parler du Rwanda, mais plus les pays anglophones, quand même, qui ont de l'avance au niveau des cours. C'est ça que je remarque. D'accord. Alors, Josiane, aujourd'hui, quel est ton point sur la jeunesse? Qu'est-ce que tu penses de la jeunesse africaine? Et donc, contrairement à Henrietta, moi, j'ai fait mes études au Gabon. J'ai commencé au Cameroun, j'ai fait mes études au Gabon. Je suis en contact quotidiennement avec cette jeunesse africaine que nous voulons accompagner, que nous avons décidé d'accompagner de façon globale, puisqu'on a la chance d'aller dans d'autres pays, de voyager à travers le monde. On rencontre des jeunes extraordinaires, des jeunes qui rêvent, des jeunes qui ont du talent et qui ne demandent qu'à ce qu'on leur donne un peu de visibilité, qu'on leur donne leur chance. C'est la même jeunesse que j'ai rencontrée au Congo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en France, où je suis partie. Et pourtant, la France est un pays développé. J'ai vu des jeunes qui étaient pleins de rêves, mais la seule différence avec d'autres pays, c'est que ces jeunes-là, ils avaient des opportunités, ils avaient des facilités. Ce qui n'est pas le cas pour notre jeunesse africaine, principalement. Après, je parle du cas du Gabon, où je suis depuis plusieurs années. Ce sont des jeunes qui ont du talent, ce sont des jeunes qui vraiment
lorsqu'on leur donne leur chance. C'est d'ailleurs pourquoi l'initiative que nous portons, qui est les Samba professionnels, existe, parce que nous avons compris que ces jeunes-là, lorsqu'ils ont des modèles en face d'eux, quand ils ont la possibilité d'être en contact avec ces personnes-là, qui viennent non pas pour leur dire qu'ils sont des modèles, mais qui montrent comment ils ont fait, comment ils ont contourné des difficultés. On a vu plus de 1200 jeunes, plus de 1300, puisque ça fait 7 ans que cette initiative existe, qui partent de là dans l'espoir de franchir le pas, comme a dit Pape Diouf, qui nous a accompagnés pendant 7 ans. Et donc, contrairement à Henrietta, vraiment, c'est une jeunesse avec qui nous travaillons au quotidien et qui a soif d'apprendre. D'accord. D'accord. Mon autre question, en fait, va être quelles sont les pistes de solutions que vous avez aujourd'hui en ce qui concerne le développement économique? Parce qu'on va aller vraiment, on va scinder les choses. On va parler d'abord du développement économique de la jeunesse africaine, puis du développement politique. La politique, on sait que les jeunes sont de plus en plus intéressés à ça, mais la partie économique m'intéresse un peu plus. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Quelles sont les pistes de solutions? Quelles sont les avancées que vous voyez aujourd'hui au niveau du développement économique de la jeunesse africaine? On commence justement par Josiane et ensuite on va vers Henrietta. En fait, pour parler des pistes de solutions, les seules solutions, c'est juste qu'il y ait adéquation, formation, emploi. Comme disait Henrietta, c'est vraiment, il y a un fossé énorme entre ce que l'école nous apprend au quotidien et lorsqu'on entre dans le monde de l'emploi, ce qu'on rencontre, déjà les types de formations que propose l'école qui n'ont rien à voir avec les besoins de l'entreprise. On ne pourra parler de développement économique que lorsque ces secteurs-là, lorsque ce problème, par exemple, au niveau de l'éducation est réglé. Maintenant, quand on règle ce problème au niveau de l'éducation, maintenant, les jeunes, ils ont des projets, il faut les accompagner. Lorsqu'on parle d'accompagnement, les gens, ils ne regardent que l'aspect financier. Non, un porteur de projet a besoin d'un accompagnement, non seulement technique, parce que quand je prends par exemple le cas des initiatives que nous portons, nous avons par exemple besoin de faire venir des gens au Gabon et donc de faire des visas pour qu'ils viennent. Si les autorités ne sont pas capables de nous délivrer des visas, vous voyez que nous ne sommes pas capables d'organiser ces événements-là. Donc ça, c'est un accompagnement technique. Après, derrière, oui, il y a l'accompagnement technique, mais il faut mettre de l'argent. Pourquoi voulez-vous, par exemple, dans tous les appels d'offres, on a aussi l'habitude de répondre aux appels d'offres. Dans tous les appels d'offres, on va vous dire d'avoir 5 ans d'expérience, mais comment vous voulez que le jeune qui sort de l'école, qui rêve, qui a pourtant peut-être de la compétence qu'il a pu avoir, vous lui demandez 5 ans d'expérience, ça veut dire que vous l'avez déjà exclu avant même qu'il ne commence. Donc, c'est d'abord ça, c'est arriver à les former, arriver à les accompagner techniquement et après, derrière, leur mettre des moyens pour qu'ils puissent développer leurs rêves et leur donner la même chance que nos aînés ont eu quand ils ont commencé. Merci beaucoup, Josiane. Alors, Henrietta, ton point de vue? Alors, je rejoins Josiane. Je dirais qu'il n'y a pas de développement économique sans développement personnel. Il faut qu'on puisse investir dans le capital humain, si je peux appeler ça comme ça. J'estime que chacun de nous sommes une richesse et nous avons tous une solution à apporter aux autres. Mais on ne peut pas apporter cette solution sans au préalable la découvrir. Donc, il faut déjà des personnes qui vont aider ces jeunes-là à découvrir leur potentiel. Il y en a qui sont innés, il y en a qui nécessitent une formation, comme l'a dit Josiane. Mais après avoir décelé le potentiel, il faut passer ensuite à la formation. Le développement économique, j'estime qu'il y a différents grands secteurs dans une nation qui peuvent permettre d'impacter. On a la partie économie, la partie des arts, la partie éducation, la partie célébration, des domaines qui sont phares, qui ne sont pas encore partout, on va dire, si je parle de nos pays africains, encore valorisés. Si je prends l'art, par exemple, c'est des domaines qui peuvent être mis en avant pour permettre le développement économique. Chez nous, dans certains pays d'Afrique, il y a encore un certain retard où on ne va pas encore totalement valoriser, par exemple, ces domaines-là. Ils sont encore éteints, alors que c'est des lumières, justement, pour mettre en avant nos pays économiquement. D'accord. Alors, quand on parle d'investissement, aujourd'hui, moi, je me dis, c'est bien de dire que les enfants, enfin, la jeunesse africaine doit aller à l'école et tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le développement peut passer outre que les études? Quand je parle des études, c'est-à-dire
passer en fait forcément par la case, je dois avoir le bac, je dois avoir en fait le master en X ou en Y. Est-ce que l'investissement, selon vous, ne devrait pas aussi être dans les secteurs que nous minimisons? C'est-à-dire dans tous les secteurs d'activité en fait qui ne sont pas réellement valorisés. Je parle par exemple de la maçonnerie, je parle en fait de quoi? Oui, l'électronique, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que l'investissement, pour moi, je pense que ça devrait toucher en fait à toutes les couches et à toutes les bases en fait. Josiane, ton avis? Donc, c'est clair que c'est pour ça déjà, d'ailleurs, que nous parlons de ces initiatives que nous portons parce que nous parlons de développer ta passion pour en faire une vocation. C'est-à-dire que moi, je vais juste prendre le cas d'un danseur. Quand tu veux être danseur en Afrique, dans nos maisons, quand tu dis à ta maman que je veux être danseur, non, c'est que tu as raté ta vie. Je veux faire pâtisserie. C'est quoi cette histoire? Mais ça veut dire qu'en fait, en réalité, et c'est pour ça que c'est vraiment important, c'est pour ça que nous encourageons les gens à développer leur talent, nous encourageons les parents à laisser les enfants exprimer leur passion et derrière de les accompagner. Tous les coachs en développement personnel que je connais aujourd'hui, quand je peux prendre juste l'exemple du coach Simon Ouedraogo que nous avons la chance de suivre sur les réseaux sociaux qui est au Burkina Faso, ben, il vous dit clairement que voilà, il n'a pas dépassé un certain niveau. Au Gabon, par exemple, nous avons un artiste qui a été parrain des Samba Kids parce qu'on a aussi lancé les versions pour les enfants de 7 à 17 ans. Omar Defunzu, il va vous dire qu'il n'a pas dépassé le CM2. Mais aujourd'hui, il est au Parlement du Rire avec les mamans. Vous regardez juste ce qu'il produit comme contenu, vous regardez sa façon de s'exprimer, ça n'a rien à voir alors qu'il n'a pas été à l'école pour ça. Donc, c'est vraiment pour vous dire que je suis entièrement d'accord de dire qu'il faut laisser les gens exprimer leur potentiel, leur passion. Et derrière, voilà, ça leur permettra de vivre de leur passion. Je connais des jeunes Gabonais qui ont des Master 2 en danse. Mais quand tu dis à un moment, je vais faire de la danse et qui font le tour du monde à travers des représentations, c'est vraiment, et c'est vraiment pour toutes ces raisons que nous avons estimé qu'il faut laisser la jeunesse africaine s'exprimer de toutes les manières possibles. Merci Josiane. Henrietta, je t'ai vu tout à l'heure, en fait, tu étais d'accord et d'accord et d'accord. Alors dis-nous. En fait, avec Josiane, je crois qu'on est en totale adéquation, il n'y aura pas de débat, je la suis totalement. Le problème, en fait, c'est l'Africain n'a pas un problème de talent ni quoi que ce soit, c'est le mindset, la mentalité. C'est là qu'on doit travailler avec le peuple, si je peux dire ça comme ça, pour changer nos nations. Je rejoins totalement Josiane parce qu'elle a dit, c'est la culture, hein. Ça c'est culturel, totalement culturel. On pense que nos parents, c'était souvent médecine, si c'est pas médecine, c'est pas ingénierie, tout ça, t'as pas réussi. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, ils se lancent dans des domaines et des années après, ils se reconvertissent, ils changent totalement. Pourquoi? Si c'est la cuisine, la couture, parce qu'on nous a fait croire que c'était des sous-métiers, or que non. Aujourd'hui, on a des grands chefs, on a des personnes qui sont de grands couturiers, ils habillent tout type de personnes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-métier, tout dépend de la valeur que tu vas apporter à ton travail. Et c'est ça. Moi, je pense réellement que ce qu'on doit travailler, c'est la mentalité. D'accord. C'est la mentalité, parce que le talent, on en a, le potentiel, on en a. Et si on ne change pas la mentalité, ben, ça sera difficile de l'extérioriser. D'accord. Alors moi, ce qui m'amène justement à soulever encore une autre question. Est-ce que ce problème-là n'est pas plutôt quelque chose, en fait, une sorte d'héritage que l'on a, en fait, et qu'on est en train de traîner depuis toujours? Parce que je vais donner un exemple comme ça. Je vais prendre, par exemple, mon cas. Je suis quelqu'un qui suis très, très, très passionné par la mode. Mais en fait, pour y arriver, il a fallu que je fasse des grandes études aussi, qu'il a fallu que j'ai un master. Et c'est un master en communication et relations internationales. C'est malheureusement ce à quoi aujourd'hui nous sommes confrontés. Est-ce que vous ne pensez pas que à ce stade, il faut une réelle sensibilisation au niveau des parents? Et si vous pensez que c'est le cas, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui toucher les parents et les amener à investir dans la jeunesse africaine? Quelles sont les méthodes? Est-ce que nous, les jeunes, nous ne sommes pas aussi un peu trop désinvoltes? Est-ce qu'on n'est pas aussi maladroit souvent dans la façon de nous exprimer? Quel est votre ressenti? Henrietta d'abord et Josiane ensuite. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la sensibilisation, mais comment déjà, un enfant, il passe la plupart de son temps à l'école. Donc, je crois que ça doit commencer par l'école. Enfin,
Elle doit d'abord être personnelle, bien évidemment, mais l'école peut sensibiliser là-dedans. Dès le bas âge, s'il y a tout ce qu'on appelait réunions parents-professeurs. Ici, je ne le vois pas trop. Enfin, moi qui ai vécu un peu plus en France, on avait tout le temps des réunions parents-professeurs. Après, je ne sais pas si ça dépend des écoles, mais je crois que c'est déjà un bon pas de sensibilisation où l'école doit mettre en place certains événements avec les parents pour les informer. Et au-delà de ça, ça doit continuer à la maison. Ça doit continuer à la maison parce que c'est d'abord, c'est de nos parents, en fait, comment je peux dire ça, qu'on acquiert des valeurs. D'accord. Donc, ça, il y a deux rôles. Il y a le rôle de la famille et il y aura le rôle de l'école qui est la partie plus éducation. Et de ce côté-là, je pense que l'école doit mettre en place certains événements pour sensibiliser les parents et ensuite les parents doivent continuer ce processus-là, en fait. D'accord. Alors, Josiane, ton avis? Oui, donc on a dit que c'est un travail, c'est un problème culturel et donc c'est un travail de fond. Il faut un engagement et je vais prendre juste l'exemple de l'initiative que nous portons. Comment nous procédons? Nous organisons des masterclass, des ateliers où c'est vraiment des espaces où les enfants sortent de leur cocon familial. Et pendant une semaine ou pendant 3 jours, ils sont avec des formateurs, ils sont avec des personnes et on invite les parents à la fin à la restitution de ces panels-là et on continue à suivre les parents quand les enfants sortent du camp. Ça permet aux parents de voir la différence entre quand leur enfant est entré au camp, les activités qu'ils ont appris au camp et qu'est-ce que l'enfant devient à la maison finalement en termes de comportement. Donc, il y a la première chose, il y a un engagement personnel. Nous, déjà, chacun de nous ici, ceux qui ont des enfants ou ceux qui rêvent d'avoir peut-être un enfant savent que l'éducation de leur enfant, la réussite de leur enfant est d'abord individuelle. Ça dépend d'abord de chacun de nous. Donc, dans les maisons, nous devons déjà nous engager. Deuxièmement, dans les politiques publiques, dans nos médias, quels sont les programmes qu'on montre à la télé? Est-ce qu'on montre un jeune qui fait de la pâtisserie, qui a réussi et qui est en train de préparer dans une cuisine présidentielle pour qu'un autre jeune dise « Ah oui, il arrive à faire ça. Ah oui, et le parent va dire « Ah oui, je rêve à ce que mon enfant fasse ça. » Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait tellement de difficultés pour la prise en charge pédiatrique pour les enfants que ma mère, elle voulait qu'il y ait un médecin dans la famille, qu'il y ait un pédiatre dans la famille, parce qu'il y avait ce problème-là, ce besoin à pouvoir régler. Donc, je pense que ça passe par tout ce que nous suivons à la télé, qu'est-ce qu'on nous présente comme festival aussi, parce que quand on parle, les gens sortent des maisons pour aller à des rencontres, est-ce qu'il y a des festivals qui permettent d'exprimer les talents, de montrer des modèles de réussite? Nous, on est vraiment sur montrer les modèles pour que ça inspire derrière l'autre génération. Tout à fait. Alors, pour moi, c'est justement l'occasion d'inviter toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, et vous aussi d'ailleurs, mesdames, à participer à la 6e édition du Tropics Business Summit qui va avoir lieu du 10 au 15 octobre au Cap-Vert. Alors, c'est justement l'occasion de venir découvrir ce que les Africains sont capables de faire en termes de synergie. Parce que lorsque vous investissez en votre enfant, lorsque vous investissez dans les jeunes, ils ont ce potentiel-là de se développer, de se déployer et aujourd'hui, en fait, d'être justement le pilier de la société. Avant de vous laisser partir, je veux vous demander votre mot de fin. Henrietta et ensuite Josiane. Alors moi déjà, j'aimerais remercier la plateforme premièrement parce que c'est un bel investissement, c'est du travail de fond surtout. J'imagine l'organisation personnelle, ça doit être assez le rush. Mais voilà, je vous remercie d'avoir eu cette vision qui, je pense, aide tout un chacun à promouvoir déjà notre belle Afrique, promouvoir les talents que nous avons. Ça permet aussi d'unifier, de fédérer les communautés encore plus. Et merci encore de nous avoir laissé l'occasion de nous exprimer et bonne fête à tous. Merci. Alors, Josiane? Et tous les Africains, de remercier tous les African Viewers qui sont vraiment connectés à ce panel, toute l'équipe magique. Moi, je dis à chaque fois à Vénitia et toute l'équipe, mais vraiment, vous êtes notre booster. Arrivez à réaliser ça. Quand j'ai regardé l'heure de votre panel au Gabon, il était presque 6h30 au Gabon quand vous étiez déjà tous connectés en train de... Et vraiment, c'est ça l'Afrique qui gagne et je vous encourage énormément. Donc, je vais profiter aussi de la plateforme déjà pour vous dire, on sera tous au Cap-Vert parce que les Samba s'engagent à venir.
mais aussi vous inviter, parce que là, on est en train de préparer la 8e édition des Samba professionnels, d'ailleurs, qui rend hommage à Mobé Mévégué, un Africain noir que vous connaissez très bien. Et ce sera du 27 juin au 2 juillet à Libreville. C'est encore des professionnels de haut niveau qui vont venir accompagner la jeunesse, cette jeunesse sur qui nous nous sommes engagés. Et le dernier message va être à l'endroit de la jeunesse. Vraiment, découvrez votre talent et battez-vous pour pouvoir vivre de ça, parce qu'il n'y a rien de beau, il n'y a rien de plus beau que de vouloir être footballeur, de se lever chaque matin, aller aux entraînements avec plaisir et rentrer le soir avec le sourire d'avoir accompli quelque chose et au finish de chercher à faire de ce talent une profession et vivre de ça. Merci infiniment pour l'invitation. Merci beaucoup, merci à vous mesdames, on se dit à très vite. Welcome Modoupe. Hello, Modoupe. I think we have... Hello. Hello, Samantha. Hi there. How are you? I'm well, and yourself? I'm good, thank you. So I'm going to let you on this panel, and we will be back, okay? Sure, thanks. Thank you. Hi there, I'm Samantha Omar from Cape Town. I am an executive business coach. I'm also a mathematics subject head and teacher. I have been teaching for 10 years subtotal. And yeah, I have written a few distance learning maths textbooks for grades 10 to 12, and I've also co-authored and peer-reviewed quite a few distance learning textbooks and teachers' guides. So I'm just here to give
my impact and story on women in education, how important that is going forward. I've also sort of coached a few entrepreneurs on their businesses, and so I've been very fortunate to have mentored quite a few entrepreneurs as well in the business sector. And that's me. What is Africa? Is it the wildlife, the beautiful coasts, thriving cities? It is more than that. It is the people. Our 55 countries have many things in common. Our cultures bind us together. They give us strength and identity. They make us proud. By sharing our knowledge and working together, we're building a new Africa that's driven by investments, by game-changing infrastructure projects, and using transformative technology to change the way we live, work, and conduct business. Using our largest natural resource, our vast arable land, we are making advances in agriculture, developing new industries, creating jobs, and improving livelihoods. Together, we are moving forward on economic integration. By consolidating Africa's significant internal market to foster trade within the continent and with the world, Africa is open for business. We are building the Africa we want. So, what is the continent of the future? The answer is Africa. Good morning, everyone. Apologies for the delay. My name is Modupe Adeyinka Oni, and I've been an educator in the early years sector for about 40 years. But recently, because of the challenges that Africa is facing, I pivoted into EdTech, and I am now a founder of an online cloud school called iAfrica, which I believe is one of the solutions that we need to bring to bear in Africa to help educate our children. Now, I will, Her Royal Highness isn't here, but I did listen to her speech and she had a lot of sound bites. So I just want to capture some of that, and then Samantha, you and I can have a conversation. So Her Royal Highness said to us that education definitely is the way to bring our children out of the situation we have now where they are not learning. She said we have copied the Western education long enough, and it's now time to change the narrative. We have to bring our culture back into our education because they have learned, or they are trying to learn, to be Western instead of being the Africans that they are. Now, Africa, we know, has actually had a long, we've had a long tradition of civilizations that have really, really made a mark on the country. She mentioned Kemet and Egypt. And I tend to agree with her that
really and truly, when we look at our curriculum now, especially with the issues that are at hand, where the World Economic Forum is telling us that jobs are coming, they're coming in tech, they have to scale up, they have to upskill, you know, one wonders, how are we going to do this? So my thought really is that Her Royal Highness is absolutely right. We have a curriculum that does not have our identity stamped on it. And so one of the first things that Africa has to do is we have to come together and develop a curriculum that will work for us in terms of our history, our culture, you know, take pride in ourselves. Let them understand that the Black skin is beautiful. And when we do that, we begin to get them to be independent and to think critically. We then can begin to give them the Western education. So one of the things that I do in iAfrica is I understand clearly that the children, because many of them that I work with are from underserved communities, and so it's very difficult for them because in Nigeria, we have over 700 languages. So the only way I can teach them is to try and get them to learn English because that's the lingua franca with us. But I found out that you can't do that unless you actually get them engaged. And since you're an educator, you understand the whole cognitive development 0 to 6. So we decided to use play. And with play, children get engrossed, they get engaged, they come into, and they actually begin to imbibe whatever you're teaching them. So going back to Her Royal Highness, we can think about bringing the stories, the heroes, and just tell the children about Africa. Let them know that it's a beautiful place. And then once we've done that, we can now start to build on that foundation and get the children educated in the way that we need them, because it's not everything Western that is right for us in Africa. We need to have our own story. So I'll stop there, Samantha, and I'll pass it back to you. Thank you so much. I full-heartedly agree with you. I've been teaching, well, I'm no longer teaching. I'm actually an executive business coach. And the reason why I stepped away from the education sector was very much because of the same sentiment that you shared, feeling that our curriculum isn't really suited for our children. And I mean, I can say that because I actually taught grades 8 to 12 mathematics. I also taught accounting as well. So I know from what I've experienced where the kids excel, you know, the learners, where they excel and where they really don't. And I also know where the needs were. So just before I stepped out of teaching, I remember gathering with my grade 12 learners and asking them about the education system, because I was at that point where I needed to make a decision. Do I stay? Because I felt at that point the impact that I was making as a teacher was so minimal, so small, that I felt I had to step out and see what I can do from the outside looking in. And I remember asking my grade 12 learners at the time, what would you want? What would your ideal education system look like? And I remember their words were to me, ma'am, a lot of us are going to go out and we're going to try and build our own businesses. Some will become doctors, some will become lawyers, the traditional scholars and traditional professionals of the Western world. And that's fine, that's needed. And we have a place for that in this society and economy and so forth. But most of us will probably go on to either continue working in family businesses or working for another business as an employee. So either way, we're still in the commerce sector, and most of us will go on to become entrepreneurs. So I asked them, what would that education system look like? Teach us to create businesses. We're not taught that in high school. These learners are not taught that. Yes, we have subjects on entrepreneurship, but it is all theory. How many of these are practical? And these are the questions that they left me with. And so henceforth, I left and I thought, okay, let me work with entrepreneurs and see what the correlation is. So for me, it is so important, based on their experience and the people that I've dealt with recently, the entrepreneurs as well, the feedback is always, yes, the internet and the world is full of resources. And we always say to our colleagues and to everybody else, but sure, you can do it. You know, there's so many resources. But how oftentimes do we realize that a lot of these people that we're dealing with, and they don't really even know how to use these resources. So even when you're given the tools,
Yes, we are given the tools. Even when we are given the tools, are we then taught how to implement and use these tools? It is one thing to be given resources and say, well, here's funding, here are all the resources, this is everything that you need, but who is hand-holding? And we might think that that is quite so silly. Why would we want to handhold? But it is important. If we're going to look at success rates, if we're going to look at the success of building economies, a uniquely African economy, then we need to do it that way. But I think the most positive thing for me about Africa is anywhere, if you step outside of your home, you can see commerce happening. You can see businesses happening. You can see trade happening. It's open. It's in the spotlight. It's happening during the day, whether it's a small shop happening to a big firm conglomerate. It is happening all the time. But how do we take those small, and that's income, right? For those homes, it's income. But how do we take that and make it part of our education system where we can say, but it's already happening. The talent is already there. The business mindset is already there. So the wanting to build the economy is already there. Trade is happening all the time around us. How do we take that to the next level and say, okay, we're going to make that bigger, bolder, and build Africa, because it's already happening. It's so ingrained in us to make something happen. We have that. So again, I love what you said, and I love what the Queen addressed when she said doing, providing a curriculum that is uniquely African, because we already have everything that we need. We have the recipe. We just need to put it together. And I feel that is what distinguishes us from the Western world, is that, and I don't mean to create a pun or comparison, but a lot of that is not unique, and a lot of the trade is happening from here. They have to come here to get from what we have, and we copy so much of what is out there, but we're forgetting that at the end we are where the shop is. Everybody comes to us to gather information, to sell their products to us, right? And to come get from us. But what are we doing to keep all of that for ourselves? If we already have everything, but it really comes back to the point of we have all the resources. How do we use it? To build ourselves, because we have everything. And that's why the world is looking towards Africa. They might have these major business ideas and the follow through and the hand holding, but this is where everything comes from. And I think I definitely agree with you on that. And I'd love to continue that conversation at some later stage as well. Oh, likewise. And it is nice that you mentioned that, we have a lot of commerce all around us. We see, like you said, when you step outside, women, men actively trying to make a living. One thing that I know that we have done, I know in my country, Nigeria, is the whole vocational concept of learning trades was actually abandoned because they felt everybody needed to get a degree. But that's not right. No. I think the trade, the man who spoke from the trade had already said it, that the money is coming from the 30 million people who are in small businesses. And those are the people we need to focus on. We need to see how we can help them to scale up, get the financial literacy, and do everything that will help them to make their little businesses grow. And yeah, Africa has it all. Everybody wants what Africa has, but we need for Africa to appreciate what we have first. Then we will know how to harness it, and we know how to send it out. Right now, they're bleeding us because they're taking it, but they're not really giving us the money that we deserve. Everything is going away raw. What we need now in Africa is for people to come into Africa, invest in Africa, put their plants here and produce here so our people can have the jobs. So really and truly, I just feel that with what we're doing here today, we're actually making a bold statement that Africa is rising, like the Queen said, and that in the area of education, definitely we understand now what we need to do. So as educators, I think what we have to think through is how do we as Africans come together on a platform and begin to talk about this new narrative we want to push out. I think of my children, they have a Western education. I don't think they can tell too many stories.
about successful people in Africa, except the ones who are in the music industry, the influencers. No, we have stereotyped this whole influencer concept. But right now, from what the Queen is saying, we need to go back to our roots, go back to our history, and talk about the Benin Kingdom, talk about the Old Oyo Empire, talk about the Zulu Empire. We need to do that. We need to let them know that they've been great people who stood, particularly with the Zulus, who stood their ground against the whites when they came and they wouldn't let them have their land. Yes, they lost a lot of people, but they kept their land. And so that fighting spirit is what we want to bring back, so they can stop looking at this Western culture as the all and beat of how a human being should exist. We need our girls to take off the wigs and wear their cornrows and wear their afros and just be themselves, you know, and not just have to compromise who they are. The internet has been good, but it's also been one of our greatest problems because they're not guided, and we cannot they're not guided. So they see everything that the West is doing and they feel they have to copycat that, just like we copycatted their curriculum. But with this new move, I see it as a movement. I think that we can really put together a great concept that will help us to know that Africa is rising and we are here and we're ready to take her to the next level. We are the future. You know, the future is Africa, and they can't deny that. They need us, but they have to have us on our own terms. Has to be. So, I agree with you. I agree. Yes, no, I definitely agree with you that it has to be on our terms. It absolutely has to be. I think that the Western curriculum provides for an employee system, creating employees, and that's okay because again, it serves a purpose. But I don't feel, and this has just been proven statistically as well, that it does create an employee mindset. But we don't want only employees. We want to build our own businesses, right? Which means the curriculum has to change, because we don't need a curriculum that's going to build only employees, because when you leave high school, whether you are going to go to university or college, or you're just going to walk into the next job as an employee, we don't need to spend 12 years of our schooling to create that employee mindset. That's a waste of time, because each employer has got their own set of rules of conduct and of what they want from you. So we don't need to spend 12 years to try and create that. What we should be doing in those 12 years, and 12 years is a very long time, what we should be doing is we should be reprogramming what we want our future youth, which then becomes our future businessmen and leaders, what we want them to be. So we shouldn't even be thinking about ourselves. Not that our time have passed, but we should be building with our grandchildren in mind and what Africa will look like then. And I think that is so important. When we step back and stop thinking of where we are, and we actually create a curriculum that will be for, like you said, your grandchildren, my grandchildren, and leaving that legacy, that is so important. And again, it comes back to changing the curriculum. It has to start there. There's only so much we can do, and we need to change what we influence. That the media plays such an important role in education. Education is not just in our schooling system. It is what we're bombarded with, what we see every single day. You know, education happens in the home as well. Education happens when you open up Instagram, when you're taking in information, what you're seeing every single day. And what we're seeing is hip hop and rap. That's also fine. That is a business on its own. But how much are we putting out there in terms of businesses in Instagram, what a real business look like, not the hype of it, not that journey that looks glamorous, but what it really looks like, and how many times are we really celebrating women in education, or education, what that sector really looks like, and how can we glamorize that? Because unfortunately our youth, they're so drawn to glamour, and we have to speak the truth, but how do we change the narrative? So again, education, for me, we need to influence the media as well, because that is where education happens. As soon as they open up Facebook, Instagram, that's what they're going to see. That's what we see. We need to influence ourselves as well. So we need to look at different ways where we can definitely have an influence. And I think I like what you said when you said before, about
what's being put out there. So the media is also very important. And if we can influence that in terms of education, then we've created this all-round impact. And I think that's important. I'd like to hear your thoughts on that. Yeah, brilliant. Brilliant. I do agree. I can't but compare with the Chinese. The Chinese came out and they decided that they were going to build their economy, but they never lost their culture. And so what we see today is a united Chinese conglomerate that is just taking over the world. And that's what Africa needs. I think in Africa, we need to pull down the walls of our countries and our barriers, and hopefully with this new trade treaty agreement that we will get that. We need to see ourselves as one people. We need to throw away tribe, religion, and all those things and focus. In the next decade, we have it to do and change the narrative, because like you rightly said, we're people with values. We're people who we learn from everything around us. You learn at home, you learn in school, you learn on the streets. And so why do we want somebody else's ideas, and why do we want to impose them on us? We need to change the narrative in the minds of the children. And I would say that it will start with the younger children. But for those that who already, maybe they've joined the workforce or they've left school, we need to find some kind of curriculum to bring them back into that will help them to see who they are. And when they know who they are, they then can be proud of themselves and go out there and do the exploits that they really are born to do. God did not bless Africa with everything for us to just be sitting down and waiting for other people to come and take it from us. We have to rise. We have to go and find a way to get our youths, our children, into position. The jobs are coming and we need them to take those jobs. And I'm sure by the grace of God, Africa will rise and it will be exponential. And I can't wait. But it's been nice talking to you, Samantha. And I hope that we can continue the conversation, because I do my iAfrica project that I talked about. We will be coming to South Africa. And so yes, we will be coming to South Africa. And so I'd love to work with you, because I like your mindset. I like what the way you're thinking. And even though you've dropped out of education, we always say that once a teacher, always a teacher. So always a teacher. And maybe we'll be able to bring you back in some form that will push this whole Africa rising. God bless you. Thank you very much. God bless you. Thank you so much for having me. God bless you. I look forward to working with you, and everything always happens for a reason. So I really look forward to us doing something impactful together. I look forward to this new journey, and may Africa continue to rise. Thank you so much. Thank you. Thank you. Love you too. And I just want to close out by saying thank you to Tropics Africa for having us. It's been an amazing session here, and I believe that we have spoken for the education sector, and Africa will listen. So if there are any investors out there who want to know about education, you need to talk to us, because we have a plan. Thank you all very much, and God bless you. Hello, good morning, everyone. Can you hear me all well? Okay. My name is Lloyd Monteiro. I'm a civil engineering and entrepreneur. I'm a CEO and founder of Lloyd Engenharia. It's a company who works on urban planning and development, and we are more than 20 years on the market in Cape Verde and other African countries. I'm also founder of Smart City Foundation in Cape Verde.
It's a non-profit organization which promotes urban development. And I'm involved with women entrepreneurs in Cape Verde to promote entrepreneurship for women. I recently joined Tropic Groups, which I was delighted to meet Vinicia and her team. And I'm very proud to be part of this group, which is doing a great job. I also want to thank you, Tropic Groups, for having Cape Verde as the place for the next business event. I want to tell you, Cape Verde is a great country. You will enjoy it, and you all are welcome. We are waiting for you in October. I stop here, and I pass the floor to my colleague. Thank you. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. But can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I can barely hear. I'm trying to change the handset, use another phone, because your volume is very, very low on my phone. But good to see you. So you're not able to hear me? Very, very low. It's very faint. But I'm switching handsets as we speak. I just need to. How are things in Cape Verde today? Yeah, it's doing fine. Can you hear me better now? Just a little better. I think it's still very, very low, but I'm trying to log in with another phone, which has better volume. Hey, okay. No, I'm on Duper's phone. I'm on Duper's phone now. Hello. I'm back. I'm Lloyd Monteiro. I'm a civil engineering and entrepreneur. I'm a CEO and founder of Lloyd Engenharia Group. It's a company with more than 20 years in the market in Cape Verde and other countries.
We work on urban planning and development. I'm also founder of Cape Verde Smart City Foundation. It's a nonprofit organization which promotes urban innovation in Cape Verde, and we plan also to go for Africa as well. I recently joined Tropic Groups. I was delighted to meet Vinicia and her team. I'm very proud to be part of this great group. And I also want to thank you, Vinicia, and her group for choosing Cape Verde Islands to the next business summit. We'll be very happy to receive you all here. You will enjoy the country, is great. And I'm looking forward to it. Cape Verde is a small country. Probably, I don't know if most of you have heard about Cape Verde, but we are in the Atlantic Ocean, 10 islands. But only 9 islands are habited. We have some good indicators in the Africa in development, and we are in top 5 on quality of life, on the economic freedom, on political freedom. So we think we have some good experience that we can share with you on the sustainable development. So we are very happy to be here and promote and talk about our Smart City initiative, where we want to bring a new way of doing and planning our cities, thinking about our identity, our sustainable development, and especially having people as the center on the development. So we want to bring this new way of designing, planning, and developing cities, where we join the planning, the physical planning, and the development and economy growth. So when we design our cities, we want also the city to promote development, to promote employment, to promote our identity. So all these pillars have to be on our city, planning our city. We want, like I have here from many people, we want especially to bring our identity to our cities. And also on our economy, we want to see what are our DNA, what is our potential, and promote this potential on the economy. I see my colleague is back. Yes, yes. I think I have better volume. Yeah, I just started talking about my Smart City initiative, but I pass the floor to you. I think now you can hear me now? Yes, I can hear you very well now, and I apologize. Okay. We had technical difficulties on this side. I know you have introduced yourself and started to talk about your very special project, which I am especially proud of, because as we move around the globe today, everybody's talking about smart cities, and my interest was certainly in learning from you about the things that you have, the approach that you're taking to not only creating a smart city, but making sure that the city is actually authentic to our African lifestyle and not just a replication of what is going on in Dubai or some other Western nation. So I would love for you to just continue to share with us. I know you have a long career in engineering, and one question that's on my mind is, at what point did you switch from the hard infrastructure of civil engineering and start to think more about community in a soft, the softer side of things that people need in their living environment? What caused that transformation? Well, thank you very much for this question. It's a great question. I started doing my
I started my company in 1999, so last century. And my company, in my company, we had a group of professional, you know, engineer, architect, surveyor, and we develop urban planning. So we did urban planning, and we've been doing this since that time. But you know, the world have evolved. A lot of things has changed. The technology has been a boom, and we find out that we need to change the way we plan. We should not think only about the physical planning, where to put the roads, where to put the houses, where to put the infrastructure, but we need to think how this infrastructure will impact people's life, because everything we do is for the people. So we need to have people first and then infrastructure after. So for us to do a good planning, we have to go first study the soft side of the society. And when we talk about civil engineering, we are society engineers. So we don't only, we do the hard infrastructure, but since it's to serve people, so we have to understand the economy, we have to understand people's behavior, we have to understand how people want to do the entertainment, how they want to be healthy, and we can, so that we can plan the city to promote this kind of activities. Also the culture, you know, how people want to promote their culture. So you have to create spaces in the city for that. So you need to understand the different different pillars of the society, what society does, you know, so we can prepare the city to promote the way we want these activities to be done. So it's very important to do this urban planning together with the soft the soft side of the society, because if we do it separately, we will not get the results for the sustainable development and the happiness of the people we want in our cities. So that's the concept we want to bring, and not the concept that people see smart city like those very high-rise building with all these futuristic things. But we have a quote that we use, that smart city is not about being big or being rich, is about being smart. So we need to be smart and identify our problems and be smart on finding solutions. And that's smart city we want to promote. Yes, I must commend you for making the transition from being strictly a civil engineer to now you are a social engineer. That is so much needed, because I travel a little bit around the continent, and I see so many projects that are being developed that are essentially just they just clone what is being done in the West from a physical standpoint, and they plant it in Africa, but there's very little consideration of the social services that have to support the community. And I'm really excited to be talking to somebody who has really taken that on the very front end. Can you share a little bit with us, just the overview of Smart City Cape Verde, so that I think the audience can have a richer sense of what you're doing, because it's really fantastic. Yes, so basically with this concept in place, what we try to do as a implementation, we try to do pilot projects where we implement and showcase these solutions. So we have our master project is to develop a small smart city pilot, like a prototype of smart city, where we're going to put inside this smart city, this prototype, different solutions to showcase the solutions for our problems. So before we do a smart city, we need to identify what the problems are. So we bring the solution for this problem. And we have different sectors where we deal with. We deal with agriculture. We know the
food security is an issue for most of us in Africa. So we studied this issue and we tried to bring the solution and then develop the pilot for the agriculture. Also, we have in Cape Verde a big issue with water system because we don't have rain, very little rain, and the water is produced with energy. So we spend a lot of money with energy producing water, but still we still have about 70% on our losses on our water system. So this is it's a huge problem. So we try to bring solution how we can solve this problem, reduce the loss, and how we can produce our water with the renewable energy instead of fossil fuel. So these are examples of issues that we deal with. We pick up a problem where it's affecting our lives in the city, and we do research. We then to identify to study the problem and then look for the right solution. We work with partners. We have partners with different universities in Cape Verde and other universities to work on research. We do capacity building because once we have the solution, we need to disseminate, to take this solution to the market, into the world. And we do capacity building and also the incubation, because once this solution is on the market, we have to incubate these entrepreneurs to bring these solutions to the market. So that's how we are working to implement this concept. Yes, it's interesting. I like the fact that you touched on the subject of partnerships. I'd love you to share with us the different partnerships that you've been able to forge, and also how difficult was it to forge those partnerships? Well, in the beginning, it was very difficult to convince people that Cape Verde is they first, when I tell them about smart city, I want to do smart city in Cape Verde, they say Cape Verde doesn't have money. Cape Verde, it's a small country. How do you want to do smart city? And I tell them that's the reason we want to be smart, because we don't have money, we don't have natural resources, so we need to be smart. Our human resources have to be smart so we can find the best solution. Because if someone is rich, they don't need to worry about getting right solution. They don't have a problem. They're rich. So we have a problem. So we need to be smart to solve our problem. So it was I had a hard time trying to convince some people with this vision, but I end up getting some partners, especially outside of the country, because people outside could see better what was the idea. So we have countries like Luxembourg. It's a very it's a good partner from Cape Verde, and we found there a technological partner who has some interesting solutions, a technological solution that can bring a lot of efficiency on the system, and they already had that experience. So we look for people who already have experience with solution that already is working, and we try to make partner with them to bring and showcase the solution here and adapt it to our own environment. So that's how we do. We have also a Singapore partner who also found interesting. He found interesting the way we are thinking on smart city, and they want to bring solution on education, on tourism, especially using artificial intelligence. And how you can, through the artificial intelligence, do a better analysis on the information and get the best then solutions, study for the best solution, because you need to understand very well the problems, so then you can study the solution for these problems. Fantastic. And we are still open to other partnerships. You know, we want to have other African partners as well, so we can work together and exchange. It's all about exchanging experiences and information, and together we can work to find better
solutions for our issues. Fantastic. One question that comes immediately to mind is that you are just at the point of launch with your project. Are there any specific challenges that you would like to maybe share that the audience can sort of listen to and provide you with support so that your journey can move faster? Yes, the main challenge from I think is our African challenge is the finance. You know, to find funds to implement projects. It's a challenge. Okay. But the idea is to implement projects step by step. So we want to start with agriculture because the place where we're going to do this smart city, we have a village close to us, which 90% of people of the family are farmers. So the idea is to integrate them into our project because, you know, we have to be inclusive and teach them how to do their farming in a smart way. That's the first project we want to launch within this smart city prototype. And we are now at the discussion with some partners for the finance for it. Fantastic. We certainly, I would love to come back to you and discuss many of these issues in much greater detail. And so now that we are connected through Tropics, I hope that we will have even more opportunities to engage. And hopefully, from my standpoint, if I make it to Cape Verde, I am really looking forward to meeting you and visiting your project. The Smart City Academy that you have is very impressive, and I would love to even see how something like that could be replicated in Nigeria. Yes, you are all welcome. You will enjoy Cape Verde. You'll see our project, and hopefully we can work together, you know, to promote this concept in the whole Africa. Yes, yes, yeah. Certainly something that is very timely. At this point, I think we may be running beyond the time limit. I'm just, we have 5 minutes. We have 5 minutes, yes. We have 5 minutes. Oh, we can keep talking. We can keep talking forever. I saw this. I saw it pop up. I thought it said 1 minute. The unique features of your particular community, are there any unique features that you would like to highlight for us so that we can at least retain that information? Yes, what I want to highlight is our focus is on people, you know, because city are people. If we take all the people from the city does not exist. So people that do that make the cities. So our focus is the people, have smart people, have people with the knowledge, so they can contribute to the smart city. Because if we can put the best technology, the best road, the best everything, but if the people don't use the technology, we still, you know, nothing happens. So we need to work with the people so they can do their contribution. So everyone has a role to play. You know, the population have the biggest role to play on this smart city concept, because they are the ones who have to be smart to make city smart. Like I said at the beginning, if we take people out of the city does not exist. So we are city, so we have to be smart for city to be smart. So our focus is on people, on training people, on capacity building, on knowledge transfer. That's why we end up creating this nonprofit organization, the Smart City Foundation, so we can work on that social aspect of the smart city concept and initiative. Yes, in terms of timing, how long do you sort of envision that it will take for you to implement this your prototype project? And when the prototype is done, what is the next level of smart cities in Cape Verde?
Well, this I think the smart city is ongoing. It's an ongoing activity. We plan to start this year with agriculture, and then we keep going with the different sectors to showcase this solution. But the idea is then to take it to other countries, to other municipalities, to whoever wants to use these solutions. We will be very happy to implement it in wherever places want to do it. The idea is to bring a new vision, a new way of cities for the whole, for Cape Verde and also for all Africa that I think we need. That's the future. Africa is the future, but we need to develop in the right direction if we want to take the most advantage of all the resources and everything that Africa, the culture, our identity. We need to be all smart to take the advantage of all the richness that we have in Africa, and that's our contribution. That's what we want to contribute for the continent. Yes, yes. Well, fantastic. It's been really great talking to you. I'm very excited about meeting you in October. This area of urbanization is an area that's very near and dear to my heart. Looks like the volume is... Hello? Yes. Hello? Yes, I can hear you. Okay, so somebody else just joined us, and I think that was what was causing the static. Well, I was just rounding up by saying that it's been really great to speak with you and learn from the exciting things that you're doing in Cape Verde. I personally look forward to coming to visit with you in October. And I must close by thanking Tropics for providing us with this very unique opportunity that allows professionals to connect all across the continent and beyond. It's a fantastic initiative, and we look forward to seeing more and more of this going on as we go forward. Thank you so very much for having us. Thank you. Thank you very much, yes. Yes. Okay. Yeah, on my side also, I want to thank you, the Tropic Groups, for all the opportunity to have us here. And I think together we go further. So we are here to work together for a new Africa, more sustainable, inclusive. Yeah, thank you very much for having us. Thank you, Lloyd. Thank you, Lloyd. Bye-bye. Hello, Mr. Lobe. Your microphone, please. Hello, Voilà. hello, Pamela. Yes, Comment can you vous hear allez? me? Yes. Oui, ça va très bien. Un peu désolé d'avoir raté le début de la conversation. Non, non, c'est maintenant que la conversation commence. Je vais juste en fait vous laisser la parole pour que vous puissiez développer votre thème. Oui, vous m'entendez? La communication est un peu interfédérale, des interférences. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous. Nous vous entendons très bien. Oui. J'étais en train de vous dire que je vous donne la parole pour que vous puissiez développer votre thème. Merci. Ah, d'accord, ok. Bien, je vais y aller. Écoutez, sans être très long, sur la thématique des smart cities en Afrique. En fait, j'ai envie d'intervenir sur deux points. Le premier point, c'est la tendance et les opportunités qu'il y a aujourd'hui d'investir dans cette industrie des smart cities. On se rend compte que dans de nombreux pays, aujourd'hui, les gouvernements font le choix de s'y engager. Ça peut être à travers la mise en place de zones économiques spéciales, mais également en
faisant le pari de l'innovation, le pari de la technologie, mais surtout le pari de l'ouverture à l'international, en faisant appel à des partenariats avec des grands groupes internationaux qui sont dans la technologie, comme Google, comme Microsoft, etc. Et quelques exemples sur lesquels on peut parler, c'est au Sénégal, avec Diamadio, mais il y a beaucoup de projets qui sont avancés, comme également au Ghana, comme au Kenya, et cette option, ce pari que nos gouvernements commencent à faire est quand même encore assez limité par l'apport, et c'est le deuxième point, financier. Comment mobiliser et attirer les acteurs financiers internationaux sur ces projets de Smart City. Et déjà en construisant des modèles qui soient bancables. Parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans l'idée de développer des Smart Cities, il y a beaucoup d'enthousiasme à s'engager dans l'innovation, mais très souvent, en termes de technicité, de projets accompagnés par des acteurs locaux, des entreprises locales, des acteurs également de la technologie, de la tech, qui soient suffisamment nombreux et dont la participation puisse être concrétisée, il n'est pas toujours évident d'en avoir, parce que c'est pas que des acteurs individuels qu'il faut, il faut des entreprises qui aient certaines expériences, qui aient une certaine pratique et qui aient déjà dans leur background des expériences concrètes, c'est-à-dire d'avoir réalisé des projets. Et c'est une des limites. La deuxième limite est qu'il faut un microsystème un environnement d'acteurs qui soient, des ingénieurs, de l'ingénierie, qui soient dans la recherche, qui soient dans la mise en place de projets concrets. Et j'ai parlé de cette ouverture à l'international qui fasse aussi que les projets soient attractifs pour des partenaires comme ces grandes multinationales. Et l'environnement des affaires doit y contribuer. Un pays comme le Rwanda a réussi à attirer, à faire signer des accords intéressants, mais on n'a pas encore pu voir de manière concrète ce que les projets de Smart City sur place ont donné. L'exemple que moi je connais, l'exemple que j'ai vu démarrer, j'ai vu construire et que nous pouvons aujourd'hui dire qu'il est en train de prendre véritablement corps, en tout cas, pour ce que moi je connais en Afrique francophone, c'est celui du Sénégal, qui a réussi, qui a cheminé parce que c'est un projet qui a bénéficié d'une volonté politique claire du gouvernement et qui a été accompagné de bout en bout par l'État, et l'État, le gouvernement sénégalais a réussi à convaincre et attirer ces acteurs internationaux, mais surtout localement, il a pu se créer un écosystème d'acteurs nationaux, d'acteurs sénégalais qui non seulement ont fait le pari de l'innovation, mais aussi tout simplement sont engagés, des entreprises de construction, des entreprises de travaux publics, des entreprises qui se sont positionnées pour prendre des parts de marché, en tout cas concourir pour avoir des projets, pour avoir des contrats qui leur permettent d'être partie prenante
de la zone. Et puis, ça, la séquence aussi, les séquences, je veux dire, dans le temps, dans le déploiement du projet dans le temps, a été menée de manière également, je pense, de manière assez cohérente. Et ensuite, il y a eu une intégration du projet de Diamniadio avec d'autres projets d'infrastructures tels que l'aéroport Blaise Senghor, tels que l'autoroute qui relie l'aéroport à la ville de Dakar, qui ont construit, pour moi, une logique et une cohérence d'ensemble sur le projet. Maintenant, sur le plan du financement, je pense que aujourd'hui, je ne vais pas être beaucoup plus long que cela, beaucoup d'institutions financières, y compris les partenaires du développement, comme on les appelle, donc qui apportent des financements classiques, mais aussi de plus en plus de fonds, de fonds de développement, de fonds d'investissement, mais également, pardon, mais également des fonds qui viennent d'institutions qui apportent, eux, un type de financement un peu plus nouveau, comme par exemple les fonds nordiques, les fonds quelquefois américains, et qui sont à la recherche de projets de ce type d'innovation. Moi, par exemple, je suis depuis quelques mois dans le conseil d'administration d'un fonds américain qui est juif américain, donc le groupe Joseph Sassoon Group, qui est très intéressé. C'est un groupe qui n'est pas présent en Afrique, qui n'a pas eu d'activité en Afrique depuis très, très longtemps, mais qui est à la recherche de projets de ce type. Je sais également que dans les pays nordiques, une institution comme le Nordic Global Nordic Investment Foundation est une des institutions parmi plein d'autres qui sont à la recherche de projets pour des villes nouvelles, pour des smart cities. Donc, à mon sens, je n'ai pas de chiffres, je ne vais pas donner de chiffres là tout de suite, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une tendance forte et il y a une volonté, des États dans de plus en plus de pays de s'engager. Deux, il y a une volonté des acteurs financiers, des partenaires financiers, des bailleurs de fonds à s'engager dans ce type de projet. Et troisièmement, je dirais, il y a des partenaires qui sont donc des grandes multinationales, les GAFA, comme on les appelle aux États-Unis, par exemple, qui sont ouverts et qui ont déjà montré, comme des Google, comme Microsoft, comme Amazon et autres, qui sont prêts à s'engager en Afrique pour participer à ce développement des smart cities. Voilà ce que je peux en quelques mots dire pour développer une discussion autour de cette question des smart cities en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Lobé. C'était vraiment un exposé que nous avons eu du plaisir à écouter parce qu'on s'est vraiment rendu compte de la profondeur et de la maîtrise que vous aviez justement au niveau de ce sujet. Avant de vous laisser partir, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que les villes africaines d'ici, je ne sais pas, 5, 10 ans, vont être en fait au top de leur plein potentiel? Bon, je pense que je pourrais dire oui, mais il y a pas mal de conditions qu'il faut remplir. J'ai dit à la volonté politique, il faut donc volonté politique, mais qu'elle soit affirmée et de manière concrète, c'est-à-dire que les États aient des plans très précis, avec des plans où sur le plan financier, ils travaillent à les rendre réalisables, mais surtout, le plan financier, à savoir attirer les fonds, à savoir rassurer les investisseurs. Bon, il y a également, dans certains pays, mais je pense que c'est assez général, il y a un problème sérieux de foncier. La question foncière sur ce genre de problème, la question des villes nouvelles est importante parce que souvent,
les zones qui sont intéressantes sont des zones qui peuvent être dans les périphéries des villes, des grandes villes. Et on cherche la proximité souvent aussi avec les zones portuaires, l'accès à la mer. Et donc, ça peut créer des problèmes pour trouver le foncier parce que souvent, il y a des populations qui sont installées dans ces zones, souvent même de manière informelle et spontanée. Donc, il faut régler le problème foncier. Il faut régler le problème foncier. Et le dernier point, c'est bien sûr avoir une vraie diplomatie économique. La diplomatie économique, c'est-à-dire savoir attirer des partenaires. Il y en a beaucoup. Mais il faut savoir les rassurer, les convaincre et surtout que les législations locales et les pratiques de l'administration, que la bureaucratie ne soit pas un obstacle, que la corruption non plus ne soit pas un obstacle. D'accord. Je vais vous poser cette question et elle est de la part de toute l'équipe de Tropics. Du 10 au 15 octobre 2022, nous organisons le Tropics Business Summit à Praia. C'est pour nous l'occasion justement de vous demander si vous serez des nôtres parce que nous avons énormément de projets de Smart Cities à vous proposer. Et donc, nous aimerions vraiment avoir cette connexion avec votre entreprise, avec votre groupe. Nous voulons vraiment cette synergie parce que nous savons qu'ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Alors, d'où ma question, est-ce que vous serez des nôtres? Comme c'est une invitation, évidemment, je ne peux pas dire non, je vais dire oui, mais je vais la programmer à l'avance. C'est encore mieux, justement, d'être informé dès maintenant pour octobre. Je vais évidemment passer l'information à notre board et je pense qu'on sera représenté par moi et peut-être par quelqu'un, un autre collègue du groupe. Mais c'est moi en tout cas, je voudrais féliciter et remercier Tropic pour cette initiative qui est absolument excellente et qui est dans un contexte où aujourd'hui on a besoin plus que jamais d'être informé de toutes les opportunités qu'il y a sur le continent dans le secteur économique et dans le secteur des investissements. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera avec plaisir que nous allons travailler avec vous. Ce sera avec plaisir que nous allons vous recevoir comme sponsor, partenaire et qu'ensemble, nous allons justement amener ces projets-là à aboutissement. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment, Pamela. Et merci à toute l'équipe de Tropic et de African Doers Business. Merci infiniment. Ok, à très bientôt. Oui. Alors, nous allons continuer justement dans la même lancée et donc dans une minute, nous allons recevoir une dame qui a un parcours impressionnant, un parcours édifiant. Elle est là. Bonjour, Madame Cécile. Bonjour, Pamela. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau des African Doers. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que vous pouvez vous présenter à ce public qui nous suit? Alors, bonjour tout le monde. Merci Tropics Magazine pour cette opportunité que vous m'offrez de participer à ces African Doers. C'est un vrai plaisir. Donc, moi, je suis Cécile Kakane, franco-sénégalaise, fondatrice de la société de droit français Lab ISEP, qui est un laboratoire d'innovation sociale et environnementale. Et donc, moi, dans cette organisation, j'accompagne des organisations et des gouvernements africains et pas que, dans tout ce qui va être, en fait, énergie verte, transition énergétique, mais aussi, je place mes activités au cœur des courants sociétaux émergents. Donc, je m'intéresse à beaucoup de questions. Je suis passionnée d'innovation et de nouvelles technologies. Mais moi, comme je dis, il faut que ces nouvelles technologies puissent être au service d'un développement durable, d'un développement humain. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis consultante en RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, mais aussi, voilà. Donc,
Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vous célébrer, pour célébrer justement le parcours de cette femme intelligente, merveilleuse, battante et travailleuse que vous êtes. J'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous a motivé justement à embrasser ces secteurs-là? Alors, en fait, moi, l'architecture, je ne suis pas architecte. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste inscrire des corps de métier pour faire les choses comme elles doivent se faire. En fait, je pense qu'on a besoin de compétences diverses. Moi, là où j'interviens, en fait, c'est dans tout ce qui va être conseil en ODD 11, donc ville et communauté durable. Et quand on parle de ville durable ou de communauté durable, on a de l'architecture, mais on a aussi, en fait, toutes ces questions qui permettent, en fait, de travailler dans une intelligence collective pour pouvoir justement être sur des questions de smart city, de friendly city aussi, sensitive city aussi, et de pouvoir justement comprendre, en fait, par rapport à ce qui se fait ailleurs, nous, aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin en Afrique et qu'est-ce qui va faire que nous allons être sur une stratégie gagnante de pouvoir faire de nos villes africaines des endroits agréables à vivre pour toutes les populations, que l'on soit sur des quartiers favorisés et des quartiers qui le seront moins, par exemple. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des smart cities. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en langage facile, hein, pas en langage pro, pour que tous ceux qui ne sont pas du domaine puissent comprendre de quoi il s'agit? Alors, en fait, la Smart City, et il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs doctrines, mais ce que je peux en dire, c'est que c'est une ville intelligente, en fait, et qui tire le meilleur parti des technologies de l'information et de la communication, justement, pour améliorer tout ce qui va être mobilité urbaine, tout ce qui va être gestion des déchets, mais aussi gestion des actifs économiques, justement, pour aller sur du développement inclusif et que finalement la ville puisse être agréable pour, encore une fois, pour tous les habitants et qu'il n'y ait pas des quartiers qui soient laissés en fait, voilà, qui soient des oubliés, j'ai envie de dire. Super. Moi, avant qu'on ne parle justement de ces smart cities-là, j'ai envie de vous demander quelles sont les 3 caractéristiques que vous retrouvez aujourd'hui chez les villes africaines, dans les grandes villes africaines. Les Africains aujourd'hui, malheureusement, et ça, je pense que ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose sur lequel on peut encore travailler pour avoir des résultats probants, c'est que les villes africaines aujourd'hui, moi, le problème que je vois, c'est des problèmes d'encombrement. C'est des villes qui sont encombrées et qui n'ont pas suivi, en fait, le boom démographique. Le boom démographique dû aussi par beaucoup de facteurs, comme l'exode rural. On sait que c'est des villes qui sont des poumons économiques et finalement qui attirent beaucoup de populations du monde rural qui vont migrer vers la ville. Et ça fait que c'est des villes qui sont encombrées. Donc, quand on dit encombrement, ça va être des problèmes de mobilité urbaine. On perd beaucoup trop de temps dans nos villes du cause des embouteillages, mais aussi à la gestion des déchets. Voilà, ça aussi, c'est pas fait de façon optimale. Et aussi, on va avoir aussi tout ce qui va être l'habitat. Donc, l'habitat, pouvoir loger tout le monde de façon décente. Et on se rend compte, on est encore dans beaucoup de villes avec de l'habitat spontané, par exemple, des bidonvilles qui sont juste en jonction de quartiers d'affaires ou de quartiers, des quartiers d'habitation. Et ça, malheureusement, c'est un problème qu'on a dans beaucoup de villes africaines. Et donc, voilà. Et puis, la gestion des déchets aussi, qui sont source de pollution, mais source aussi en tout cas des problèmes de santé publique que l'on voit de plus en plus et cela va aussi avec la pollution, par exemple. D'accord. Et quand on va creuser un peu plus, quelles sont les solutions que vous pensez qu'on peut proposer aujourd'hui déjà à la population? On va d'abord parler de la population avant d'aller toucher justement les décideurs. Quels conseils pouvez-vous donner en fait à la population africaine aujourd'hui? Alors, moi qui suis une pionnière de l'environnement, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller vers de l'éco-citoyenneté. D'accord. Et ça donne quoi? Ça donne des populations engagées, des populations qui ont conscience aussi qu'elles ont un rôle à jouer dans la gestion de la ville
durable africaine, ça passe par comment? C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, chacun pourrait être acteur de ce changement-là en adoptant des comportements donc éco-citoyens vertueux qui permettraient justement de faire attention. Il est facile quand on ne salit pas, on n'a pas besoin de nettoyer. On se rend compte aujourd'hui, nos villes sont devenues des dépotoirs où chacun pense que une fois que tu as géré ton cas de chez toi, le reste, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, malheureusement, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très problématique, en tout cas aujourd'hui, et que si chacun y met du sien pour se dire, OK, on est dans une communauté de destin et que je dois aussi, dans mes actions de tous les jours, faire quand même attention, pas être aussi un facteur de pollution supplémentaire, déjà qu'il y en a pas mal. Mais cela aussi va de pair avec de l'aménagement aussi, parce qu'on a beau dire aux populations ne salissez pas, si elles n'ont pas à disposition des poubelles, si elles ne sont pas accompagnées dans cette démarche par de l'information, par de la sensibilisation et par de la conscientisation, on sera toujours dans un éternel recommencement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel aussi on peut commencer à travailler pour faire changer les consciences des populations pour qu'elles puissent se rendre compte qu'elles sont pleinement acteurs ou actrices de ce changement-là. D'accord. Alors, nous avons une intervention dans le public. Il y a Mireille MOUÉLLÉ qui dit « Nous devons penser aux smart infrastructures et administration. Cela s'intègre à l'environnement urbain, à la facilitation de gestion et usage public. » Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Et c'est pour ça, oui, justement, on va parler de personnes, mais on va parler aussi de collectivités, on va parler aussi de gouvernement, parce que c'est des choses qui doivent être faites de façon concomitante. Comme je dis, si les populations, elles ont conscience qu'elles agissent, c'est bien, mais derrière, il faut mettre aussi toute cette partie infrastructure qui dépend des autorités, qu'elles soient gouvernementales, locales ou administratives, qui permettraient d'aller justement sur de la connexion de toutes ces parties prenantes pour arriver à quelque chose de bien pensé et encore une fois qu'on puisse être sur l'ensemble d'une chaîne de valeur et pas qu'on ne soit pas juste sur des démarches en silo qui justement, elles ne permettent pas de s'intégrer dans un ensemble cohérent. Donc, c'est un vaste chantier, mais comme je dis, ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose d'autant plus qu'on se rend compte que selon les statistiques onusiennes, on sait que dans 20 ans, on va encore doubler la population africaine. Donc, c'est important aujourd'hui de se tenir prêt. Et ce n'est pas dans 20 ans qu'on va le faire, c'est maintenant qu'on doit commencer à se dire ce boom démographique de la ville africaine, comment on la gère, au niveau de l'habitat, au niveau de la gestion des déchets, mais aussi au niveau de l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et l'accès à toutes ces choses qui vont faire en tout cas que les villes africaines de demain deviendront inclusives, durables et encore une fois agréables à vivre pour toutes les populations. Il ne faut pas qu'il y ait des laissés pour compte. Il ne faut pas juste qu'on se concentre sur les beaux quartiers et qu'on se dise, OK, les bidonvilles, ce sera après. C'est quelque chose qu'on peut faire de façon conjointe et on gagnerait vraiment à le faire. Merci beaucoup, Cécile. Je pense que nous avons passé un moment très agréable et que nous avons eu le temps d'explorer. Avant de vous laisser partir, j'aimerais juste vous dire que comme nous organisons le Tropics Business Summit du 10 au 15 octobre à Praia, que nous serons ravis justement de vous avoir avec nous, de vous avoir des nôtres, parce que justement, l'Afrique a besoin de tous ses enfants pour montrer son plein potentiel. Est-ce que vous serez des nôtres? Je le programme. Je sais que dans les mêmes dates, j'ai une conférence sur Montréal, mais je ferai tout pour. J'espère que ce n'est pas les mêmes dates, mais ça se joue à une semaine près, mais ce sera avec grand plaisir. Voilà. Et je voudrais juste, si vous m'accordez encore une minute, oui, je ne déborde pas plus que ça. Là, on le dit en fait, mais moi, je sais que moi, je milite pour des villes à taille humaine. Et ces villes à taille humaine-là, ce n'est pas des villes comme Dakar, ce n'est pas des villes comme Abidjan, ce n'est pas des villes comme Lagos. C'est de pouvoir développer des villes secondaires africaines qui puissent justement contrecarrer l'exode rural, parce que ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et tant qu'on va laisser nos petites villes dépourvues de tout, on ne pourra pas y maintenir les populations. Donc, faire le pari de développement de zones d'activité dans des petites villes
permettrait déjà de désengorger nos villes et de pouvoir justement bâtir des grandes villes, de grandes capitales comme on les aime, mais aussi d'avoir des petites villes où les populations auraient plaisir à rester parce qu'elles savent qu'elles peuvent s'y épanouir déjà, mais aussi trouver du travail, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre en fait. Les gens, quand ils n'ont pas de travail, bah, ils vont dans les villes où ils pensent qu'ils vont trouver du travail. Et ça vient rajouter un problème supplémentaire sur d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément et je sais que tous ceux qui nous ont suivis sont très très ravis d'avoir justement ces éléments de réponse-là. Merci encore une fois, Madame Cécile. On va se dire à très vite. Ok, à très vite. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Hello, Lee. Hello, everybody. Welcome. Thank you so much. Thank you. So I'm going to let you do your expose. Okay, so my name, yes, I am Lee Chisale, the founder of Bellafrique. Bellafrique, it is one of the company which is under Chisale Investment. So basically what we do, we are into wellness and beauty and wellness. I started being doing accounting and entrepreneur. I'm an entrepreneur as well. So I would like to talk a little bit about my experience, because I think that is what people want to see because it's real. So the wellness industry has completely changed, and in Africa, and the experience is that there's a lot which is happening in the industry, and we can see how the beauty and the wellness are coming together, and what is it happening, and what are the opportunity for our youth, because as I'm living in Malawi, and it is a very small country where the industry was not as known, and the consideration of beauty was something that people were like, oh, but it's for people who, if you decide to be into that industry, it is for people who didn't go to school. So this is something, the narrative that we really want to change here in Malawi and in Africa, because when you look at the industry of beauty and wellness, it is a multi-billion-dollar industry. And it's not only about the money, it's also about how people perceive now the beauty, and how Africa can develop with the beauty industry, and what are the consequences into what do you get out of it. So it is really, really vast, and we want to encourage the youth to say that, if beauty, it is your passion, is not because you felt anything. It's just because you have a passion, and we can be passionate about anything, and anything is valuable. So we at Bellafrique, we have an holistic way of looking at things, in starting with everything you can see in terms of wellness, from cosmetic to really specific treatment, which we call a medical spa. So, and it involves a lot of things. And today we can see how the industry of natural products, for example, in Africa is booming. We can talk about shea butter, we can talk about aloe vera, we can talk about so many products that now we start rediscovering in Africa, that these are the essential of what has made us, our skin look the way it is, and so on. So, and revalue also our own culture, our identity, and what we are going to put in out there and say, this is what is working. So my experience is just to say that, the industry, it is an industry which is incorporating a lot of things. It's incorporating, you can have tourism into the beauty and wellness industry. So you can have salon, you can have makeup, you can have toiletry, it's vast. It's so vast that, there's space for everybody. And everybody today, when they wake up in the morning, they want to look good, they want to smell nice, they want, so all this is part of wellness and well-being. And I would like to finish by saying that we decided to incorporate mental health, because it's a part of how you look at yourself when you go out, and how other people are perceiving you. So we decided to do all this at Bellafrique.
and also to say that, this industry, it's very, very big. And we can do so much. And I'm encouraging the young people out there to really get to understand that it is the parents, not really the young people, because at the end of the day, the parents are the people say, but don't go and do the hair, don't go and do this, don't go into that industry, because we want you to be an accountant, we want you to be a doctor. Yet we are all having a participation, we are all having an input into the society, and and do what we are passionate about. So this is what I wanted to say. So to finish with what I wanted what is out there, I like the fact that we are also seeing this industry as a multi, it is so vast. The industry, it is really, really vast. So you can have in a very holistic way, pharmaceutical can get into the wellness and beauty industry. You have all kind of stakeholders who can come in. The tourism, for example. So people can work when you are working as a receptionist, when you are working, as a somatologist. So there's all that which is there, and it involves a lot of study sometimes, a lot of study most of the time. And also we want to give to tell the youth, to tell the parents out there that allow your child to study beauty therapy. And what we have done as well is to bring them what we do. We have a school, because education is very important, and it's very important to show them that with that you can have a bigger business, you can diversify in so many sectors. So I think that the beauty industry and the wellness industry, it is, it works hand in hand. You cannot say, I'm just only doing beauty, but also you are part of the wellness industry. What else? I want also to mention that we have to have that perception that when you look at different sectors of the industry, you have the makeup. You can be becoming a makeup artist, for example. Or today we can see on social media how everybody wants to do makeup. Everyone wants to learn how to do makeup. You can see as well that personal care and toiletry, that you can get involved in developing the industry. That's why I'm saying it is so vast. Fragment, today we are only seeing that, most of our fragment are from, Europe and for all the big brands. Yet we can also have develop our own fragment. We can also develop that industry, because the market is vast. Soap making, for example, all these are the part of the wellness. We are using our natural product to we are rediscovering our own natural product, and also we are giving we are allowing that sector of the agriculture to say, okay, there is this opportunity for you, for example, to cultivate aloe vera, to cultivate all these products that shea butter, for example, how all this can bring it can develop the industry. So we have all this happening in our in the industry of wellness and beauty. The hair industry, for example, we want to promote our natural hair. Our natural hair need that specific care. So we have all these products that we can you can brand your own product. You can bring in, something which is so different. We have to emphasize of, taking pride in ourselves, taking pride in who we are. Our African skin, our dark skin. How to make that skin, look so good, and then be proud of it. So we have a school, and the school is aimed to teach young people to start to rediscovering themselves, and to understand that for them to be able to reach their destiny, they have to
to know who they are and where they are coming from and where they want to go. So in our school, we do a lot of personal development, because if you don't know yourself, if you don't know where you are coming from, if you don't value yourself, it's very difficult for you to do anything else. So we emphasize a lot in personal development, because I strongly believe that, it starts from there. We all have parents who say that, okay, when you are doing, you want to start braiding hair, for example, and they say, but hair is not, something that will bring you money. So what we do, we decide to take those in the school, we teach them, and we say, work with us. And then when you develop that skill, when you feel like you are ready, then you fly, and then you go elsewhere and then do something. So we are into that dynamic of saying that, that industry is a big industry. The industry of course, cosmetic is such a huge industry, and the industry of beauty, it is so vast. You have barbers who are so exceptional that, you have that people just want to go to that barber. When you wake up in the morning, I know the lady who are listening to me, they have their specific hairdressers. They want that specific hairdresser. Why? Because they are emphasizing, they are enhancing what they have. They know them. So you have that relationship that you build with people, and that is wellness and well-being. When you have your specific hairdresser, you have your skin girl who is there to tell you this is what you have to do, and so on, who are there to listen also to your concern. And all this is part of wellness. So the industry is not only saying that, because we intend to really minimize the fact of, having your feet clean, having your hands done, and it goes beyond that, because when you are putting a smile on somebody's face, you are giving them life. That's what I always say to everybody. So there's customer service when we are into the wellness and beauty industry. So we are saying it's so vast. There's a lot to learn. There's a lot to do about it. And we are taking the beauty industry in such an holistic way. So you incorporate massage, you incorporate skin issues, because also in Africa we have, we start discovering that how do we take pride of our skin? How do we love our skin? What do we do for our skin? So that is another part. So it's quite really big, and I think that, there's a great opportunity. Today, the bigger market is the market of South Africa. It's a bigger market, huge market, and secondly comes Nigeria, and then you have to Kenya. So we are encouraging the other part of Africa we should work together and see how best we can exchange knowledge, exchange dynamics, so we can have that synergy in working together and exchanging knowledge, because the knowledge is important, so we can develop all these sectors of the wellness and the beauty industry. Okay, thank you very much, Lee. This is such a good speech, and we are so happy to have you here today. Usually I speak French, so I'm just trying my English on you. On peut parler en français, ça va, j'espère qu'on y va. Parce que là, ça me soulage. Non, ça va très bien. Allons-y. D'accord. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est quel point vous faites aujourd'hui quand il s'agit de la cosmétique en Afrique? Quel est le constat que vous faites? Le constat que je fais, c'est que quand même, on revient à nos origines. On se rend compte, par exemple, que les produits qui étaient utilisés dans la cosmétique à l'étranger, qui n'étaient pas et mieux vulgarisés, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, le mieux connu, c'est le shea butter. Le shea butter, c'était un produit, il y a de cela 10, 15 ans, 20 ans, on ne savait pas très bien que, le shea butter, il venait d'Afrique. Mais maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un des produits phares qui est dans presque tous les produits qu'on utilise. Et je pense qu'il y a une renaissance, on redécouvre tous ces produits. L'aloe vera, par exemple. Donc, tous nos produits naturels aujourd'hui, je pense qu'ils sont mis
au devant de la scène pour dire que voilà nos richesses et voilà ce qu'on peut faire avec nos produits et qu'on doit se le réapproprier et de refaire des choses et donner à cette jeunesse-là qui, je pense qu'on a beaucoup de scientifiques, de jeunes scientifiques, de jeunes cosmétologues, des chercheurs, et pour développer nos propres produits. Et je pense que c'est dans la bonne voie parce que vraiment, on a vu un boom. Quand on parle, par exemple, du savon noir, moi, je me rappelle, par exemple, ma grand-mère se brossait les dents avec comment on appelle ça, charcoal. Elle prenait le charbon et puis elle se brossait, c'était tout blanc. Et on se disait, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont remises en exergue parce que je vois, on vend du charbon, par exemple, c'est vendu à des prix. Donc, ce sont des choses, je vois que les choses sont en train vraiment de s'améliorer, de changer, mais donc on a besoin de toutes les synergies, de toutes les dynamiques pour se dire, voilà, il y a ça, et comment est-ce qu'on peut échanger et faire de belles choses. Voilà. Super. Alors, Lee, avant qu'on ne reçoive Nathalie qui vient de nous rejoindre, j'ai une question à vous lire. On dit, what do you think is the trademark of the Afro-cosmetic industry? Okay, what is the trademark of the Afro-cosmetic industry? It's a very vast question, but I think the trademark, which when she said trademark, is she talking about quand elle parle de trademark, ça veut dire le branding and the value chain. Moi, je pense que c'est la femme, c'est l'Afrique dans toute sa diversité qui doit être le trademark. Moi, je pense que parce que là, elle dit, are we focused enough on transformation and the value chain? C'est pour ça que elle me demande, bon, si est-ce qu'on est focalisé. I think we have to, that's why I'm saying that we have to have all the synergy together and then start discovering everybody and put them together and say, this is what we can do. Parce qu'aujourd'hui, les groupes sont très fermés. Donc, on doit essayer un peu de redynamiser ça parce que I say that, okay, people from... moi, je suis, par exemple, dans un petit pays qu'on appelle le Malawi, mais il y a la Zambie, il y a le Mozambique et tout ça. Il faut essayer de voir un petit peu comment est-ce que remettre toutes ces synergies ensemble et de dire que qu'est-ce que vous avez là, qu'est-ce qu'on peut échanger ensemble. So, I think that it is a bit, everywhere somehow, but we just have to come together and then put all these ideas et prendre toutes ces idées et le mettre ensemble et dire comment est-ce que avoir une plateforme, par exemple, où tout le monde peut, comment est-ce qu'on peut communiquer et faire des échanges sur ce qu'on connaît et ce qu'il y a chez les autres que les autres n'ont pas, est-ce que les autres ne connaissent pas et comment travailler ensemble. Donc, c'est beaucoup de, c'est un long chemin, mais on y est. Je m'excuse parce que c'est entre les deux coupés en français et en anglais, mais voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur le trademark et sur la synergie de travailler ensemble dans cette industrie du bien-être et de la beauté et comment est-ce que se réapproprier un petit peu les concepts qu'on connaît et de faire de telle sorte que tous ensemble, on puisse avoir cet élan-là qui disent que nos produits, on peut en faire des grandes marques. Désolée, j'ai eu un souci technique dû à la connexion Internet. Alors, Nathalie, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du secteur de la cosmétique en Afrique? Oui, bonjour. J'ai eu un peu de mal pour me connecter. Hein. Merci. Hein. Merci pour la question, Pamela. Le secteur de la beauté est en plein essor. Donc, en fait, il y a un rapport d'ailleurs qui est sorti. Le rapport, c'est Talma qui s'y est intéressé et qui a montré toutes les particularités du secteur et toutes les opportunités qu'il y a ici en Afrique. Et en fait, comment dirais-je, depuis l'Égypte antique, la beauté, c'est quelque chose de très, très particulier ici chez nous, ici en Afrique. Et en fait, nous avons beaucoup d'opportunités à saisir. Beaucoup d'opportunités. D'accord. Alors, lorsque nous disons que nous avons beaucoup d'opportunités à saisir, est-ce que ça veut dire que pour le moment, les gens n'ont pas encore conscience du potentiel?
Oui, tout à fait. Parce que quand on voit le niveau des importations encore dans ce secteur, alors que nous avons toute cette matière première à notre portée qui est exportée dans le monde entier, mais nous importons encore beaucoup de produits cosmétiques et la fabrication locale est vraiment très, très minime. En tout cas, je parle en ce qui concerne l'Afrique francophone. La fabrication locale est minime par rapport aux importations. Ça veut dire que nous ne saisissons pas encore l'importance de ce secteur et que nous ne comprenons pas à quel point nous pouvons être acteurs, en fait. Alors, lorsqu'on parle du fait que, pour le moment, la production, c'est-à-dire les productions locales, les productions ne sont pas encore développées, est-ce que ce n'est pas par manque de formation? Ça peut être par manque de formation, effectivement, mais je pense que on ne doit pas toujours rester assis, les bras croisés à attendre. Aujourd'hui, avec Internet, on peut se former. On peut se former, peut-être pas à un... c'est-à-dire qu'en ce qui concerne, déjà en Afrique, pour moi, nous devrions faire des produits les plus naturels possibles parce que nous avons la matière première juste à côté. Donc, ce qui fait que... ayant cette matière première juste à côté, nous devrions être les premiers à saisir cette opportunité et de nous former en ligne. Il y a beaucoup de formations en ligne. On n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Europe. On peut être ici au Cameroun et se former dans la cosmétique. Alors, si justement on a cette possibilité-là de se former, à votre avis, qu'est-ce qui manque? Parce qu'on a les matières premières, on a la possibilité de se former. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, on n'est pas en train de prendre le pas sur une réelle formation pour des réels dosages? Je pense que déjà, vous savez, beaucoup de jeunes ici, ils veulent partir. Ils veulent partir. Donc, en fait, ce qui les intéresse beaucoup parmi les jeunes là, il y en a beaucoup qui ils veulent pas rester ici. Donc, en fait, dans leur projet de carrière, entre guillemets, c'est de partir à l'étranger. Comment est-ce qu'ils vont avoir envie de se former déjà? Déjà que Internet, nous n'avons pas la même... c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à Internet comme dans d'autres pays, comme dans des pays en Europe ou en Amérique du Nord. Déjà, nous avons déjà un peu cette barrière-là. La seconde barrière, c'est que déjà, les jeunes ne veulent pas rester sur place. Ils rêvent tous de partir. Donc, ils n'ont pas envie de se former. Beaucoup ne veulent pas se former. Alors, il y a une réaction... Voilà, il y a une réaction à l'écran qui dit justement exactement, on a l'impression que c'est un marché de niche très fermé, alors qu'il y a tellement de potentiel à développer, de métiers et de synergies. Ce qui m'amène justement à rebondir sur l'intervention de HSO. Voilà, elle dit, mais ne faut-il pas commencer par travailler sur les mentalités et les codes de beauté? Si les femmes africaines ne sont pas conscientes de leur capital beauté et de leur valeur des produits locaux, je vais défiler en fait pour continuer. Moi, je pense que, HISO a complètement raison. Il faut d'abord passer par la case éducation. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut proposer comme style d'éducation? Willy? Oui, je voulais juste dire que c'est pour ça qu'on parle, quand on a nos étudiants, je voudrais ajouter dans l'école dans laquelle on est en train de former, on parle du développement personnel. Parce que quand déjà quelqu'un vient apprendre le métier, par exemple, de thérapeute, il a déjà ses préjugés. Il revient d'un environnement là où on lui a dit certaines choses. Donc, on essaye d'abord de reformer the mind, l'esprit, pour leur dire que ben voilà, vous venez, voilà ce qu'il faut faire, et il faut être content de votre peau noire, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez en vous d'abord, vous aimez d'abord. Donc on prend beaucoup de temps pour ça, et je pense que ça c'est très très important. La mentalité des gens qui viennent apprendre est très très important, parce que quand ils rentrent chez eux et ils sentent le dynamisme, l'enthousiasme, et ils commencent à réaliser que
ben, finalement, ma peau noire, elle est pas aussi mauvaise que ça, elle n'est pas aussi moche que ça, mes cheveux et tout ça. Pourquoi je dois défriser? Et il faut expliquer un petit peu, on fait beaucoup de travail d'éducation, par exemple, sur le cheveu africain et tout ça, parce que les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les effets du produit relaxant sur les cheveux, ils ne connaissent pas tout ça. Donc, il faut une rééducation et en parler à chaque client, par exemple, quand ils viennent, et leur expliquer le pourquoi du comment et les effets secondaires de tous ces produits qu'on utilise sur le cheveu, par exemple, et sur la peau, etc. Donc, c'est un travail, beaucoup de travail d'éducation qu'il faut, par exemple, faire dans les écoles, par exemple, et ça commence des fois à la maison. Et c'est les stéréotypes qu'on a à la télévision. On voit et toutes les publicités que toutes les femmes doivent être claires, doivent avoir les cheveux. Quand on regarde, par exemple, moi, je vous dis, j'ai mis une perruque, mais cette perruque, elle est faite, c'est du cheveu africain, on l'a tressée. Donc, il faut se dire qu'on n'a pas toujours besoin du cheveu lisse. Alors, essayons de redynamiser ça, essayons de revendre ça. Par exemple, on n'a pas besoin de tirer ses cheveux tout le temps. Mais on peut mettre une perruque africaine et être belle et être exceptionnelle. Donc, c'est la revalorisation de ce qu'on est et de ce qu'on veut montrer au monde. C'est aussi à nous de le faire en tant que propriétaire, par exemple, de spa, de choses comme ça, de se dire, ben, on s'affirme, on se dit qu'on est africaine, on revalorise tous les produits africains et on le met là. Et le vulgariser le fait que, bon, par exemple, comme madame avait dit, faire du savon, par exemple, avec du beurre, beurre de karité, par exemple, qui se trouve à côté. Comment est-ce qu'on le fait? Aller dans des petites structures et expliquer aux gens que ça marche et ça, c'est bon pour votre peau. Merci. Alors, on va prendre encore des interventions parce que c'est un sujet qui passionne vraiment. Il y a toujours Achaïzo qui dit « Beaucoup de nos sœurs et cousines préfèrent qu'on leur envoie des crèmes industrielles alors qu'en diaspora, on leur demande le karité, le coco, le cacao qui coûte super cher ici. » Et il y a Leila Blagabones qui dit exactement « En Afrique, nous avons la matière première et en matière de cosmétiques. » Il y a aussi... Fils du premier monde qui dit « J'aimerais que les queens expliquent ce que veut dire cosmétique, car beaucoup aujourd'hui confondent et utilisent des médicaments qui affectent notre mélanine. » Alors, moi, je vais demander à Nathalie, quand on dit cosmétique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça englobe pour que les gens puissent comprendre? Oui, en fait, un produit cosmétique, c'est un produit qui s'utilise sur les parties superficielles de la peau, enfin, pas superficielles, les parties, comment dirais-je, oui, les parties du dessus de la peau. Donc, ce sont certainement pas des médicaments, ce n'est pas des médicaments. Et même, oui, en fait, c'est fait pour embellir. En général, c'est fait pour embellir, pour nettoyer, pour... Malheureusement, les crèmes éclaircissantes font partie des cosmétiques aussi. Voilà. D'accord. Alors, on a une autre intervention. La fabrication locale est minime, mais elle existe. Et ça, c'est en fait l'intervention de Cute Bamboo qui dit la fabrication locale est minime, mais elle existe et n'est pas du tout soutenue. Prenez Charismatique du Mali ou Golden Oil du Ghana, par exemple. Excellent en recherche et en texture, mais invisible. Ce qui m'amène justement à poser la question, pourquoi nos marques africaines manquent-elles de visibilité? On va prendre la réponse de Nathalie, puis la réponse de Lee. D'accord. Nos marques africaines manquent de visibilité parce que déjà, elles sont un peu écrasées par la concurrence étrangère. D'accord. Donc, la concurrence étrangère, ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc, forcément, quand ils ont les moyens de faire de la pub, et on les voit. Nous sommes là, mais on ne nous voit pas. Donc, c'est pour ça que, puisque nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous devons utiliser les moyens à notre disposition, comme les réseaux sociaux, par exemple. Nous sommes obligés d'être très présents sur les réseaux sociaux. Et je voudrais répondre à la personne qui vient d'écrire que oui, elles sont invisibles, mais c'est à nous de tout faire pour nous rendre visibles. Personne ne va nous faire de cadeaux. C'est à nous de nous battre, en fait. Personne ne nous fera de cadeaux, personne ne nous offrira rien sur un plateau d'argent.
on ne peut pas rester en permanence en train d'attendre que l'État fasse ou quoi. Donc, c'est à nous de prendre les choses en main, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Alors, Lee, quelles sont les pistes de solution? Parce que là, on vient de soulever le fait que les marques sont invisibles. À votre avis, quelles sont les pistes de solution qu'on peut avoir pour donner justement cette visibilité-là qu'il faut à ces marques africaines? Ben, il faut créer la visibilité par tous les moyens, comme Nathalie l'a dit, hein, par les réseaux sociaux, faire des vidéos, comment faire tel produit et leur dire, bon, voilà les avantages de tel produit, etc. Émuler, pas s'arrêter d'émuler le produit. Et puis, je pense aussi essayer de faire, de se regrouper. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile quand on parle du regroupement, mais ce n'est pas impossible. Hein, quand on sait que, bon, toi, tu as un produit qui est du shea butter, par exemple, du Ghana, toi, tu as de l'aloe vera, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour avoir un produit? Parce que c'est ce que les grandes marques, elles font, elles travaillent ensemble. Donc, maintenant, avoir peut-être une banque de données, par exemple, où les gens peuvent communiquer sur l'esthétique et dire qu'on peut faire pour arriver à émuler ce produit en Afrique. Et comme Nathalie encore l'a dit, c'est bon, on ne peut pas compter toujours sur nos gouvernements. C'est à nous de voir vraiment les petits moyens qu'on peut mettre en jeu pour arriver à parler. Ça va de bouche à oreille. Aujourd'hui, on a tous compris, par exemple, que il faut faire de l'éducation, il faut faire beaucoup d'éducation à chaque fois et partout, à chaque moment. Il faut être passionné et éduquer la population et ne pas attendre que les gouvernements le fassent pour nous, ne pas attendre que les multinationales, parce qu'elles sont là, elles veulent ce marché africain aussi. Et puis, il faut savoir que nos produits de base, ils sont à 90%, ils vont en Europe. Le shea butter, il va en Europe. Il n'est pas. Il faut qu'on arrive à se dire que, bon, voilà ce qu'on va faire de nos produits. Mais ça, c'est aussi les cosmétologues, les industriels qui se disent qu'il y a un produit qui est là, comment est-ce qu'on va peut-être se regrouper et nous vendre d'abord à nos personnes locaux et qu'est-ce qu'ils sont en train d'entreprendre. C'est beaucoup de travail, mais ce n'est pas impossible. D'accord, on va continuer à prendre justement les interventions. C'est vraiment un sujet qui passionne parce qu'il y a beaucoup de réactions. Donc, il y a toujours Achaizo qui dit « Tout se tient. Nos industries négligent trop le packaging, le branding, la communication et la labellisation. » Justement, pour soulever le point de labellisation, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réelle information sur ce que ça veut dire? Nathalie. C'est difficile. Très, très, très difficile. Déjà, je vous donne mon exemple à moi pour avoir l'information juste sur... bon, j'ai une labellisation, une labellisation, mais qui n'est pas reconnue à l'international. Celle qui est reconnue à l'international, pour avoir l'information juste, je vous donne juste l'exemple, j'ai mis peut-être 3 ans. Au moins entre 3 et 4 ans pour seulement avoir l'information juste. Parce qu'en fait, vous avez des ministères qui travaillent chacun dans son couloir. Ils ne communiquent pas les uns avec les autres, ni avec l'organisme de labellisation. Donc, vous vous retrouvez là, vous ne savez pas par où commencer, et vous n'avez pas accès à l'information. Donc, vous tournez, vous allez ici, on vous dit une chose, et puis voilà quoi. Donc, c'est difficile. Ok, je vais continuer avec les réactions, hein, Lee. On dit, il y a Gédéon Miété qui dit la création des blogs thématiques sur le cosmétique, la création de coopératives de cosmétiques. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut aider justement à informer les gens, créer ce genre de coopératives, Lee? Bah oui, ça, c'est toute bonne initiative et à prendre, mais encore, il faut simplement que l'information qu'on y donne soit une information correcte et que ce soit une information quand même des spécialistes qui se disent que vous, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de blogs, maintenant, les gens ne savent pas qu'est-ce qui est quoi et où aller piocher. Donc, c'est un peu tout ça, le dilemme de l'Internet, c'est bien, mais c'est aussi où avoir l'information et quelle information à récupérer. Donc,
moi, je pense que, par exemple, dans un pays, tout le monde sait, par exemple, bon, que si on va au Mali, on sait que bon, tel produit, il est fait ici, il est fait là. Il faut faire ses propres recherches. Il ne faut pas s'asseoir sur ses deux lauriers et puis se dire que bon, on m'amène si j'essaye. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que les gens, d'abord, ils ne lisent pas ce qui est écrit et ils ne posent pas des questions. Donc, il faut poser des questions sur le produit que vous utilisez. C'est très, très important, même si on ne connaît pas tout, mais au moins on connaît le produit de base. Donc, si j'ai quelque chose à dire sur les blogs et tout ça, il faut simplement avoir une meilleure information. Et c'est aussi, on revient toujours sur la même chose, c'est une éducation, c'est comme on ne peut pas tout le temps compter sur le gouvernement et les services publics, on doit faire de l'information, on doit faire du bénévolat, on doit parler aux gens, on doit faire de community service, on doit parler, on ne doit pas s'arrêter. Et quand on sait ce qui est bon, on doit continuer à émuler parce que les gens, ils vont reconnaître que tel produit aujourd'hui, c'est un produit de qualité, etc. Et je voudrais simplement ajouter que quand on parle de cosmétiques, c'est bien, mais il faut aussi parler de ce qu'on mange à l'intérieur. Et ça aussi, ça a vraiment un impact sur ce qu'on met sur le corps. Donc, toutes ces choses-là, il faut comprendre toutes ces synergies-là, qu'elles travaillent ensemble. Donc, c'est un travail d'éducation. Il faut apprendre aux gens que ton cheveu, par exemple, quand il pousse, ou bien ta peau, quand elle est comme ceci, c'est aussi ce que tu manges. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut il faut éduquer, il faut faire des blogs, il faut en parler, il faut continuer et trouver l'information qui se recoupe. Il faut recouper les informations et pas simplement écouter et puis agir. Merci beaucoup, Lee. Un mot de la fin, Nathalie, parce que nous sommes à la fin de notre panel. Un mot de la fin, moi je suis spécialiste dans le domaine du cheveu naturel, donc je vais dire simplement à mes sœurs africaines qu'elles sont belles et qu'elles n'ont pas besoin de changer ni la texture de leurs cheveux, ni la couleur de leur peau. Merci beaucoup, mesdames. Merci et on se dit à très vite. Pamela. Merci Nathalie, merci Lee. En tout cas, c'était un très beau panel. Bienvenue, Madame Maryse. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bienvenue Awa, bienvenue Gédéon, bienvenue à Lorraine. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'on vient de quitter le panel cosmétique pour le panel mode. Donc, on parle en fait des cousins et des cousines, si vous comprenez. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous ce soir. Maryse, est-ce que vous nous recevez? Je ne pense pas que Maryse nous écoute parce que nous sommes en live et tout le monde vous voit, Maryse. Alors, je vais commencer par Awa. Bonjour Awa, comment vous allez? Bonjour Pamela, vous allez bien, ça va et vous? Je vais super bien. Bonjour Gédéon. Bonjour Pamela, tu vas bien? Bonjour Lorraine. J'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure, le panel, c'était très chaud. Effectivement, merci. Alors, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer d'abord par le seul homme de la basse-cour, mesdames, si vous permettez. Parce que ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des hommes qui sont là, qui parlent en fait des choses qui nous touchent réellement. Alors, Gédéon, si tu me permets de te tutoyer, on va te laisser. Bien sûr. Merci. Je suis Gédéon Miété, je suis de nationalité congolaise, d'origine du Congo, Brazzaville. Je suis de formation de carrière, je suis informaticien à la base. Aujourd'hui, j'évolue dans le domaine du textile. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Kamab AMG. C'est une marque de streetwear avec aux influences afroculturelles. Au travers de cette marque, j'essaie de mettre en avant les facettes de la culture africaine dans tout ce que je crée comme collection. Je suis pas un créateur de mode de formation. C'est par passion que je me suis retrouvé avant tout là-dedans. Et donc, c'est ainsi que je me retrouve avec vous dans ce panel, à parler de textile, de mode et faire des propositions qui vont peut-être aider à améliorer les choses. Voilà. D'accord, super. On va laisser Maryse se présenter. Bienvenue Maryse. Je ne sais pas si Maryse nous reçoit. Awa, on va y aller. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Awa Sanya. Moi, je suis tombée dans la mode assez jeune, à 14 ans, puisque j'ai d'abord démarré par une carrière de mannequin, avant finalement de m'orienter vers la communication, le marketing digital.
orientée sur les marques. Et puis finalement de fonder ma marque de vêtements, Paul Foulani, qui rend hommage à Katusha, qu'on surnommait la petite princesse Pearl, et qui était le premier top modèle noir égérie d'Yves Saint-Laurent. Et parallèlement à ça, donc, j'ai fondé la Maison de l'Afrique, qui est une association qui accompagne les entrepreneurs, notamment les artistes et les designers, dans le développement de leurs marques pour les aider à s'implanter en France et en Afrique. Merci beaucoup, Awa. Donc, Lorraine? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Lorraine Connet. Donc, je suis créatrice de mode. Donc, j'ai créé il y a quelques années la marque Corey Wait, qui est inspirée vraiment d'une esthétique africaine avec des coupes et des formes assez modernes. Donc, j'ai créé cette marque parce qu'il me manquait, selon moi, dans ma garde-robe, des pièces qui me ressemblaient et qui mettaient qui rassemblaient vraiment ces deux cultures africaines et avec des touches aussi occidentales. Donc, c'est une marque qui est à 80% fabriquée sur le continent africain. Je suis aussi accompagnatrice de créatifs. Donc, j'aide les créateurs qui, comme moi, veulent se lancer et ne savent pas forcément par où commencer. Je les accompagne également à apporter le côté business au côté créatif, parce que c'est souvent des choses qui sont dissociées, alors qu'en fait, elles vont ensemble d'une manière qui est tout à fait inséparable. Et c'est ce que j'essaye d'apporter aux créatifs qui me contactent. Donc, voici un petit peu mes deux casquettes principales. Je suis également styliste. Donc, j'ai été publiée dans le dernier Tropics magazine. Donc, très contente de voir mes compositions et un peu le fruit de mon imagination et de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé publiées dans le dernier Tropics magazine. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. C'est vraiment... les photos sont vraiment magnifiques. Donc, merci pour l'opportunité. Merci beaucoup, Lorraine. Madame Maryse, on va vous laisser vous présenter. Bonjour à tous. C'est Bonjour. encore un plaisir de participer à ce round table, à ce petit meeting, je dirais grand meeting. Je suis Maryse Mboako, épouse Ndiaye, et je suis styliste accessoiriste, fashion designer, formée aux États-Unis avec un diplôme américain, formée aux États-Unis avec une expérience américaine, 20 ans ou plus, passé 30 ans aux États-Unis à me cultiver, à faire tout, un peu de tout dans la mode. Donc, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, de rentrer en Afrique, faire valoir ce que styliste de stars aux États-Unis, travailler avec beaucoup de stars aujourd'hui, beaucoup d'expérience. Voilà un peu ce que je peux dire, que je peux partager avec la jeunesse en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire où je suis. D'accord. Alors, on sait tous, je vais peut-être me présenter moi aussi, parce que c'est vrai que je suis modératrice aujourd'hui, mais je le fais aussi en tant que personne dans le secteur de la mode. Donc, je suis Pamela Viniquin, je suis designer. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Fenu Style. Donc, c'est une marque de vêtements implantée au Bénin. Je travaille avec des couturiers, des tisserands. Je travaille vraiment avec toute la chaîne depuis la base. Et l'objectif ici, c'est de mettre en avant les textiles africains, les textiles made in Bénin, mais aussi de pouvoir permettre à nos créatifs de s'exprimer. Alors, je suis une femme qui fait plus de la mode masculine que féminine parce que j'ai été bercée justement par ça, voir mon père être un homme élégant, quelqu'un qui aime bien s'habiller, quelqu'un qui choisissait ses pièces avec beaucoup de soin, beaucoup de précautions. Ça m'a justement amené à me dire, pour moi, en fait, un homme, il faut qu'il soit bien sur lui, qu'il soit propre sur lui. Et c'est ce qui m'a poussée justement à aller plutôt en fait de ce côté-là. Alors, nous sommes tous du même secteur, a priori. Nous connaissons les problèmes liés au secteur du textile et de la mode. Mais par contre, aujourd'hui, nous n'allons pas parler des problèmes parce que nous ne faisons que ça. Parler des problèmes et des problèmes et des problèmes. Mais aujourd'hui, ce que je vais demander à tout un chacun de vous, c'est d'apporter les pistes de solutions justement pour que le secteur du textile et de la mode africaine puisse en fait bénéficier d'un essor. Alors Maryse, vous qui êtes la doyenne sur ce plateau, qu'est-ce que vous nous proposez en termes de pistes de solutions?
En termes de pistes de solutions, moi, je propose tout simplement la mode circulaire. Ça a été déjà intégré aux États-Unis, très populaire avec, en partie, je dis intégré en partie, avec le goodwill, ou comment on peut appeler ça en français, une chaîne de magasins goodwill, comment on appelle, une chaîne de magasins de dons, où vous avez la population qui donne à un magasin ou à une ONG, c'est un genre d'ONG, des vêtements, des accessoires, et qui le revendent sur la place. C'est-à-dire que la solution, c'est de pouvoir organiser toutes ces pour pouvoir sauver l'environnement. La solution, c'est de pouvoir organiser, et surtout organiser et informer la jeunesse, le monde de la mode, pour pouvoir... Excusez-nous, nous avons beaucoup de mal à vous entendre. Peut-être approcher le micro. Ok, excusez-moi, je ne sais pas. Vous m'entendez? Je ne sais pas, moi j'ai mon micro. Beaucoup mieux, là c'est pas bon. Ça va? Là c'est bon? Oui. Là c'est bon? C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Donc je disais, la solution, c'était de pouvoir implanter le système, comme on l'avait aux États-Unis, le système américain. Par exemple, je donne l'exemple des magasins Goodwill, qui sont des magasins Goodwill, qui sont, si vous voulez, mais qui sont des magasins où vous faites des dons, des vêtements, d'accessoires et d'autres usagers que vous ne voulez pas utiliser, et que ce sont ces éléments-là qui sont revendus à la population. Mais alors, Maryse, s'il vous plaît. Oh, bon, elle va revenir à l'écran. Donc, en attendant que Maryse puisse régler ce problème de son. Ah bon, de son. Okay. Alors, Maryse, je vais peut-être vous proposer de mettre des écouteurs, si c'est possible. Comme ça, cela nous permettra d'avoir le son. Bon, attendez, je vais voir si je peux... En fait, il vous faudra juste éviter de faire des mouvements et de rester vraiment droit devant le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Attendez que je fasse quelque chose. Le micro, il est où? Là, par exemple, on vous entend bien. C'est quand vous vous redressez ou que vous bougez que ça devient compliqué. Ah, je pense qu'il faut que... Ça va mieux? Oui. Là, ça va mieux? D'accord, je pense que la table est un peu... Voilà, là, c'est mieux. Donc, je disais que moi, voilà, la solution, c'est de pouvoir faire un recyclage, la mode circulaire, faire un recyclage de tous ces accessoires, de tous ces vêtements, en copiant le modèle américain qui a déjà commencé depuis des années d'ailleurs, avec le système de revente dans les grands magasins comme le Goodwill, par exemple. Goodwill est un magasin, une ligne de magasins d'une ONG aux États-Unis qui si vous voulez, prennent des dons de la population et qui le remettent sur le marché, qui les revendent. Bon, ici, nous avons, en Afrique, hein, surtout en Côte d'Ivoire, nous avons le problème de friperie. Mais on assiste toujours à si vous voulez, à la destruction des vêtements. Moi, j'ai fait l'expérience, je suis allée au marché et je me suis rendu compte qu'en triant les vêtements, ces vendeurs de friperie là, détruisaient, disons, certaines pièces qui pouvaient être recyclées, qui pouvaient être réutilisées, par exemple, et faire d'autres choses avec. Bon, voilà. Et pour éviter ce gaspillage, pour éviter cette pollution. Moi, dans mon cas en particulier, ce que je fais, les bijoux et les accessoires, je ne parle même pas de la nouvelle ligne de vêtements que j'ai lancée avec des foulards recyclés, en faisant des tissus avec des foulards recyclés, des foulards de soie. Ces pièces, par exemple, ces pièces que vous avez sur moi, peut être recyclées, par exemple, peut être détruit. Bon, je crois que Maryse a un souci de connexion. Elle va revenir. Lorraine, j'aimerais te demander, quelles sont les pistes de solutions pour toi aujourd'hui pour que le secteur du textile et de la mode puisse en fait enfin connaître un plein essor? Donc, Maryse a donné déjà des pistes, hein, qui est le recycling, on appelle aussi le upcycling. Donc, voilà.
Elle est de retour. Oui. Alors, je ne sais pas si elle veut continuer dans son développement. Maryse, vous voulez continuer votre développement rapidement pour que je puisse passer la parole aux autres? Oui, d'accord, Lorraine, d'accord, il n'y a pas de souci. Je m'excuse, hein, je ne sais pas, ça doit être la connexion Non, c'est Internet. la technique, c'est la technique. Les aléas du direct. Lorraine? Voilà. Donc, comme je disais, c'est par exemple, dans mon cas, sans parler des tissus des foulards de soie que j'ai recyclés pour pouvoir faire des tissus et commencer une collection de vêtements. Par exemple, avec le bijou que je porte, il peut être réutilisé, il peut être recyclé, je peux le détruire là et le reformater en boucle d'oreille, en autre chose. Juste pour dire que la solution, c'est de pouvoir, par exemple, informer la population que c'est un manque d'information en fait. Les gens ne sont pas informés en Afrique. On est habitué à je veux du nouveau, parce que on était habitué à un certain moment à une ère de société de consommation. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut pouvoir informer chacun que le bijou que ma grand-mère avait, ou que maman avait, ou que ma tante avait, ou que sa jupe peut être reformatée en robe pour une petite fille. C'est ce que nos mamans faisaient d'ailleurs. Que tous ces tissus que nous voyons sur le marché, ou tous ces vêtements que nous voyons sur le marché qui sont détruits ou bien qui sont jetés par ces vendeurs de friperies, peuvent être recyclés et ramenés dans une usine ou faire quelque chose d'autre avec. Voilà. C'est un peu, moi je pense, former tout le monde de cette nouvelle technique, de ce nouveau concept de recyclage ou comment on appelle ça, circulaire, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Maryse. Effectivement, ce sont des pistes de solutions très intéressantes. Pousser les gens à aller vers le recyclage, permettre justement en fait aux gens de reporter ce qu'ils ont déjà, ne pas céder justement à la tentation des médias et de tout ce qu'on voit qui pousse à la consommation frénétique. Ça, c'est quelque chose qui serait bien. Alors, Lorraine, on va écouter tes pistes de solutions. Oui, dans la continuité de ce que disait Maryse, donc le recyclage, l'upcycling, on peut aussi accompagner les créateurs, parce qu'il y a aussi cette formation, cette information qui doit circuler autant auprès des créateurs qu'auprès des consommateurs. Les créateurs eux-mêmes doivent être accompagnés dans ces démarches-là. Par exemple, en leur expliquant qu'ils peuvent réutiliser des chutes de tissus, comme ça se fait ici beaucoup en Occident, où moi je suis à Paris, il y a beaucoup de nouvelles marques qui se créent, qui vont aller réutiliser les chutes d'autres grandes maisons, d'autres créateurs. Donc ça, c'est aussi une piste à explorer. Et aussi peut-être faire de la production vraiment à la demande. Donc par exemple, travailler avec des artisans qui vont produire des tissus pour une collection spécifique et ne pas produire de trop. Donc ça aussi, qu'il y ait un travail qui soit fait en collaboration avec les personnes qui produisent ces tissus-là, pour qu'il n'y ait pas une production qui soit exagérée et qui finisse dans des stocks qui ne sont pas utilisés. Et donc, dans ce que disait Marie, ce que j'ai trouvé intéressant également, je pense que c'est le côté éducation qui va vraiment être important. Parce que même ici en France, tout ce qui est upcycling, ça commence. Après, c'est là depuis quelques années, mais il y a vraiment des marques qui commencent à émerger dans ce sens-là. Mais vous avez une partie de la clientèle qui ne va pas forcément être attirée par cette idée de reporter ou de réutiliser. Donc, même ici, ce n'est pas quelque chose qui forcément fait l'unanimité. Alors, il faut accompagner nos consommateurs et nos créateurs sur le continent africain à vraiment se rendre compte qu'on bénéficierait beaucoup mieux de cette nouvelle démarche-là et comprendre aussi pourquoi certains consommateurs ne seraient pas attirés vers cette idée-là, pour pouvoir travailler avec eux en leur disant, ben voilà, il y a un côté friperie où ces tissus-là pourraient être réutilisés pour faire d'autres choses. Moi, je sais pas, j'ai vu une marque, je crois, au Kenya, qui fait des tote bags avec des résidus de friperie, par exemple, de vêtements qui ne sont pas réutilisés. Donc ça, peut-être est-ce que nos clientèles ne seraient pas plus aptes plus attirées par des tote bags
que par une Europe, par exemple. Donc déjà, commencer à mieux comprendre leurs besoins, mieux comprendre peut-être ce qui pourrait les attirer, ce qui pourrait ne pas les attirer vers cette démarche-là, et les accompagner. On a aussi de grands lieux, par exemple, on a Abidjan, on a Dakar, je crois qu'il y a l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest. On a le Ghana aussi, qui est un consommateur de friperies, où ils reçoivent des millions et des tonnes de tissus chaque année. Pourquoi ne pas aussi sensibiliser dans ces spots-là qui reçoivent tellement de tissus, et sensibiliser que ce soit au niveau étatique, mais aussi les créateurs de ces secteurs-là, pour leur dire, mais voilà, parce qu'en fait, on manque aussi de data. On n'a pas forcément les chiffres, on ne sait pas quel est l'impact. On ne connaît pas encore quel est l'impact de ces tissus-là, de ces textiles-là et de ces fibres-là sur le continent africain. Et je pense que le travail d'éducation va être assez important quand on va comprendre l'impact que ça a sur nos sols, sur nos paysages, comment ces tissus sont utilisés et recyclés. Je pense que ça va attirer l'attention de créateurs qui vont se dire, moi, je veux faire partie de la solution qui va permettre de régler ce problème-là. Il faut déjà mettre le doigt. Je sais qu'on n'est pas là pour parler des problèmes, mais les chiffres vont permettre de comprendre l'impact, en fait, que tous ces tissus-là vont avoir. Et nous, en tant que créateurs, on va pouvoir mieux être des acteurs plus actifs et plus efficaces dans la résolution de ce problème, entre guillemets. Alors, merci beaucoup, Lorraine. Alors, ce que je vais dire en ajout, justement, avant de passer la parole à Awa, en tout cas, la question que je vais poser en complément, c'est Awa, aujourd'hui, de façon concrète, sur le terrain, vu ce que tu fais comme travail et tout, comment justement, tu apportes des solutions? Awa? Alors justement, Pamela, je suis le thème aujourd'hui, parce que comme tu le dis, en fait, il faut passer à l'action. D'accord, il faut passer à l'action. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Tu m'entends, Pamela? Oui, nous t'entendons très bien. Voilà, donc je disais, il faut passer à l'action. Donc, super. Donc, pour ma part, j'ai décidé d'investir dans la partie recherche et développement parce que pour moi, le point clé pour s'en sortir, c'est justement d'investir dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui, il y a par exemple les imprimantes numériques qui permettent, c'est ce que nous proposons, pouvoir les commercialiser en France et partout dans le monde. Donc, notre prochain objectif, c'est d'implanter un laboratoire et une usine à Dakar qui exploite cette nouvelle technologie-là, qui permettra non seulement de former des artisans et des jeunes ces nouveaux métiers, mais également de sensibiliser les designers et les créateurs sur cette nouvelle mode éco-responsable. Et cela, ça permet non seulement de travailler avec nos artisans traditionnels africains, donc d'exploiter notre savoir-faire et notre culture en présentant nos patterns, que ce soit le bogolan ou bien les différents tissus qu'il peut y avoir dans toute l'Afrique, mais en l'associant aujourd'hui aux nouvelles technologies pour pouvoir le diffuser partout dans le monde en s'appuyant sur les techniques, sur la vente du e-commerce. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, le e-commerce est accessible à tous. Et si je suis un designer qui est dans une petite contrée de Dakar, de Bénin ou du Togo, simplement en accédant au numérique et à la nouvelle technologie, je peux aujourd'hui proposer mon produit à un Américain ou à un Canadien. Donc aujourd'hui, il faut sensibiliser nos présidents et nos États sur comment rendre accessible le numérique et le digital dans tous les pays, de sorte que justement nos artisans et nos designers puissent accéder aux nouvelles technologies et à ces nouveaux outils pour pouvoir très concrètement proposer leur savoir-faire. L'autre piste, c'est que par exemple, au Mali, nous avons le coton bio. Aujourd'hui, nous avons vraiment la possibilité de le commercialiser partout dans le monde et effectivement de le recycler. Il faut vraiment investir dans ces secteurs-là. C'est clé. Aujourd'hui, en Afrique, on fait partie des grands fabricants de coton. Il faut continuer cela, mais pareil, en intégrant la nouvelle technologie et en facilitant tous les canaux de distribution pour qu'on puisse créer de la valeur
et donc finalement avoir une économie industrielle dans le secteur du textile prospère. Alors, merci beaucoup. Avant de passer la parole à Gédéon, nous avons une question à l'écran et Gédéon va justement répondre à cette question. C'est comment mieux valoriser la mode africaine à l'international? Vu que nous avons eu des pistes tout à l'heure, Gédéon, comment on fait aujourd'hui pour valoriser la mode africaine à l'international? Je vais rejoindre ce que a dit Awa tout à l'heure pour répondre à cette question. Comment on fait? On a un outil très merveilleux qui est Internet aujourd'hui. Moi, je suis un business natif du numérique. Je vais essayer un peu d'aller sur les pistes de tous ceux qui m'ont précédé. La solution pour moi aujourd'hui, pour valoriser et me proposer la mode africaine à l'international, on a Internet. Moi, j'ai créé une marque qui est purement native sur Internet. Je n'ai pas de boutique physique. Je peux vendre partout dans le monde directement sur Internet. Cette passion, je l'ai depuis plus de 10 ans, depuis que je suis tout petit. À une époque, j'ai été étudiant en Tunisie, qui est un des pays où on crée beaucoup de textiles, qui est là où sont conçus pas mal de vêtements de différentes marques internationales qui sont produits là-bas. À l'époque où j'y étais, j'ai commencé cette aventure. J'ai tenté un premier essai, mais je n'avais pas les moyens financiers nécessaires parce que là-bas, il fallait produire en masse. Et je n'avais pas, c'est un nouveau business, c'est une nouvelle marque. On sait très bien que ce marché, il est hyper saturé. C'est une grosse concurrence. Si t'es pas connu, il n'y a pas un nom quelque part à côté qui permet de donner envie, de booster. Et j'avais pas encore l'histoire que j'ai aujourd'hui, que je raconte au travers de ma marque. Vous voyez? Donc, je me suis dit, ça va me coûter de l'argent pour rien. J'ai laissé tomber. Mais il fallait d'abord aussi comprendre derrière ma culture. Aujourd'hui, ce que je fais au travers de ma marque, c'est que je vulgarise ma culture. Je vulgarise mon identité. Depuis tout petit, je suis un fan de streetwear. Je raconte la petite histoire, c'est que en regardant il y a quoi, 25 ans, le clip de Chris Cross, Jump Jump, je suis tombé fou amoureux des gros baggy et des t-shirts. Je suis resté 2 jours sans rien mettre parce que je voulais que mes parents m'achètent ce outfit-là. Et depuis, ce n'est plus jamais sorti de ma tête. Mes parents, ma maman, elle m'habillait en paille. C'était une vraie afro. Elle me confectionnait des chemises en paille. Mais après avoir vu ça, je voulais plus rien mettre le reste de ma vie. Bon, j'étais gamin, mais après, avec le temps, j'ai appris. Donc, ce rêve est resté dans ma tête malgré les différentes bifurcations. Je me suis tourné vers l'informatique et autres et tout. À un moment donné de ma vie, j'ai commencé, cette passion est revenue. Mais il suffisait pas d'être passionné. Les gens ne vont pas juste acheter ma passion parce que voilà, j'aime de jolis vêtements et autres et tout. Il fallait que je raconte quelque chose. Il fallait qu'il y ait du sens. Il fallait que les gens puissent acheter mes vêtements, ils puissent s'identifier à ces vêtements. Lorsque j'ai choisi de me relancer à nouveau, après un premier essai en Tunisie qui a été un flop et que je recommence à nouveau, il a fallu que je me pose les bonnes questions. Je dis, mais qu'est-ce que je veux en week-end? D'accord, je suis passionné. Oui, mais est-ce que ça suffit? Je me suis intéressé à ma culture, aux différentes facettes. C'est là-bas que je suis allé puiser mon inspiration pour pouvoir... J'ai rien refait. Hein. Comme je vous ai dit, je suis pas un créateur de mode de formation comme Madame Maryse ou encore Awa ou encore Lorraine qui ont un background et autres. Pour moi, c'est arrivé comme ça. J'ai eu la chance de passer par une grande maison de mode, pas en tant que modiste, j'étais en tant qu'informaticien et j'ai croisé le chemin de Virgile Aglon. Je faisais du support pour son équipe et il me posait des questions. C'était un mec qui était hyper intéressé à chaque fois qu'il croisait des Noirs sur son chemin et autres et tout. Il voulait connaître, il voulait s'intéresser d'où tu venais, ta culture et autres et tout. Ce qu'il avait tiqué, c'était un bracelet en cuivre que je portais, que mon père m'avait ramené il y a une vingtaine d'années du Sénégal. Et ça l'avait attiré son attention. À la base, j'étais là, j'installais des ordinateurs, je vérifiais que tout fonctionnait correctement. Il m'a dit, where are you from? Je dis, je viens du Congo et autres. Et ah ouais, tiens, j'entends souvent parler, vous faites du ndombolo et tout. Avec un français un peu à sa façon et tout. Bon, on a essayé de communiquer, hein, moi avec mon français, mon anglais tordu. Et c'est lui qui, parce qu'en fait, ce projet, ce rêve, après la Tunisie, je l'avais abandonné. Et c'est lui qui m'a dit, tu peux tout faire. Il me dit, à la base, moi, je suis un architecte. J'ai fait ci, je fais de la musique, je fais ça. Aujourd'hui, je me retrouve à la tête de cette maison et que je fais tout ce que je veux. Tu peux tout faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a repoussé à me replonger là-dedans. Et aujourd'hui, comment valoriser réellement la mode africaine à l'étranger? C'est de vendre, comme l'a dit Awa, nos patterns
on n'est pas obligé de recréer, de repartir à zéro. On peut être des Africains forts dans nos traditions, dans notre culture, mais tout en adoptant la modernité. Comme elle a dit aujourd'hui, prendre ce qu'il y a de nouvelles technologies et l'associer avec ce qui existe déjà culturellement. Super. Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais donner des chiffres, hein, parce que Lorraine, tout à l'heure, a parlé de chiffres. On ne peut pas parler de solutions sans parler de problématiques. L'industrie de la mode, c'est 100 milliards de vêtements chaque année. 1 milliard 200 tonnes de CO2. C'est ce que produit l'industrie de la mode chaque année. On vend 100 milliards de vêtements. Et nous, en Afrique, on produit, on a la matière première pour tout ce qui est produit végétal. Aujourd'hui, on parle de recyclage, on parle, les dames, elles ont intervenu dans le sens de pouvoir protéger, de pouvoir recycler, c'est de pouvoir pallier à cet impact-là que a le monde de la mode. On dit que le monde de la mode est le plus polluant aujourd'hui. Mais nous, en Afrique, on a la possibilité de pouvoir tirer l'épingle du jeu dans le domaine du textile, parce que chez nous, on ne produit pas de matière synthétique. Ancestralement, on a le savoir-faire sur les matières végétales. Je vais prendre l'exemple du coton, le raffia, le chanvre ou encore le latex. On a les matières premières qui se font déjà chez nous depuis des siècles et des siècles. Nos ancêtres portent ces matières-là. Que ça soit sur la teinte, on n'utilise pas de coloris chimiques pour pouvoir teindre les tissus. Aujourd'hui, ce savoir-faire, on peut très bien se servir de ça pour valoriser la mode africaine en y associant la touche de nouvelles technologies. Ça nous permettra de valoriser le savoir. Les fabricants de raffia, moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir utiliser le raffia sur mes t-shirts, sur mes vêtements, faire une combinaison de tissus bio, mais si je vais sur Internet, je ne trouverai pas un vendeur de raffia. Je suis obligé d'aller... je suis de cette génération-là qui est purement numérique, qui est phone natif, qui cherche tout sur Google. Et nos enfants, mes petits frères et tous les autres qui viennent après, c'est comme ça qu'ils recherchent des choses. Quand je recherche quelque chose sur l'Afrique, je ne trouve pas. Aujourd'hui, la matière première que j'utilise vient du Nicaragua, vient de l'Honduras, vient du Mexique, mais j'aimerais bien pouvoir utiliser ce coton bio qui est produit chez moi en Afrique. Mais je ne connais pas la chaîne de valeur où la trouver. Je ne trouve pas de fournisseur. Les solutions à proposer aujourd'hui, c'est que précédemment, on en a parlé, il y a eu des thématiques qui sont passées, les Smart City ou autres et tout, ou encore on a des chambres de commerce qui existent dans nos pays, mais qui passent leur temps, par exemple aujourd'hui, à ne former que à accompagner des entrepreneurs. Mais ça, par exemple, c'est un point. On a des industries qu'on veut développer aujourd'hui, mais une industrie sans matière première, on ne saurait pas le développer. Donc, pour valoriser déjà la mode africaine, il faudrait que la chaîne de valeur soit établie. Que les métiers, on a parlé tout à l'heure, les dames qui ont précédé le précédent panel, ont parlé de fabrication et autres et tout. Mais moi, aujourd'hui, le métier, la mode, c'est de la filature, c'est du tissage, c'est de l'embellissement. Tout ça là est fait où en Afrique? Comment je trouve cette information là? Cette chaîne de valeur là déjà, de fabrication des tissus, doit être connue et ensuite, on pourra les distribuer via Internet. Pour moi, la solution, c'est Internet. Je suis un pur du numérique. Je peux vendre aujourd'hui n'importe où grâce au numérique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce temps, mais ce n'est pas la fin des interventions parce que vous avez la possibilité d'aller en fait dans le live et en dessous, vous allez pouvoir répondre en fait aux différentes questions qui vous ont été posées. Pour conclure, je vais simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons bien compris qu'il faut passer par le recyclage. Il faut aussi associer Internet à tout ce que nous faisons parce que voilà, le monde change, on évolue. La tech aujourd'hui ne peut pas se dissocier de la mode, sinon la mode, elle va mourir. Et la troisième chose, c'est plutôt un élément de réponse pour conclure, c'est que Gédéon, aujourd'hui en Afrique, il existe justement des chaînes de valeur et des chaînes de production pour ce qui concerne les textiles africains. Il faudrait peut-être te tourner vers le Sénégal, te tourner vers le Mali, te tourner vers le Bénin. Aujourd'hui, le Cameroun, la Côte d'Ivoire sont des pays qui produisent eux-mêmes leurs textiles, travaillent à la transformation de ces textiles-là et on retrouve en fait ces textiles, mais vraiment très bien cousus et on n'a rien à envier à tous ceux qui se trouvent en fait à l'extérieur. Merci beaucoup à Madame. Je voulais juste ajouter quelque chose de très important qu'on n'a pas abordé et pourtant qui est clé. La dernière piste, c'est évidemment d'intégrer le secteur du luxe. Il faut impérativement que nos créateurs et nos designers intègrent le secteur du luxe, travaillent sur leur montée en gamme
Et n'aie pas peur aujourd'hui, comme l'a fait Virgile Abloh, merci de lui avoir rendu hommage, mais de le faire nous-mêmes et de proposer justement des collections haut de gamme, telles que le font Imana ici, Xulibet. Il faut continuer impérativement à proposer des produits haut de gamme pour justement proposer une palette de produits large. Allez, Ubuntu. Merci beaucoup, merci. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci à Marie, vous. je voudrais rapidement tirer mon chapeau à Afina Nzema. Vous vous rappelez bien de cette créatrice congolaise qui, pendant le Covid, a révolutionné. Elle est un exemple. On n'a même pas besoin de faire beaucoup de discours. Elle est un exemple. Aujourd'hui, Afina Nzema, cette jeune créatrice qui a pu montrer par son écriture en 2020 ou en 2021, je crois, qu'on pouvait faire seulement interplanétaire. Aujourd'hui, elle est l'exemple, elle a des clients partout, elle est dans le top, elle est au top du game. Donc, elle a un exemple, suivez son histoire, jeune africain, c'est facile à suivre, c'est facile à s'informer, à savoir exactement ce qu'on peut faire, comment on peut s'exporter sur le plan international. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Awa, merci Maryse, merci beaucoup Lorraine, merci Gédéon. Et c'est avec grand plaisir que nous allons nous retrouver très prochainement. Je vous invite à nous rejoindre au Tropics Business Summit du 10 au 15 octobre 2022 à Praia au Cap-Vert. Merci. Hello Nelsa. Hello. How are you? I absolutely love the French accent. I really do, really do. Thank you so much. And we've got another couple of panelists waiting eagerly to continue these discussions on beauty and fashion. So I'd like to welcome Salihat and Olivia to the stage. And we're going to probably have a 10-minute discussion because we are a bit short on time. So we're going to keep this nice and sharp just so we can keep to our schedule. So as soon as they come on board, we'll kick off with the conversation. And this topic is amazing. I absolutely love this topic. I love beauty and fashion. So the question that we have as we welcome our queens is, how can e-commerce power Africa's rapidly expanding beauty, fashion, and luxury sector? Welcome, ladies. Welcome, welcome, welcome. So I'll repeat that question. And you can also introduce yourselves. You have about 10 minutes, so we're going to try and keep the schedule as much as we can. So the question to you ladies is, how can e-commerce power Africa's rapidly expanding beauty, fashion, and luxury sector? We'll kick off with, I think it's Salihat, but I think your name is saying Kimia at the moment, or you correct me if I'm wrong. Go ahead. Okay, so hello everyone. I'm so happy to be here with you today. I'm very glad, you are really amazing speakers with a lot of different experiences. So I think it's really interesting to people who don't know. Hi, Kimia. Hello. How are you? My name is Salihat. Sorry, Salihat, your internet is a little bit up and down. So if you can try and sort out your reception, that would be great. So we'll continue with Olivia. Olivia, could you answer that question that I raised at the beginning, please? Yeah, so I'm introducing myself first. I'm a fashion designer, and I'm started to launch my brand in 2015, 2014 and 15. It was with wax fabric to wear women, they want try wax fabric with a good print and the good colors, the question concerning the beauty and fashion industry is really interesting because for the pandemic, people tried to consume differently. They didn't have choice to consume on the web because you couldn't go in the shop anymore. You couldn't even go to the pop-up store to sell and to buy. So for myself, it was really difficult, to go and to move forward on the web because I used to have a boutique. I used to
speak to my clients. I used to speak to my people, you know, and it was so difficult. But with the COVID, you didn't have any choice. We didn't have any choice to go on the web. So it was a big deal, but at the same time, it was a good opportunity to have a different people from all over the world and try to try to try to show African fashion, to show what it is exactly, and to make some partnership with different people in the fashion industry, in the beauty. I have some different friends. They try to have a link with creative people, photographer, makeup artist. You know, try to show a different way to consume, try to show a different way to live, and try to link together to make more stronger. Did you hear me? I don't hear you. I think maybe you're muted. Yes, Salihat, would you like to answer that question? Thank you so much, ladies. Sorry, I didn't get the question the first time. So the question is, how can e-commerce power Africa's rapidly expanding beauty, fashion, and luxury sector? Right. Okay. So first of all, I have to say that we're doing really well in aggressively tackling the issue of e-commerce platforms. And I think that we have quite a growing customer base outside of the continent. The issue, like Kimia said, is really trying to connect in a sustainable way. And what I think is really great about where we are now is that we have these aggregators. So you have online, you've got websites that aggregate designers. So they take on all of the hurdles and the resource intensive hassles, should I say, of getting the PR done, getting us out there, doing the marketing. You know, I mean, we've got so much influence from the international community. You have Naomi Campbell, you've got Beyonce, who spearheaded a web platform that aggregated African designers when she came out with her previous album. Incredible. I mean, it's something that I think we can do as Africans for Africans. We have a lot of Africans in diaspora, and I think that that's also one of our key customer base outside of the continent. They're looking for African products, like Kimia had said before. They're looking for African products. They're looking for African makeup artists. We're traveling globally now. We're having our makeup artists and our designers traveling globally to service customers outside of the continent. So really, our customer base are Africans in diaspora because they miss home. They want to have a part of what it is that they've left behind. And if we're able to just connect with them sustainably through e-commerce, I mean, it's really the only way to go. And thankfully, fintech is taking up really strong roots in Africa. So it's something that I think it's a very good time for us to really jump on board and get this thing going. I mean, I could go on and on about tech, where we have the NFTs for our artists. You know, we can sell our art. We've got, you know, all these other programs where you have AI, you know, which can also sell our designs better. We had during COVID someone do, I think it was Turango. She did a virtual catwalk show. And it was really, really interesting because during COVID, nobody was going anywhere, but we had to keep moving and we had to keep selling. So I think that basically with the global interest being fueled by all these influencers, with that interest, I think it's a lot of encouragement for us to, you know, get on board with our fintech companies, with angel investors, with, you know, all the interested stakeholders to get this thing really, really on a bigger platform, on a more impactful platform. The only issue that I see currently, and which I think is not insurmountable at all, is the fact that within the continent, we've got the Anglophone and then we've got the Francophone economies.
and merging and synergizing the payment platforms to make it a seamless process, I think is a bit of a challenge now because, for instance, with my brand, I'm selling along the West African coast, and that's been a little bit of a challenge. But it's something that I think if the fintech people are hearing, they could just sort of take that on board. Let's see how we can do things more seamlessly within Africa. But yeah, I think that aggregators are quite a good idea for African designers for the moment. We'll get there, but I think for now this is a fantastic platform. Absolutely love your answer, and you answered one of the questions that I have, which is what challenge do you have? So I'm going to actually ask another question, which you mentioned. We've had the pandemic. Some people weren't going digital prior to the pandemic. They were forced to. So what advice would you give to someone within this sector that wants to go global, but they are resisting, they're resisting going digital? What advice could you give them in order for them to elevate and grow their businesses? So they say a journey starts with the first step. So I would say, at this point, I don't think any designer who wants to go global or who wants to sell has a choice. Even if they want to sell, you can't be in business not to sell and be known for what it is that you do. That's the whole essence, right? So I think that with baby steps, get onto the Instagram, Pinterest. The social media platforms have been so active and so proactive in including and developing the shopping function on their platforms. So, even if you're a bit cautious about getting out there, I think everyone is on social media now. So it's something where you can really just start by opening a page, just launching a page, and then hopefully you get more used to the idea of people selling or buying from you on Instagram or any of these platforms. And then you take it from there. And really, a lot of all these designers get discovered on Pinterest, on Instagram, on Facebook. And that's where a lot of international stylists go, funny enough, when they want to get inspiration and, pieces for their clients, their international clients. So I think it's just baby steps. We already have the tools. If you're on Facebook, if you can get on, if you can have a personal page on Facebook and a personal page on Instagram, surely you can have, a business page on any of those platforms. I think it's just baby steps. That's amazing advice. What advice would you give, Kimia, based on your experiences? But actually, it was interesting, like Salia said, to discover a new people, a new profile, new designers, new makeup artists, new people, from the continent. They wanted to show their own work. And for myself, I tried to, to extend my vision, to try to expand my vision and try to find people that have the same vision like me. We could go together and make something, we were in Kigali last year in 2021, for the pandemic with Aisha Balo. She's in Catherine, and we were with Nala Bisangare, the makeup artist, and we made a fashion show together. We didn't know Rwanda. It was the first time, but it was so good because the connection, it was really amazing. So the summary really is get yourself out there, get a profile, even if it's Pinterest, Instagram, Facebook, follow these amazing ladies and see what they are doing. One of the questions I also wanted to ask, and it came from one of you, it was, how can we develop African economy in training our people starting from school, training our youth starting from school? Who would like to go with that? I'm not sure which one of you gave me that question, but it came from one of you. So who wants to Well, answer? it is an interesting question. It's an interesting question. So I think, I think our schools in Africa are already starting to realize the importance of infotech. So you have a lot of early starters in terms of coding and basically software development and the such and the like. I think that is a building. That's one of the building blocks in building capacity. I think that we have a lot more youth in Africa right now.
if I'm going to speak for Nigeria, where I'm speaking from, we have a greater percentage of youth that make up our population. And, sometimes, going for blue collar jobs, things like that, it's great, but, maybe the other way to go is, entrepreneurship and going into fintech and going into tech generally. I think that's much better for the economy. It's much better for building capacity. I think the generation now are really much more, they're really much more attracted to tech. So I think that we're already doing the right things. We just need to shed a lot more light on it. We need to be more aggressive with it. We need more interest from our governments, from our financial institutions, where they can actually boost this drive so that it becomes a standard. It becomes not just an elective, but something that this generation must go into in order to carry the continent forward in the future, because tech is the future, really. At least Tech really is the future. It really is. Otherwise, we wouldn't be having these conversations. Otherwise, we wouldn't be connecting as we are. So, Kimia, Yes. what's your intake in your experiences or in the question that I've raised? Would you like me to repeat the question? I don't hear you well because it's cut off, a little bit. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay. So the question was, how can we develop African economy in training our people starting from school? Actually, we need to be supportive together. We need to work together. And I think we need to have people that have already on the stage. They can help people that try to be, to move forward. We need to be connected. And to consume our products is really important, to consume our own products, because we can see the same thing to Chinese people or even if to Indian people. And sometimes Black people, we use their products, but actually we are the first consumers because it's her products. So we need to have a own business and to consume her business. Yeah, 100%. Thank you for answering that question. I'm going to come back to what you mentioned at the beginning, Salihat, which was some of the challenges that our sector in fashion and beauty has. Could you share some of our challenges that you've had and how you've overcome them? I think it was more or less, let's see. So obviously there was the issue of why I ended up selling, across the across the West African coast. I mean, that there was a challenge that now pushed me to do that. COVID for one. I think, a lot of things pre-COVID were taken for granted, right? We all lived in our own bubbles, and we were doing just fine. Okay. Yes. And then COVID hit, and then the reality set in that, look, you're not really doing much until you begin to look beyond, your immediate environment. You have to look beyond what you can see right in front of your nose. And COVID was so restrictive that it forced me to sort of look outside, because everybody was sort of looking and trying to reach for how to connect with others. I must say this Tropics Business Summit, the Africa Doers Business Summit, has really, really done a lot to help in that regard. So kudos to them. That was a challenge. Let's give a clap to Tropics Business Summit that's coming up in October. Let's not forget that. We are leading up to an amazing event where we can actually be in the same place. So let's give it up for that. I look forward to it. We're excited. We're going to be able to actually hug each other. That's the beauty of going digital and then saying, you know what, I'm going to meet these people face to face. Face to face, yes, to actually get out there. Exactly. Absolutely. These are really the issues, COVID just turned everything around. I don't think anybody after COVID can say that they've had one challenge that was not brought on by COVID. COVID just sort of opened everybody's eyes and opened up a lot of things that we didn't see as problems or as challenges, and they threw
that in our faces, and we had to just sink or swim. So getting online, getting digital, and then the issues of payment platforms and seamless, transitioning and all of that, and getting your market out there, even beyond the continent. So right now, for me, it's been the issue of establishing one's brand within the international market. I mean, to be honest, the requirements are different, the aesthetics are different, and there has to be a kind of meeting point, a middle ground where you can satisfy as many customers who are interested in your brand as possible. You can't possibly design a set of clothing or a range of clothing that's meant for the tropics for a temperate region. There has to be a middle ground. So are you going to now be more of a summer designer for the temperate regions? Or, they're just some of these things, there has to just be a middle ground. So for me, that's just been the challenge, establishing the brand within the international market so that we're satisfying the requirements of the customer base over there based on their lifestyle and, their aesthetic. 100%. I'm just going to let Kimmy answer that question, and we're going to conclude because we've had some amazing insights from today. And I just wanted to say we were forced to come out of our comfort zone after COVID. That's it. There's no more playing small. So Kimmy, what was one of the challenges you had that you could share with us? Actually, my challenge is maybe to try to bring my brand to another level, because for the pandemic we were stuck. So right now we can travel again, we can try to make different plans, and I need to see people, because on the web that's good, but that's not good enough. You need to get the link to see how people they work. You need to speak to people, So this is my challenge for now, to travel to Africa, maybe Ivory Coast, maybe, and try to see how we can produce in Africa. I wanted to go back to my country, Cameroon, but actually it's going to be a big deal for me for this year. So maybe Ivory Coast, it can be interesting, or Senegal. Thank you so much, ladies. And I'm just going to conclude with the discussions that we've had. It really is about, and I think Salah had said this, which was we have everything that we need. And if you want to go international, if you want your beauty and your fashion brand to go forward, you've got all the resources. You've got Instagram, you've got Pinterest, you've got Facebook, you've got LinkedIn. Reach out to a wider audience. And again, let me mention this again, Tropics Business Summit coming up in October, right? 10th to the 15th of October. This is the place we need to go. Yes, Kimmy mentioned Ivory Coast, but our first stop is going to be Cape Verde, right? Because we're all going there, right? We're all going to be united, and we're all going to have an opportunity to speak, to connect, to build our network. So if you ladies or ladies and gents who are listening today, make sure you follow these amazing queens. And also, if you're in a beauty and fashion industry, if you need any advice, reach out to them, because we're all here to support, to help. That's why we have events like this. That's why we share our challenges and our breakthroughs. And that's why we've gone digital. And that's why we're here in technology. So thank you, ladies. Thank you. Let's look forward to the rest of the speakers. Thank you so much. Thank you, ladies. Have a wonderful day. Thank you, ladies. Bye-bye. Take care. Bye. So, Nelsa, did you want to learn French? Of course I do. You're going to teach me. Because I'm sitting in the background and I'm listening to everyone. I'm like, I really want to know what's going on. So yes, if I teach you French, you are going to teach me Portuguese. 100%. Yeah, I'll teach you Portuguese and you can teach me French. How about that? And then when we get together in Tropics, we'll be having conversations in both Portuguese and French. How about that? Yes, I agree with you. So thank you so much. I'm going to start that. Hello Lorraine. Bonjour Olivia. Hello. Ça va? Bonjour Monsieur Freddy. Bonjour. Comment vous allez?
Bien. D'accord. Alors, c'est un plaisir en tout cas pour moi de vous retrouver sur ce panel où nous allons justement parler du luxe. Mais avant tout, je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par le coq de la basse-cour, si je peux le dire comme ça. À vous, Monsieur Freddy. Ok. Moi, c'est Kodjo Herman Freddy. Je veux d'abord dire, je suis ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir. J'encourage davantage l'événement. Bon, je suis de formation, je suis ingénieur en conception mécanique, mais j'ai une certaine passion pour l'entrepreneuriat depuis l'enfance, de par plusieurs modèles autour de moi, mon père, ma tante, mon grand-père. Donc, ce qui faisait en sorte que je me suis dit, peu importe l'orientation que je vais prendre dans ma vie, je vais finir par entreprendre. C'est pour ça que même lors des bancs, pendant les études, moi, je lisais davantage les bouquins ou les livres qui ont trait à l'entrepreneuriat, au marketing et aux neurosciences. En 2019, par le biais de la visite d'un ami, de l'échange qu'on a eu, je lance et je fonde l'entreprise Kinvestor spécialisée dans le e-commerce. Après 2 ans de fonctionnement, nous avons lancé un modèle par notre expérience, un modèle africain du e-commerce qui intègre davantage les difficultés liées à la logistique, à la confiance, qui est basée sur ce qu'on va appeler de l'économie collaborative et communautaire. Entre autres, en termes de bénévolat, j'assiste souvent des entrepreneurs qui font dans les marques de beauté et tout, dans leur stratégie de e-commerce et qui justifient ma présence ici dans le thème du e-commerce, dans la mode, le luxe et la beauté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va laisser Lorraine se présenter. Ensuite, Olivia. Le micro, Lorraine. J'en ai fini, hein. Je sais pas si... Ça y est, on entend? Elle va y aller. Oui, on Vous voulez t'entend. que j'approfondisse? Ok, génial. Allô? Oui, merci Freddy. Donc, je suis Lorraine Connet, donc je suis créatrice de mode pour la marque Corey Wade, donc qui est en grande partie produite en Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, enfin plus précisément en Côte d'Ivoire dans la région d'Abidjan. Donc, qui fabrique du vêtement et des accessoires mixtes pour hommes et pour femmes. Et j'accompagne également les créatifs. Vous m'entendez? Dans cette même aventure. Qui veulent voilà, créer leur marque, voilà, et donc je les accompagne dans ce processus. Vous m'entendez? Oui, monsieur Freddy, c'est Lorraine qui a la parole en ce moment. Ok, donc les accompagner dans ce processus-là en mettant en avant un peu tout le parcours par lequel je suis passée, toute l'expérience, les erreurs, les tribulations, voilà, toute l'expérience que j'ai pu accumuler. Je la mets au service de ces créatifs-là pour vraiment les aider à apporter de la cohérence. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dire et que je dis souvent sur mes réseaux ou les personnes qui veulent bien l'entendre, c'est « fashion is a business ». Donc, la mode est un business. Et quand on est créatif, beaucoup de personnes ont souvent tendance à oublier cette partie-là. Et c'est ce que j'essaye vraiment d'injecter, que ce soit dans mon propre business. Donc, il y a le côté créatif, il y a le côté, voilà, créer des collections, etc. Donc, ça, c'est très bien. Mais il faut que ce soit, qu'on y apporte de la cohérence et de la rentabilité. Et c'est aussi important de le souligner. D'accord. Merci beaucoup, Lorraine. Olivia? Donc, moi, je me présente Olivia, créatrice de mode de la marque Kimia. Moi, j'habille, j'orne les femmes qui sont désireuses d'avoir un look un peu assez atypique avec des wax fabriques qui sont colorés, vitaminés. Et choisir l'imprimé, en fait, qui vous correspond en fonction de la personnalité, du caractère. Donc, c'est ce que je travaille avec mes clientes. Et j'aide aussi les entrepreneurs à créer, en fait, l'image de marque qui leur convient avec le branding qui est adapté au message qu'ils ont à transmettre. Donc, avec des supports communicationnels, voilà, à travers des shootings photos, pour leur dossier de presse et également pour leur publicité et leur communication sur les réseaux. D'accord. Alors, super. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème vraiment très intéressant. Le thème, c'est comment le commerce électronique peut-il alimenter le secteur africain de la beauté, de la mode et du luxe en pleine expansion. Déjà, la première question que je veux vous poser, c'est
est-ce que vous avez intégré aujourd'hui l'électronique dans vos processus de création? On va commencer par Lorraine, puis on revient avec Olivia. Ah oui, entièrement. Moi, l'un de mes premiers objectifs quand j'ai créé ma marque, c'était d'avoir un site internet. Après, c'est aussi par des formations professionnelles, vu qu'à la base, je suis acheteuse, j'ai aussi travaillé dans le marketing. Donc, tout ce qui est, on comprend très vite en tant que professionnel que l'outil digital va être absolument primordial pour l'expansion de sa marque. Et quand tout à l'heure je disais fashion is a business, c'est un élément primordial pour les marques africaines à vraiment intégrer. Moi, je me souviens que j'avais fait un échange avec des créateurs sur Abidjan en 2019. Et je leur avais dit, ne vous voyez pas comme une petite marque. Ne vous dites pas, je suis dans un quartier d'Abidjan, je suis à Boaké, ou je suis, je sais pas quoi, à Daloa, personne ne me voit. Mais en fait, créer cette visibilité-là, tant que tu as une connexion Internet pour aller sur Facebook, pour aller écouter les derniers ragots, c'est que tu as de quoi pouvoir te créer ce lien entre toi et ta clientèle partout où elle se trouve. Donc moi, c'était mon objectif dès le départ. Et la plupart de mes ventes se font sur mon site Internet. Donc, c'est quelque chose dans lequel j'ai investi du temps, de l'argent, évidemment, hein, parce que ça coûte aussi. Mais pour moi, c'est une vitrine aussi de ma marque. C'est-à-dire, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais, je leur donne directement le lien de mon site et je les laisse découvrir mon univers. Donc, le site Internet, ce n'est pas seulement un espace où tu vas pouvoir vendre, c'est un espace où tu vas aussi communiquer avec ta clientèle potentielle. Parce qu'ils vont voir ton histoire, ils vont voir tes dernières collections, ils vont voir dans quelle presse tu as apparu. Il y a plein, tu ouvres tout un univers en fait à ta clientèle en ayant un site internet qui fonctionne. Et ça, tu peux aussi le relayer sur Instagram ou Facebook. Pour ceux qui n'ont pas encore de site internet, il y a aussi ces autres plateformes-là qui peuvent les aider à montrer qui ils sont et faire partie aussi du développement de leur image de marque. Merci beaucoup, Lorraine. Olivia, est-ce qu'aujourd'hui, tu as intégré justement l'électronique dans ton processus? Alors, j'ai introduit, moi, l'électronique. Mon site Internet, j'ai introduit, en fait, en dernier lieu. Après. Vraiment, on va dire à la toute fin. Au tout début, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus mes pages Facebook et mes pages Instagram sur lesquelles je communiquais et qui me permettaient d'avoir mes clients. Après, quand j'ai voulu avancer et aller un peu plus loin dans le business, je n'avais pas le choix que de sauter dans la mare non, même pas dans la mer, dans l'océan carrément. Je me suis dit, on va aller seulement dans l'océan. J'avais peur, j'avais des appréhensions, mais je n'avais pas le choix. Donc, du coup, je me suis dit, pour avoir un peu plus de personnes, plus de visibilité, tu es obligé de créer ton site Internet. Mais je ne voulais pas un site Internet pour un site Internet, je voulais un site Internet qui me ressemblait. Un site Internet, justement, qui soit, qui soit identitairement semblable à ce que j'aime. Et ça a pris du temps. Et là encore, pareil aussi, je suis encore en train d'essayer plein de choses, mais c'est bien parce qu'il est déjà lancé et voilà. Maintenant, j'affine à chaque fois. Voilà. Super. Alors, Freddy, je vais vous demander, qu'est-ce qui aujourd'hui vous motive à vouloir allier le secteur de l'électronique à la mode, en fait? Pour vous, quel est l'intérêt? Freddy, est-ce que vous m'entendez? On t'a pas entendu. L'intérêt d'allier le secteur... OK. Oui. Là, vous m'entendez? Très bien. Oui. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ah, d'accord, OK. Je disais, l'intérêt d'allier le e-commerce, OK, l'intérêt d'allier le e-commerce au secteur de la mode, je pense c'est comme s'il y a un certain décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. L'intérêt d'associer le secteur de la mode à l'électronique, au e-commerce, tout part d'abord du fait que actuellement, il y a une croissance en Afrique de 18% de personnes qui se connectent sur Internet avec un potentiel du e-commerce autour de 20 milliards de dollars en Afrique. Ce qui fait en sorte que de nos jours, pour trouver facilement son client, il n'y a pas une autre méthode plus pratique et plus économique que Internet, que le e-commerce. C'est pour cela que nous nous sommes dit, OK, pour le secteur de la mode, pour davantage développer ses ventes, que ce soit avec nos partenaires ou ceux que j'accompagne en bénévolat,
pour davantage développer leur vente, ils doivent être automatiquement sur Internet, avoir des sites Internet et vendre sur Internet afin d'atteindre le maximum de clients possible. Après, derrière tout cela, il y a tout un travail de logistique et de technologie. C'est comme nous sommes assez spécialisés avec notre expansion de plus en plus dans plusieurs pays, on assiste davantage nos partenaires dans la vente, dans leurs clients qui se situent un peu partout dans les différents pays et différents coins de chaque pays. D'accord. Alors, en termes de chiffres, bienvenue Nathalie, en termes de chiffres aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en fait le bénéfice que peut se faire une marque lorsqu'elle passe par le e-commerce? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à ce phénomène où il y a des gens qui sont encore réticents, qui disent oui, ça c'est pour les jeunes, c'est pour les gens qui sont connectés. On n'a pas forcément besoin d'être connecté pour vendre. Mais quels sont les chiffres en fait? C'est-à-dire, comment se situe justement l'évolution des marques, du chiffre d'affaires des marques lorsqu'ils passent par la technique? Freddy. La différence au niveau des chiffres, par exemple, on a des gens qui ont commencé, j'ai par exemple un partenaire qui a commencé avant d'avoir une boutique physique. Elle a commencé carrément tous ses services en ligne. C'est grâce au cours assez très léger du marketing digital qu'elle a pu d'abord se constituer une base de clients solides avant de passer directement à la boutique physique. Donc, ce qui fait en sorte actuellement, les acquisitions de ces clients en ligne se constituent à plus de 90% de son chiffre. Et maintenant, pour les acteurs qui ont commencé davantage d'abord dans le marketing classique par le biais des partenaires, des distributeurs et des boutiques, forcément, l'impact est progressif et pas de 5 à 10%. D'accord. Merci beaucoup. Lorraine, est-ce que lorsque toi, tu as commencé à intégrer justement ce volet de e-commerce, ce volet de faire l'expédition et tout, est-ce que ça a été bien reçu? J'ai envie de dire oui. Après, oui, ça a été bien reçu. J'ai pas eu de. Alors après, il faut se préparer également. Il faut se préparer à la logistique. Il faut penser au parcours client. On lance pas un site internet juste pour le fait de lancer un site internet. Il faut se mettre à la place du client. Quel parcours, quelle expérience on veut que notre client ait en allant sur nos sites internet. Ça peut être l'image, ça peut être le son. Donc déjà, il y a quelque chose d'assez qui touche au sens quand la personne va sur son site. Vous allez sur le site, par exemple, des grandes marques de Dior, vous avez de la musique, vous avez... voilà, donc ça aussi, ça joue. Donc, la première question à se poser, c'est quelle expérience est-ce qu'on veut pour son client? Donc, moi, c'est la question que je me suis posée. Et moi, je voulais vraiment, entre guillemets, lui en mettre plein la vue. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup... Étant styliste également, je connais le pouvoir de l'image. Donc, comment est-ce que ton produit est présenté? C'est quelque chose de très important. Et donc, j'ai construit mon site pour que il soit attrayant à l'œil, il soit visuellement attrayant. Et je me souviens avoir posé une question, parce que j'ai un groupe privé Facebook qui avec les fans, entre guillemets, de ma marque, et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, entre un site visuellement intéressant et un site qui soit techniquement fonctionnel, qu'est-ce que vous préférez? Et c'était assez mitigé. Donc, ça m'a rassurée dans le fait que le parcours client, il est en plusieurs parties. Il est qu'est-ce que le client va trouver visuellement, donc de belles images, des images de qualité. Il ne faut pas que ce soit pixelisé, il ne faut pas que les images soient trop petites, il faut que le vêtement soit visible. Donc tout ça, visuellement, c'est comme pour un plat. Ça donne envie quand on regarde un plat qui est bien présenté. Donc, pour le vêtement, si la personne aime votre marque et qu'elle est allée sur votre site, elle a envie que visuellement, ce soit aussi attrayant et que ça donne envie. Qu'elle ait envie de retrouver dans son placard le vêtement qu'elle est en train de voir sur l'image. Mais il y a aussi la partie technique. Si on clique sur un bouton et que ça met du temps à télécharger et qu'il y a des liens morts et qu'on n'arrive pas à avoir accès à un panier pour pouvoir acheter, ça aussi, c'est problématique. Donc, moi, je me suis vraiment posé ces deux questions-là parce que je pense qu'elles sont vraiment importantes, le visuel et la technique. Et donc, je suis passée par plusieurs plateformes que j'ai essayées. Donc, j'ai fait WordPress, j'ai fait Wix, j'ai fait Shopify, j'ai fait Squarespace. Je suis passée par plusieurs
plateforme. Et j'ai vraiment essayé de garder la plateforme qui allait m'offrir cette expérience visuelle intéressante et aussi un parcours client qui soit techniquement faisable et agréable. Que le client, on dit que le client ne doit pas faire cliquer sur plus de 3 boutons avant de pouvoir avoir accès à un produit et à une tentative d'achat. Donc, c'est les choses auxquelles il faut penser. Et pour répondre à ta question brièvement, oui, mon site internet a été bien reçu parce qu'il y a aussi du teasing. On tease aussi les gens pour dire le site internet arrive, on monte des captures d'écran, on essaye aussi de faire monter la pression pour que dès que le site est mis en ligne, les gens puissent se jeter dessus et éventuellement faire des ventes. Donc il a été bien reçu parce que je pense avoir travaillé dessus. Mais c'est, comme disait Olivia, c'est un travail qui est continu. On a toujours envie de changer une image, changer une photo, de faire d'autres choses. Mais pour l'instant, je suis assez contente de la version que j'en ai et pour l'instant, ça me convient. Ça marche. Merci beaucoup, Lorraine. Nathalie, je veux vous demander aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le luxe rime, c'est-à-dire cadre avec e-commerce? Parce qu'on a cette vision qui, la plupart du temps, est que quand quelque chose est luxueux, il faut que ce soit rare, on ne doit pas le trouver partout, n'importe où. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le luxe rime avec le e-commerce? Oui, tout à fait, parce que quand on observe même toutes les plus grandes marques de luxe font du e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui, personne ne peut y échapper. Nous, en Afrique, nous sommes un peu en arrière parce que pour des problèmes de logistique, pour des problèmes d'infrastructure, c'est plus difficile pour nous, mais le luxe, tout à fait, peut bien rimer avec le e-commerce. Alors, Olivia, toi qui es justement dans le secteur de la mode et qui développe le wax de façon exceptionnelle et qui en fait a fait de ça ta marque de fabrique, penses-tu que on peut rester dans cette lignée-là et développer sa marque vers une marque de luxe? Est-ce que le wax est un produit de luxe aujourd'hui? En fait, il faut savoir une chose, c'est que le wax a toujours existé depuis longtemps. C'est juste qu'avec le temps, il s'est vulgarisé. Et tout dépend de la vision en fait, que tu as, où tu veux l'amener. Et qui est ta clientèle, qui est ta cible. Si tu fais du wax et que tu l'amènes, je ne sais pas moi, dans cette sphère de luxe, tu vas prendre les codes et tu vas l'adapter justement à ta clientèle qui a l'habitude de consommer ce luxe. Tu comprends? Ça peut être à travers la photo, ça peut être, bon, comme disait Lorraine, l'image. Il y a plein de codes, en fait, le parcours client. En fait, vraiment, le faire rentrer dans le bain. Quelle est la vision que tu donnes à ce tissu? Est-ce que toi-même, quand tu le vois, tu le déprécies? Est-ce que tu le valorises? Voilà. Moi, c'est quelque chose, c'est un tissu que je valorise parce qu'il a bercé mon enfance. J'ai grandi avec ce tissu. Voilà. Après, on peut le faire évoluer aussi sur d'autres supports, on peut l'amener encore ailleurs. Est-ce que c'est possible de le transposer sur du cuir? Est-ce que c'est possible de le transporter, tu vois, d'utiliser d'autres matières? Ça a déjà été fait, mais j'ai souvent envie de dire que vous pouvez être même 1000 à faire la même chose. Ton empreinte, c'est la tienne, c'est pas celle du voisin, c'est ton empreinte. D'accord. Alors, justement, pour rebondir sur ça, avant qu'on évolue rapidement, parce que voilà, le temps avance et tout, aujourd'hui, on assiste à ce réveil des Africains, en tout cas, où on privilégie justement les matières fabriquées chez nous. Là, on est en train de parler de l'essor du luxe, c'est-à-dire du luxe africain. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer à valoriser le wax qui n'est pas en soi un produit africain? Ou est-ce qu'il faut se dire les tissus africains, c'est-à-dire fabriqués par nous-mêmes, peuvent aujourd'hui atteindre le code du luxe? En disant ça, je vais donner un exemple très simple. On a le bogolan du Mali qui aujourd'hui est fabriqué selon tout un processus. Alors, Olivia, est-ce que tu penses que il faut continuer en fait à élever le wax ou est-ce qu'il faut revenir en fait à la source et aux matériaux d'origine africaine pour pouvoir développer le secteur de la mode? Merci. Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Comme le luxe en ce moment est en train de vouloir justement revenir à tout ce qui est essentiel. Donc, il y a une sorte de conscience à se dire qu'on veut moins polluer, qu'on veut utiliser des matières nobles, mais des matières naturelles, qu'on veut faire appel justement à tout ce qui est développement durable. Pourquoi? Parce que pour eux, ça permet aussi également de valoriser leur image de marque, mais c'est surtout
de rentrer dans ce mood-là qui est éthique. C'est-à-dire que le consommateur ne consomme plus de la même manière. Il consomme conscient. Il y a des achats qui sont impulsifs, mais avec le Covid et la pandémie, on a vu que c'était un peu différent la manière de consommer. Donc, ton achat conscient, si tu veux savoir d'où ton produit vient, quelles sont éventuellement les compositions de ton produit. Voilà, tu es sensible, en fait, à l'histoire de ton produit avant qu'elle arrive dans tes mains. Ton étiquette est importante, ton Made in est important. Et le Made in Africa est de plus en plus important parce qu'ils ont compris que nous, on réunit tous ces éléments-là. Ils ont tout ça chez nous. Donc, maintenant, c'est de savoir quand ils viennent, nous, comment on se positionne, où on est et comment on se positionne. Est-ce qu'on est fort de proposition, c'est-à-dire qu'il y a un win-to-win et la personne, quand elle vient, elle se dit non, mais finalement, il est expert dans son domaine ou elle est experte et je suis obligée de passer par eux pour pouvoir justement produire, pour pouvoir faire, pour pouvoir créer dans les coopératives, de pouvoir fédérer des femmes qui travaillent il y a un côté politique et social, ou sinon on vient juste encore prendre et on se sert et on repart. Donc c'est à nous aussi de nous positionner par rapport à ça, je pense, et d'être fort de proposition. D'accord. Alors, Lorraine, je t'ai vu tout à l'heure, tu avais vraiment envie de réagir par rapport à ça. Alors, non, dis-moi vraiment ce que tu penses. Est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer à valoriser des textiles qui viennent de l'extérieur et en fait continuer à les greffer à ce qu'on appelle la mode africaine ou aller plutôt vers des textiles créés par nous-mêmes en fait? Moi, je suis dans une approche pragmatique. Je ne suis pas dans une approche qui diaboliserait le wax. Ça n'a jamais été la manière dont je vois les choses. Pour plein de raisons, parce que déjà, moi j'ai commencé avec le wax, donc pareil comme Olivier expliquait, c'est un tissu qui a bercé mon enfance. Moi j'avais des tantes qui étaient un peu l'équivalent des Nana Benz, donc ils vendaient le wax, c'est avec ça qu'elles ont envoyé mes cousins à l'école, etc. Donc j'ai pas une approche négative par rapport au wax. Mais comme j'expliquais dans le panel précédent, il faut qu'on ne prenne pas les choses avec les sentiments, mais avec des faits. Donc qu'est-ce que représente le wax sur le continent africain? Parce que tu viens de dire que c'est un tissu qui n'est pas forcément africain. Ce n'est pas forcément vrai. On a des usines sur le sol africain. Moi, j'ai un oncle qui travaille chez Uniwax jusqu'à maintenant et qui est maître qualité chez Uniwax. Donc, Uniwax, qui est voilà, une filiale de Vlisco, donc qui est hollandais, mais a des usines en Côte d'Ivoire. Je pense que aussi dans d'autres pays, au Sénégal, au Togo, je ne suis pas sûre, parce que des fois, elle ferme et réouvre sous différents noms. Mais il y a une partie de cette industrie du wax qui nourrit des Africains. Donc, c'est à nous de savoir comment tirer notre épingle du jeu et ne pas toujours se victimiser en disant c'est un tissu qui vient de l'étranger. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée des emplois. Et moi, je dis souvent, comment est-ce qu'on peut maximiser cette affaire-là? Donc, peut-être le Nigeria le fait très bien. Moi, j'utilise ma dernière collection, j'utilisais des wax made in Nigeria avec des imprimés qui sont issus du batik, voilà, avec une vraie histoire africaine et qui sont produits au Nigeria. Donc, en fait, on n'est pas là pour diaboliser. On est dans une économie capitaliste. Donc, c'est de comprendre comment l'Africain va pouvoir bénéficier de cette économie du wax qui est absolument énorme et peut-être chercher à rivaliser avec Vlisco. C'est ça qu'on doit essayer de faire maintenant. Si le wax est en demande, parce que dans le monde entier, les gens font l'équivalent entre wax et African fabric, African print, utilisons ça. Essayons d'utiliser ce succès que le wax a pu avoir pour créer notre propre wax qui puisse être 100% africain et ne pas toujours chercher ailleurs. Maintenant, pour la seconde partie de ta question, moi, en ce moment, je travaille sur une collection qui est en collaboration avec des artisans qui travaillent le pain baoulé dans l'est de la Côte d'Ivoire. Donc ça, mais j'ai commencé en utilisant le wax, en fait. Donc, en fait, dans une marque doit tirer son inspiration, son essence de différentes sources, mais il faut que, dans ton ADN, ce que tu as envie de faire, c'est de valoriser un savoir-faire africain et c'est de en faire bénéficier des travailleurs ou des artisans africains. Je pense que si c'est vraiment ça l'essence d'une marque, qu'elle utilise le wax ou un tissu traditionnel, c'est important, mais il faut vraiment que ce soit gagnant pour l'Africain. Je pense que ça doit être vraiment ça le principal. D'accord. Merci beaucoup, Lorraine, parce que je vais rebondir sur cette intervention avant de venir en fait vers Nathalie. Ce que je voulais justement qui sorte de ce débat, c'est que les gens comprennent qu'il y a le wax qui est réellement africain et il y a le wax qui est importé. Ça veut dire qu'il y a des marques de wax africaines qui existent et il y a justement ces marques de wax-là
qui viennent de l'extérieur. Ce qui m'amène à demander à Nathalie. Nathalie, aujourd'hui, est-ce que tu penses que les marques de wax africaines ont toutes leurs chances? Pour l'instant, il y en a vraiment très peu. Il y en a vraiment très peu et on n'arrive pas à concurrencer les marques qui viennent de l'extérieur. Moi, je suis pour que nous développions le wax, mais avec des entreprises créées en Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas éliminer le wax. C'est pas possible. C'est rentré dans la culture africaine. C'est rentré dans notre culture, qu'on le veuille ou pas. Il fait partie de nous. Donc, ce serait bien pour nos économies de créer des entreprises dans nos pays, mais qui en est vraiment beaucoup plus. Parce que pour l'instant, vraiment, je ne vais pas dire ridicule, mais bon, c'est très peu. C'est très peu. Il y a beaucoup à faire encore. Donc, mais tout en continuant à développer aussi nos tissus, nos anciens tissus, là, qu'on ne voit pratiquement pas. Et qu'on vend, c'est-à-dire que ici, au Cameroun, pour trouver du togo ou d'une dope, mais il faut le chercher sérieusement. Et ça coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que la filière n'est pas développée. Donc, ce serait bien de développer également les filières qui concernent nos tissus traditionnels. Merci beaucoup. Donc, avant qu'on ne puisse libérer le plateau, parce qu'on est presque arrivé à la fin de cette intervention, j'aimerais vous demander quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui aux marques de luxe africaines qui hésitent encore de passer à l'étape électronique, c'est-à-dire de passer à la technologie. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? On commence par Olivia, puis Lorraine et on revient chez Nathalie. Merci. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà d'avoir un ADN de marque fort. Je pense que c'est important. L'identité de la marque, vraiment, elle doit vraiment être forte. C'est-à-dire que quand on ouvre votre page, on sait déjà où on se situe, plus ou moins les codes, l'univers, c'est tout ça est retranscrit à travers l'image, c'est très important, et à travers les valeurs. Et au début, parce qu'il y a toujours un début, je pense qu'il faut peut-être passer par des plateformes, si c'est compliqué au niveau du budget, au niveau des sous, passer déjà par des plateformes qui ont déjà pignon sur rue, qui sont déjà connues, et essayer déjà de se faire une place là. Moi, je sais qu'à l'époque, on m'avait proposé pas mal de plateformes, et passer par là, et après peut-être prendre le temps de bien créer son site internet, parce qu'un vrai site internet, c'est vrai que ça coûte assez cher. Donc, il ne faut pas se lancer ça, il faut faire attention quand même, je pense. Merci. Lorraine? Rebondir, j'allais donner ce point-là, avoir une vraie histoire. C'est-à-dire que les marques qu'est-ce qui différencie une marque de mode, luxe ou une marque de mode fast fashion ou lambda, ça va être l'histoire. Toutes les grandes marques qu'on appelle luxe, ce qui va différencier, c'est leur savoir-faire, c'est leur histoire. Donc vraiment que les marques africaines ne cherchent pas à travestir ou à diminuer ou à taire leur histoire, mais au contraire à la mettre en avant. Comme beaucoup de marques le font, les marques du Nigeria sont très, très, très fortes là-dedans. Elles ont vraiment un storytelling qui est très strong, qui est très fort et qui fait qu'en fait, on ne peut pas passer à côté. On arrive tout à fait à aller... Vous avez des marques comme Orange Culture, qui a vraiment, ou des marques sud-africaines aussi, qui mettent vraiment en avant leur histoire et c'est ce qui va les différencier. On a une histoire africaine qui est tellement vaste, qui est tellement intéressante, qui est tellement riche, que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant pour pouvoir sortir du lot. Et le luxe est tellement aussi intrinsèque du savoir-faire africain par rapport au temps qu'on met dans la fabrication de nos tissus, l'histoire qui est derrière, l'historique, tout ce qui est la symbolique qui est derrière. Le luxe est déjà intrinsèque, est déjà intégré en fait dans notre savoir-faire africain. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur à faire ressortir ça. Donc comme Olivier disait, l'ADN de votre histoire, mais ne pas chercher à vendre, mais chercher à raconter une histoire. C'est vraiment ça qui va vous faire la différence parce que votre histoire africaine, elle sera forcément différente de l'histoire d'une marque qui est aux États-Unis ou qui est au Canada. On ne peut pas traverser ça, c'est vraiment votre histoire personnelle et aussi la force de l'image. Vraiment, moi en tant que styliste, je ne peux pas le dire assez, faites de belles photos. On a des paysages magnifiques en Côte d'Ivoire, en Afrique de manière générale, la fille qui parle que de son pays. En Côte d'Ivoire, mais ailleurs, il n'y a pas de souci. On a des paysages magnifiques en Afrique. On a aussi de très bons photographes, on a aussi de très bonnes maquilleuses, on a de très bonnes coiffeuses, on a vraiment des glam teams qui sont vraiment en train de faire un travail formidable. Donc, ne négligez pas le pouvoir de l'image et de la vidéo. Même avec un smartphone, maintenant, on peut faire une vidéo superbe sur sa collection. Les gens ont envie de voir le vêtement bouger, le vêtement vivre. Donc, que ce ne soit pas statique.
racontez-nous une histoire. Vraiment, c'est ce que Merci, Lorraine. j'invite les marques à faire. Merci beaucoup, Nathalie. Le conseil aux marques de luxe africaines. Oui, moi, je leur demanderais de mettre l'accent sur la qualité. Parce que souvent, on voit des marques on dit marque de luxe, mais quand on achète le vêtement, on se rend compte qu'il y a de petits défauts. Donc, et elles doivent vraiment mettre l'accent sur la qualité pour rester marque de luxe. Travailler cette image-là, justement, en donnant de la qualité. Et puis, si elles n'ont pas encore la possibilité de créer leur site Internet, travailler avec des boutiques qui travaillent avec, il y a par exemple Africrea, il y a Awale, qui travaillent avec beaucoup de marques. Donc, avec ces partenaires-là, elles peuvent avoir accès au commerce électronique sans avoir leur site. D'accord. Merci beaucoup à vous, mesdames. C'était un très, très beau panel. Merci aussi à M. Herman qui était avec nous tout à l'heure. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de regarder dans les commentaires. Vous avez certainement des questions, des appréciations. N'hésitez pas, en fait, à aller répondre à ces personnes-là parce que je suis certaine que vous avez vos prochains clients et clientes là. Merci beaucoup à vous tous qui êtes en train de nous suivre. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du programme des African Doers. C'était Pamela Vigniquin depuis le Bénin. À tout de suite. Merci à tous. Bye bye. Bye bye.